À 7000 km de la métropole, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les îles des Antilles françaises s'égrènent au cœur de l'arc caribéen entre Cuba et le Venezuela. Parmi elles, la Guadeloupe, un archipel composé de 5 îles. Plus au nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux anciennes dépendances de la Guadeloupe. Chacune de ces îles offre à voir un territoire différent avec des richesses insoupçonnées défendues avec ardeur par leurs habitants. Henri Joseph est botaniste sur Basse-Terre. Ce passionné veut éveiller les consciences et réconcilier les Guadeloupéens avec leur nature extraordinaire. Les richesses de la France de demain sont chez nous. Alain Foy est charpentier de marine. Aux Saintes, il est le seul à construire à nouveau les bateaux traditionnels antillais. À Saint-Barthélemy, Didier Laplace fait revivre des salines qui font partie de l'histoire de son île. Cette année, ça fait 42 ans qu'on n'avait pas vu le sel dans la saline. Au cœur de la réserve naturelle de Saint-Martin, Nicolas Maslag protège des fonds marins exceptionnels. Moi, ça fait 15 ans que je vis à Saint-Martin et c'est quand même un espace qui, tous les jours, nous réserve des surprises vraiment extraordinaires. Jean-Claude Glandor, lui, ravive les mémoires et se bat pour que les lieux d'histoire ne tombent pas dans l'oubli. C'est ça, la civilisation créole. C'est pouvoir résister contre vent et marée et donner le meilleur de soi-même. Notre voyage nous mène sur 6 îles fascinantes des Antilles à la rencontre de ces passionnés. Au sud-est de la Guadeloupe, voici les Saintes. Splendide petit archipel dans l'archipel, il est composé de 7 îles rocailleuses. Seules 2 d'entre elles sont habitées. La plus grande, Terre de Haut, est dotée d'une magnifique baie considérée comme l'une des plus belles au monde. L'unique village de l'île a longtemps vécu de la pêche. Ici, pendant plusieurs siècles, les pêcheurs ont pris la mer sur un bateau à voile qu'on appelle la Saintoise. Ce bateau emblématique des Saintes a bien failli disparaître. Alain Foy est charpentier de marine et se bat au quotidien pour sauver ce symbole. Il possède un chantier naval unique en son genre. C'est le dernier à construire encore des saintoises traditionnelles. Tu vois, ouais, de là, ça touche, on dégage là. Voilà, tu décides de là. Voilà. Ok, c'est cette bulle-là. Et ici, tu vois, tu as ta bulle au-dessus là, mais il faut retirer ici et là, on va retirer dans cette petite pointe-là un peu en biais. Et là-bas... Là, ça touche là. Ouais, toujours pareil, quoi. C'est l'ancien canot qui servait à faire la pêche. Il y a très longtemps, pendant 200 ans. Donc c'est fait comme il y a très longtemps. Ça veut dire que tu as des bois spéciaux. Il y a l'acajou rouge que vous voyez sous le pont ici. Parce que cet arbre peut faire des branches et des racines courbées. Le blanc, c'est l'acajou blanc, qu'on fait le bordage. La différence, c'est que l'acajou blanc est un petit peu plus léger que l'acajou rouge. Au grenier,
Alain Foy fait sécher ces différentes essences de bois au moins 2 ans pour pouvoir ensuite les travailler. Ouais, un petit peu, c'est des racines coupées en tranches. Tu vois, mais en même temps, c'est aéré. Et c'est pour ça que le bois, il sèche incroyablement. Tu vois, c'est un bois qui sèche et de plus en plus, il devient super léger, quoi. Il faut les sécher bien debout, appuyés comme ils sont là. Quand c'est fini, tu vois, je les mets à terre. Alors, ils sont tous en train de sécher différemment parce que le bûcheron ne les a pas amenés dans la même étape. C'est pour ça qu'il y a des petits coins qui vieillissent plus que d'autres, quoi. C'est comme quand tu fais vieillir un vin. Les saintoises traditionnelles ne servent plus à la pêche. Elles ont été remplacées par des bateaux à moteur plus pratiques et plus rapides. Grâce à Alain Foy, les saintoises ont retrouvé une nouvelle utilité. Aujourd'hui, c'est pour la régate, c'est uniquement pour la régate. Mais même avant, cette compétition existait, puisque le pêcheur, le matin, il fallait quand il part, qu'il arrive le premier vers les secs de Marie-Galante ou les secs de la Dominique pour prendre son poisson, le premier pour pouvoir le vendre. Puisque celui qui venait en 3e ou en 4e position pour vendre son poisson, tout le monde avait déjà acheté du poisson. Cette technique de construction permet encore aujourd'hui d'aller très vite sur l'eau. Il y a des choses qui sont restées, ce qu'on appelle le S, c'est la petite forme que vous voyez à l'arrière. Le S sert d'un appui pour qu'il amortisse. En fin de compte, c'est comme un amortisseur. Alors le bateau, en naviguant, il reste très stable. Et cette forme-là, c'est la forme la plus rapprochée des bateaux anciens. Nicolas Conzen est belge. Il y a 2 ans, il quitte son pays natal pour venir apprendre auprès d'Alain Foy ce savoir-faire unique. En arrivant à Terre de Haut, c'est une des premières choses que j'ai eu envie de faire, quoi, de venir voir Alain, parce que j'avais entendu parler de lui via les canaux traditionnels. Je suis moi-même passionné de bateaux, donc ça semblait évident en arrivant au sein d'aller voir le maître, quoi. C'est un travail de bois très particulier, quoi. Tout est en courbe, il n'y a plus d'angle, on a oublié la notion d'angle droit, tout ça, ce sont des courbes qui doivent être à niveau. Je suis quand même menuisier, moi c'est mon boulot, menuisier ébéniste. Or ça n'a rien à voir avec le reste, quoi. Mais c'est une belle expérience, donc du coup moi je suis bien content d'être de ce côté-là, quoi. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait 15-16 personnes qui faisaient des bateaux comme ça. Quand je sortais de l'école, tu voyais les gens faire des bateaux devant l'école. Alors j'ai contemplé ces bateaux depuis petit, ça m'est resté quelque chose. Je me suis dit, ça va perdre l'âme, ça va disparaître, et on n'aura plus ça. Aujourd'hui, je suis le dernier à en faire des bateaux comme ça. Le lendemain, après 4 mois de travail intensif, c'est enfin la mise à l'eau d'une saintoise de l'atelier. J'ai déjà grandi ici sous cette petite plage et depuis, je suis toujours là, quoi. Maintenant, la différence, c'est que je fais des bateaux traditionnels. Pour moi, j'ai besoin de ça dans mon quotidien, comme la musique, comme tout. C'est comme si j'ai besoin de me nourrir. Naviguer sur une saintoise, c'est agréable, quoi. Il suffit que le bateau soit bien équilibré, tout ça, c'est agréable. Tu as juste le son de l'eau, l'air qui t'amène. Pour que ça reste un patrimoine, il faut qu'il soit protégé. Pour le prochain tour de Guadeloupe à voile traditionnelle, Alain Foy doit construire 5 nouveaux bateaux. La saintoise a encore de beaux jours devant elle. Hélène de Kergariou est architecte des bâtiments de France. Ce matin,
elle est avec Pierre Sainte-Luce, un enfant du pays. Pierre Sainte-Luce vient d'acquérir une ancienne poterie située sur Terre-de-Bas, l'autre île habitée de l'archipel. La poterie Fidelin est au XVIIIe siècle l'une des plus importantes de la Guadeloupe. On a la poterie face à nous, on voit vraiment les vestiges qui sont en élévation. Et puis, au-delà du site industriel, on voit bien que c'est un site magnifique du point de vue esthétique. On est vraiment au bord de l'eau qui est toute magnifiquement bleue. Mais c'est vraiment un site qui inspire vraiment quelque chose de grandiose, quoi. On se sent vraiment bien. Je pense qu'on le sentira encore mieux quand on sera sur le site. Pierre Sainte-Luce est né à Terre-de-Bas, à quelques kilomètres de là. En achetant et en ouvrant la poterie au public, il espère faire connaître son île natale. Il doit visiter le site avec l'architecte pour évaluer les travaux. Et là, ici... On arrive au bac de décantation pour humidifier la terre. Juste à notre gauche, on a le grand atelier. Et on voit bien la trace, là, le premier atelier. Le grand atelier est le bâtiment le plus important du site. On voit d'ailleurs cette poutre-là qui est magnifique. C'est un bâtiment qui a été remanié au fil du temps, parce qu'au départ, il était assez bas. Et puis, au XIXe siècle, au fur et à mesure des années qui passaient, il a été augmenté. Et c'est vraiment ici que travaillaient les potiers, en fait, les maîtres potiers qui fabriquaient les poteries qui servaient à faire les pains de sucre, les fameux pains de sucre. Les pains de sucre sont des blocs de sucre contenus dans ces grands pots en terre cuite, composés de 2 parties, qui permettaient de raffiner et de transporter le sucre en même temps. Pendant 2 siècles, la poterie Fidelin produit ces grands pots. Le sirop de batterie issu du jus de canne était versé dans cette forme tronconique, donc en poterie. Et puis le sucre à l'intérieur cristallisé, séchait, et tous les résidus tombaient par ce petit orifice dans le pot qui est en dessous, qui s'appelle un pot à mélasse. C'était très utile parce que le pain de sucre, du coup, était raffiné, était blanchi. Le problème, c'est que quand on démoulait le pain de sucre, très souvent, il y avait de la casse. Donc forcément, on renouvelait le besoin en forme à sucre. Et du coup, la poterie a été créée exclusivement au départ pour fabriquer ces formes à sucre. Le sucre guadeloupéen est ensuite exporté vers l'Europe. C'est la grande période sucrière des Antilles. Pour faciliter le transport, les poteries sont généralement en bord de mer, comme dans cette baie protégée de Terre-de-Bas. Les potiers arrivaient jusque-là et ces barques transportaient ces pots vers le sud de la Basse-Terre, vers la région du Baïf, là où il y avait donc des industries de transformation de la canne en sucre. Et donc il y a encore beaucoup de vestiges de ces pots tout près de la mer et aussi dans la mer. C'est un site qui est relativement petit, mais par contre, il y avait une vraie activité. Il y avait une centaine de travailleurs qui manœuvraient tous les jours à temps plein pour essayer de construire toutes les formes à sucre qui étaient très demandées par les sucreries. On en voit ici. On en a là, on a des morceaux de poterie. Des morceaux de poterie qui sont encore là. On voit très bien les robots. Regardez un peu comme c'est fini, comme c'est magnifique. On voit très bien la qualité du travail humain de cette époque. C'était pas de la poterie d'art, hein. C'était quand même fait pour être solide et pour tenir le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment de la grosse poterie, mais qui est malgré tout bien lissée, bien ouvragée. Hein. D'un pot à mélasse, celui-ci. Ici on a le dessous d'une forme à sucre. Ils sont souvent notés d'un F pour signifier que cette poterie venait de la poterie Fidelin. Bien évidemment, il faut préserver tout ça pour que ces éléments soient entreposés et mis à disposition du public. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir comment réagissent les maçonneries. Sur le site, d'autres vestiges sont encore visibles. Le gigantesque four pour cuire les pots. Le moulin bestiaux pour écraser la terre. Et la citerne pour recueillir l'eau de pluie.
Alors cette citerne est magnifique, vous voyez l'escalier d'origine est encore là. On voit bien évidemment qu'il n'y a plus de toiture, c'est vrai. Cette eau était principalement utilisée pour mélanger avec la terre et donc permettre bien évidemment à ce que cette terre puisse être utilisée pour faire fabriquer les poteries. Et donc il faudra vraiment penser à remailler toutes les fissures qui vont vraiment porter atteinte au bâtiment à terme. Ce site est très particulier parce qu'il montre un ensemble industriel du XVIIIe et du XIXe siècle qui est, malgré le fait que ce soit en ruine, vraiment très très bien préservé. Et du coup, on peut expliquer aux visiteurs comment fonctionnait un site industriel au siècle dernier. Donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. La poterie est classée monument historique. Pierre Sainte-Luce doit travailler main dans la main avec l'architecte pour la préserver correctement. L'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur les ruines, bien montrer qu'il y a un patrimoine très ancien. On essaie de faire en sorte que n'importe quel propriétaire ne puisse pas acheter un lieu comme celui-ci, tout casser parce qu'il a envie de faire des immeubles ou ce genre de choses. Donc on est garant en fait de la conservation de ce site. C'est tout de même un site de mémoire. Et là, il y a une impression forte quand on vient sur ce site. Il faut savoir que beaucoup de gens ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années. Et donc pour le Guadeloupéen qui est proche de son authenticité, c'est important d'avoir un site protégé comme ça. Et donc il n'est pas question de faire n'importe quoi sur ce site. Le propriétaire espère avoir fini ses travaux en 2017 et faire ainsi connaître Terre de Bas au plus grand nombre. Un peu plus loin, en face de Terre de Haut, se dresse l'îlet à Cabri. D'une superficie de 30 hectares, c'est le plus grand des îlets inhabités des Saintes. Protégé et valorisé, il appartient aujourd'hui au Conservatoire du littoral. L'îlet à Cabri ferme l'entrée de la baie de Terre de Haut. Il occupe ainsi une position stratégique. Au XVIIe siècle, pendant la guerre entre les Français et les Anglais, l'îlet permet de défendre les Saintes. Comme en témoignent encore aujourd'hui les ruines du fort Joséphine construit à son sommet. Au XVIIe siècle, il y avait beaucoup d'insécurité. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de batailles avec les Anglais à cette époque-là, et puis aussi parce qu'il y avait des pirates, beaucoup de piraterie. Donc dès qu'il y avait une petite pointe, une avancée, un morne, les Français ont décidé de construire des fortifications pour défendre l'archipel. Et ils se sont dit, bah, c'est merveilleux, en fait on a une défense naturelle, on est sur un point stratégique. Vous voyez ici, d'ici, en imaginant qu'on ait des canons, eh ben, on peut protéger ce qu'on appelle la passe du pain de sucre. Si des navires anglais voulaient rentrer dans la rade, ils ne pouvaient pas parce qu'ils recevaient les boulets de canon des Français. Et donc vous voyez ici, on a des remparts. Ceux-ci ne sont pas très épais, mais ils continuent tout du long de la falaise et ils permettaient de défendre déjà une partie de la plateforme. Par ici, Hélène de Kergariou accompagne des jeunes venus de Guyane découvrir le patrimoine de Guadeloupe. Donc ici par exemple, regardez sous vos pieds, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des pierres, mais on a des pierres mises n'importe comment? Non. Donc on a des pierres taillées qui sont posées, donc on est là sur une terrasse. Et c'est la terrasse d'un bâtiment qui était en fait la case des officiers. Aujourd'hui, il ne reste vraiment plus que les bases, mais il faut imaginer qu'à l'époque, eh ben, il y avait des murs qui étaient montés avec des toitures en naissante. Donc on est sur un site militaire, là vous l'avez bien compris. Donc sur un site militaire, forcément il y a des munitions, il y a de la poudre pour mettre dans les canons. Et bien là, c'est ce qu'on appelle la poudrière. Qu'on appelle une poudrière à l'épreuve des bombes. Donc il fallait vraiment construire des bâtiments qui étaient solides. Donc là, on a un bâtiment avec des murs très épais. Et puis par-dessus, on avait une toiture de pierre.
Voilà, donc elle était vraiment très très solide. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un vestige qui, même s'il est abîmé, est encore en état d'élévation. Donc c'est un bâtiment qui est très important pour la vie du fort. La visite se termine par le bâtiment à l'histoire la plus singulière. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de se dire qu'à partir de 1866, ça a été un pénitencier. Vous savez ce que c'est un pénitencier? C'est une prison, voilà, c'est une prison dans laquelle on enfermait les gens qui étaient condamnés à des lourdes peines. Et puis on enfermait aussi les gens qui étaient en transit pour aller en Guyane, pour aller au bagne. Le groupe continue à découvrir le patrimoine local en apprenant les techniques particulières de restauration. Ils sont répartis en différents ateliers sous la houlette de Thomas Moussu. Au fur et à mesure, tu vois, tu vas enlever couche par couche, tu vas enlever de la matière, il reste à peu près, je sais pas, 1 ou 2 cm, et après on finira l'ensemble des ciseaux. D'accord ? Le but de ces ateliers, c'est de faire vraiment découvrir le matériau, de se confronter un petit peu à la matière et effectivement apprendre un peu les techniques de base pour réaliser, du coup, de dresser, ce qu'on appelle dresser un parement sur de la pierre dure. Donc là, on est en présence de roches volcaniques, du granit précisément. Donc c'est une pierre qui est très très dense, très ferme. Donc ça met du temps à se façonner. Mais du coup, voilà, on se confronte un petit peu à tout ça, quoi. En général, c'est des ateliers qui plaisent bien. Tout ce qui est taille de pierre, enduit, maçonnerie en pierre sèche ou ourdel à chaud. C'est vrai que voilà, il y a ce contact avec la matière, donc on apprécie bien. Jennifer participe pour la première fois à ces ateliers. J'aime beaucoup l'architecture, donc du coup ça m'a appris aussi quelques termes, mais aussi un peu de pratique pour faire les relevés au niveau de comment prendre les mesures, etc. Donc du coup moi ça m'a beaucoup plu. C'est notre culture, c'est nous, le patrimoine, c'est ce que nous en étaient, nos ancêtres. Donc du coup, je veux préserver ça, même si je suis guyanaise. Moi, ça m'intéresse beaucoup le patrimoine de Guadeloupe, de Martinique. Donc j'ai trouvé ça bien, intéressant. Toi, ce que tu as fait, c'est bien. Maintenant, tu me fais la clé. Allez, tu vois bien la forme que tu as là. Qu'est-ce qu'il y a, Carter? T'as dit non? Ouais, regarde là-bas. La clé est bien là, en plein milieu. Je trouve que c'est une super initiative de la Fondation du patrimoine parce que tout le monde le dit, les jeunes ne regardent pas assez leur patrimoine, les jeunes ne vont pas assez dehors, les jeunes ne touchent pas assez à la pierre. Donc là, on voit bien que c'est pas le cas, qu'il y a plein d'initiatives qui sont très bonnes. Et puis ces jeunes sont quand même super intéressés. Et ils posent beaucoup de questions, ils mettent les mains dedans. Et je trouve que ça ne peut que leur ouvrir les yeux. Après, on ne sait pas ce qu'ils en font, ce ne sera peut-être pas leur métier, mais au moins, ils sauront ce que c'est que la taille de pierre, qu'un mur en pierre. Ils sauront ce que ça veut dire des vestiges. Alors on les a fait dessiner aussi pour faire des relevés. Donc ils savent maintenant ce qu'est un plan, ce qu'est une élévation. C'est plein de petites choses qui vont les marquer, à mon avis, à vie. Et je trouve ça formidable. Et puis en plus, on est sur un site qui est très difficilement accessible. Donc c'est vraiment une opportunité. Il y a très peu de personnes qui peuvent accéder ici parce qu'il n'y a pas de ponton. Donc on y vient vraiment qu'en bateau et en petit bateau. Donc voilà, vraiment pour moi, ce n'est qu'une réussite. Hélène de Cargariou espère bientôt faire réhabiliter les ruines du fort. Le grand public pourra enfin découvrir ce patrimoine. Notre voyage en Guadeloupe continue un peu plus au nord. Au-dessus des Saintes s'étend la partie montagneuse de l'archipel. Voici Basse-Terre, verte, pentue et tropicale. Le volcan de la Soufrière domine ces reliefs. Avec ses 1467 mètres, c'est le point culminant de l'arc des Petites Antilles. La vieille dame, comme l'appellent les Guadeloupéens, retient les nuages et fait tomber la pluie. Ici, plus que partout ailleurs dans l'archipel. Au pied du volcan, la forêt porte bien son nom. C'est la forêt de la pluie.
La nature y est généreuse et luxuriante. Exceptionnellement conservée, cette forêt est classée parc national depuis 1989 et s'étend sur plus de 45 000 hectares. Attention à vous, hein, parce qu'il y a une branche de travers, là, faites attention pour ne pas vous heurter la tête là-dedans. Abel Régna est guide de montagne. Ce matin, il emmène un petit groupe en randonnée près de Gourbert. Nous allons faire une petite randonnée le long du canal Pelletier. Nous allons le longer tout le long jusqu'à arriver à la cascade qui est située au pied du Nez Cassé. Et vous verrez que nous sommes dans une forêt humide. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter quelque chose de particulier. Écoutez, chanter le canal. Le canal chante tout le long. On entend des sons différents tout le long. Il faut savoir qu'ici, actuellement, il y a environ 60 à 70% d'humidité dans l'air. La température ce matin au réveil était de 26 degrés. Et nous sommes à une altitude d'environ 600 mètres d'altitude. OK? D'accord? Question ou pas? Pas pour le moment. Allez, en avance alors. OK. Le petit groupe s'embarque pour une marche de 3 heures en remontant un sentier de randonnée qu'on appelle ici une trace. Ouvertes par les esclaves en fuite qui se réfugiaient dans la forêt, les traces font partie du patrimoine de la Guadeloupe. Cet ancien gendarme a vécu 20 ans en métropole avant de s'installer à Basse-Terre pour pouvoir y arpenter inlassablement sa forêt tropicale. Je suis né à quelques encablures de la mer, mais je suis un homme de la nature. Carrément, je dirais que chaque arbre, chaque plante, chaque roche de la montagne me connaît. Et je pense que quand on a compris ce milieu forestier, quand on l'aime, il vous répond à cet amour. Vous avez obligatoirement du respect pour cette forêt. Parce que si vous ne la respectez pas, elle ne vous acceptera pas. Et c'est ça notre philosophie, notre approche de cette forêt. Les jeunes, à partir de maintenant, il va falloir faire attention à 2 petites choses. C'est garder l'équilibre sur le muret du canal. Et puis, il va falloir aussi vous décider à vous mouiller les pieds parce que à quelques mètres, malheureusement, on ne pourra pas éviter l'eau. Ça va tout le monde? Ouais. OK. D'accord, eh bien on avance alors. Abel Régna mène son groupe le long d'un canal bâti au XVIIIe siècle pour alimenter en eau le moulin d'une habitation voisine. Cette forêt humide, qu'on appelle forêt hygrophile, abrite une biodiversité extraordinaire avec plus de 800 espèces végétales recensées. Ici se côtoient des arbres immenses, des fougères arborescentes, espèces rares, mais encore très présentes en Guadeloupe. Ou bien encore des mousses végétales sur les arbres et des orchidées endémiques. Un univers qu'Abel connaît sur le bout des doigts. Ici, devant vous, il y a tout un amas de plantes, d'arbres et d'herbes. Par exemple, regardez, un truc simple. Vous savez, on n'est pas allé chercher loin pour trouver le nom des plantes. Si vous regardez une mouche posée avec ses ailes fermées, c'est exactement. La tête de la mouche est là, l'abdomen est là, et les 2 ailes sont là. Donc, on ne s'est pas cassé la tête. On a appelé cette plante-là la mouche. Beaucoup de plantes ont des noms ici liés à ce qu'on voit, liés à ce qu'on sait, liés à ce qu'on sent. Si vous faites vraiment attention, vous ouvrez vos étiquettes, vous entendrez un oiseau, on l'entend, qui chante. Ça, c'est un moqueur, c'est une variété de grive
qui existe dans la forêt, qu'on appelle la grosse griffe. C'est lui qu'on entend chanter, comme qui dirait, il fait un bisou. Le petit groupe continue à suivre le canal et croise la rivière Noire à la petite chute du Nez Cassé. Ça glisse. Sinon, descendez dans l'eau. Carrément, vous pouvez descendre, hein, ça ne pose aucun problème. Hein, de descendre dans l'eau pour arriver jusque-là. En Basse-Terre, il y a énormément de cours d'eau et puis beaucoup de petits affluents qui font qu'à la jonction de ces rivières en général, vous avez toujours de très belles petites cascades qui sautent aux yeux. La preuve, on en est ici ce matin. Ici, nous ne sommes pas très loin de la civilisation et c'est peu connu. Alors, la Guadeloupe garde vraiment ces cascades dans son cœur. Les Indiens Arawak, les premiers habitants de la Guadeloupe, avaient d'ailleurs surnommé celle-ci Karoukera, l'île aux belles eaux. Basse-Terre est en effet un formidable réservoir d'eau douce pour tout l'archipel. Des rivières et des torrents irriguent toute la forêt et se transforment souvent en fascinantes cascades. Prenant sa source au sommet du volcan, la rivière du Grand Carbet dévale les pentes de la Soufrière en 3 magnifiques chutes. La deuxième, haute de 110 mètres, est la plus impressionnante. Dans ces rivières, Abel peut parfois faire des rencontres surprenantes. Alors, une variété de crabe de la Guadeloupe qu'on appelle le siric. En fait, c'est un crabe qui ne vit pratiquement qu'à la rivière. Alors, ce crabe, en fait, on dit qu'il n'est pas comestible. Je ne pense pas qu'il ne soit pas comestible. Je pense surtout qu'il est tellement petit que, bon, il n'y a pas grand-chose à consommer là-dedans. Donc, c'est un petit crabe, moi, que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très furtif. Il a une belle couleur jaune. Je le relâche. Tac. Au revoir, mon petit crabe. À bientôt. Attention au passage là qui glisse un petit peu sous le tronc. Attention à bien poser la main sur le tronc. Avant de rentrer, Abel Régna veut montrer à ses jeunes randonneurs une plante particulière, caractéristique de cette forêt humide guadeloupéenne. Quand vous regardez cet arbre, vous arrivez ici, vous voyez bien qu'il y a tout un amas de feuilles, un ensemble de feuilles qui sont posées sur cet arbre. Regardez aussi tout ce qui est là. D'après vous, c'est quoi? C'est des lianes, d'après vous. Si vous suivez votre liane, vous arriverez là-haut, vous verrez qu'en fait, c'est une plante qui est posée sur ce tronc d'arbre. Et cette plante, on l'appelle une épiphyte. Épiphyte, pourquoi? Ça veut dire posée sur un support, mais qui ne nuit pas au support. Et en fait, la plante, elle est posée là-haut, elle a besoin de beaucoup de choses. La plante a besoin d'abord de l'eau, la pluie, ensuite du soleil. Tout ça, elle peut récupérer ça là-haut. Mais il y a quelque chose d'essentiel qu'elle n'a pas, ce sont les nutriments du sol. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, la plante qui est là-haut? Elle va descendre une racine. En fait, là, vous êtes sur une racine et pas sur une liane. Elle va descendre une racine qui va aller jusqu'au sol et qui va récupérer tous les nutriments, les oligo-éléments et autres qu'elle a besoin pour se nourrir là-haut. On est accroché sur l'arbre, il y a de l'eau, du soleil et tout va très bien. Allez, on y va. Alors attention quand vous passez. Le petit groupe enjambe un Acoma boucan, le plus bel arbre de la forêt antillaise. Ce géant peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ses racines, en forme de grandes palettes, lui permettent de résister aux tempêtes tropicales.
La biodiversité en Guadeloupe, c'est d'abord plus de 400 et quelques espèces de plantes, d'arbres. Tout ça, ça fait partie d'un biotope qui gagne une chose importante, c'est d'être connu, d'être respecté, d'être apprécié. Regardez les arbres magnifiques, écoutez le chant des oiseaux. Je pense qu'il y a de quoi arriver à vie ici. Cette forêt guadeloupéenne qui fait rêver est l'une des plus riches en termes de biodiversité dans les Petites Antilles. À quelques kilomètres de là, ce patrimoine végétal extraordinaire a un autre défenseur. Henri Joseph est botaniste et spécialiste des plantes médicinales. Ce passionné veut faire connaître les qualités prodigieuses des plantes de son île. Aujourd'hui, sur son exploitation, c'est la récolte d'indigo, une plante connue pour ses vertus colorantes et anti-inflammatoires. Henri cultive une variété de Guadeloupe, l'indigo suffruticosa. Je suis toujours dans cette mouvance de non-importation, essayer de faire avec ce que j'ai. La biodiversité guadeloupéenne nous a donné notre indigo à nous. Pourquoi aller chercher l'indigo d'Inde? Pour protéger ces plants d'indigo des insectes prédateurs, Henri Joseph compte sur une aide peu habituelle. Vous voyez ici, vous avez un petit insecte de couleur rouge. Et donc cet insecte est en train d'attendre en fait les mauvais, les délinquants quoi, qui veulent manger les feuilles d'indigo. Donc avec ses grosses pattes, cet insecte va piquer l'insecte pour sucer en fait son sang et tout ce qu'il y a dedans. Et moi, ce petit insecte en fait me protège mon indigo, donc c'est un équilibre. Pour d'autres prédateurs plus coriaces, le botaniste laisse les plantes s'autoréguler. Voilà une chenille qui, pour pouvoir devenir adulte, est obligée de manger des feuilles d'indigo. Sauf que l'indigo permet la consommation de 9 feuilles. Et si la chenille ne mange plus de 9 feuilles, eh bien regardez, la chenille est momifiée. Donc c'est la plante qui s'autodéfend et pas moi qui mets un pesticide pour tuer la chenille. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc j'ai à la fois toutes les chenilles qui vont manger 5-6 feuilles seront papillons et tous ceux qui vont manger plus de 10 feuilles pour détruire mon champ seront momifiés. Voilà un exemple en fait de régulation entièrement par la plante. Et donc regardez mon champ sans pesticides, sans herbicides, en fait avec une régulation parfaite faite par la nature. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Sur son terrain, l'indigo, la plante colorante, côtoie l'herbe à pic, la plante qui soigne, ou encore l'herbe charpentier, celle qui draine. Toutes ces plantes locales et médicinales, déjà connues des Amérindiens, sont cultivées de manière totalement naturelle. Moi, le mot « ide », je l'ai banni en fait de mon vocabulaire. J'utilise pas d'herbicide, j'en ai pas besoin. J'utilise pas de pesticides parce que la plante, si vous goûtez, vous voyez que c'est amer. Si c'est amer, donc les insectes ne viennent pas dedans. Et regardez comment, en fait, toutes ces plantes sont en harmonie, aussi bien les plantes qui sont au sol que les plantes qui sont en haut. Dans une autre partie de son exploitation, le botaniste a planté des arbres oléagineux. Ici, on récolte des noix de galba qui, une fois pressées, donnent de l'huile aux vertus antioxydantes surprenantes. Depuis 10 ans, Henri Joseph explore dans son laboratoire toutes les vertus de la flore guadeloupéenne. Ces produits sont aussi vendus en métropole et font connaître les plantes antillaises au-delà des frontières de l'outre-mer. Dans notre laboratoire, on travaille sur la cosmétique et les médicaments. Mais ce qui est important, c'est qu'on veille à ce que ce qu'on fait n'ait pas d'incidence sur la vie. On est toujours dans cette protection de vie.
Nous avons 3800 espèces de plantes, donc 3800 usines capables de capter l'énergie du soleil et le transformer en tout ce dont on a besoin. Des plantes pour nous alimenter, nous nourrir, nous soigner, etc. Et regardez ça, nous ne sommes pas en Sibérie, nous ne sommes pas dans l'Antarctique. Ici, tout pousse, on a cette chance. Et pour que ça puisse pousser, on a besoin d'eau, de l'eau, on en a. On a de la terre, du soleil, enfin tout pour fabriquer des plantes. Et il ne faut jamais perdre de vue que 80% de la biodiversité de la France, donc il y a seulement 20% pour l'Hexagone, mais 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer. Donc les richesses de la France de demain sont chez nous. Henri-Joseph a un autre combat. Faire revivre des variétés locales de fruits et légumes souvent délaissés par les Guadeloupéens. Il travaille main dans la main avec des agriculteurs de la région. Cet après-midi, il se rend chez Clotaire à Mélèze. Pour lui, cet agriculteur a replanté différentes variétés de pois. Ça va, on me voit voir, moi. Ah, ben, très bien, très bien. Ouais, je vais voir mes pois là, pour voir comment ça a avancé. Ça a bien avancé. Donc tu as fait les pois ailés, les pois beaucoup sous comme prévu. Il y a les variétés que tu as demandées, les pois carrés, les pois beaucoup sauts, les pois cannes, voilà, toutes les variétés de pois. Toutes ces anciennes variétés de pois sont apportées d'Afrique par les esclaves il y a plus de 200 ans. Les pois carrés, c'est ça. Ces légumineuses leur servent alors de nourriture de base. C'est vraiment magnifique. Ça va fleurir quand, à peu près? Eh bien, ça va commencer fin novembre, là. Ah oui, il y a déjà une première fleur. Super. Voilà. Regarde, donc ça commence. Non, mais voilà les bouquets. Hein? Voilà. Les bouquets, ça arrive, ça s'ouvre. Super, ça va s'ouvrir doucement. Voilà. Et les pois vont sortir au courant décembre, du mois de décembre. Génial. Génial. Le botaniste est particulièrement intéressé par la valeur nutritionnelle exceptionnelle de ces pois. Alors ici, ce pois beaucoup sous, c'est un pois qui nous vient d'Afrique. Voilà, qui est très très bon. Voilà. Les pois beaucoup sous, c'est les pois du pays où on les mange toute l'année. On peut faire de la soupe et de la purée de pois. Ah oui. Voilà, regardez, c'est pas beau ça? Parce que là, c'est extrêmement riche. Pour vous donner une idée, si vous prenez 100 g de viande de bœuf, vous avez 20% de protéines. Si vous prenez 100 g de pois beaucoup sous, vous avez 27% de protéines. Vous êtes ce que vous mangez. Donc c'est pour ça que j'ai ce challenge avec Clotaire, parce que je pense que la prochaine guerre, ce sera la guerre des protéines. Moi, c'est pour ça que je dis aux Guadeloupéens, mettez-vous très vite à la production, comme Clotaire. Regardez, il en a planté en alternance avec des citronniers, avec des ignames, etc. Faites ça. Comme ça, en 2050, nos enfants vont nous dire merci. Chez Clotaire à Mélèze, fruits, agrumes et légumes cohabitent sur un même terrain. C'est le principe du jardin créole. Une tradition qui remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque des parcelles de terre sont données aux esclaves affranchis. On y cultive alors tous les fruits et légumes nécessaires à l'alimentation d'une famille. Et là, on vient vers une autre association, c'est la papaye, avec une variété d'igname qu'on appelle l'igname pas possible. Des ignames avec de la papaye. On va voir le jeune papaye? Ouais, le jeune papaye, parce qu'il est vraiment chargé. Hein. Ouais. Là, on a vraiment un papayer qui est tellement à l'aise dans les ignames pas possibles, mais c'est vraiment chargé. Ouais. Et en plus, c'est un antioxydant superbe. Peu à peu, ces jardins créoles disparaissent au profit des grandes exploitations agricoles. Les deux hommes veulent relancer ce savoir-faire ancestral. Le magoudia, magnifique! Regardez ça! C'est bien. C'est super, il est gros, hein? Oui, on a encore des plus gros, mais celle-là est très belle. Vous voyez, ça prend 2 mains. Oui, sur toute la ligne, il y en a. Oh. Là, c'est bon à être récolté.
La polyculture, c'est le principe même du jardin créole. Tous les peuples qui sont passés avant nous, ils pratiquaient ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et il fallait avoir tout sur un petit lopin de terre et optimiser l'espace. Et donc, il y a des gens qui vont laisser que des herbes. Mais là, ces herbes, à lui, c'est des ignames, c'est des pois, c'est des malangas, c'est des papayes, c'est des fouilles à pain. C'est ça qu'il faut faire comprendre à la population. Ne pas faire de la monoculture, faire de la polyculture pour sauver la Guadeloupe. Et ça, c'est très important. Ne jamais oublier une chose, qu'on vit sur une île. Et 80% de notre alimentation est importée. Donc, il faut trouver un moyen pour optimiser au maximum les productions, pour pouvoir fournir des produits frais. On n'est pas fait pour manger du blé, des pâtes, du riz. On est fait pour manger, regardez, ce fouillis à pain, là, il est à portée de main. Ça fait partie aussi de son jardin créole. Et c'est une bonne alimentation, c'est un bon produit. Voilà, on mange frais. J'aimerais que les Guadeloupéens comprennent, c'est que, en fait, leur avenir est dans leur jardin. La nature est faite pour qu'on consomme ce qui est autour de chez nous. Nous quittons Basse-Terre pour un tout autre paysage. À l'est de l'archipel s'étend Grande Terre. Vaste étendue, plate et agricole. Dénommée la Riviera de la Guadeloupe, la côte sud possède les plus belles plages de l'archipel. Tout au bout de Grande Terre se trouve le port de pêche de Saint-François. Rudy Colmar est chef cuisinier. Il tient un restaurant antillais dans la marina de la ville. Guadeloupéen, il tient à faire vivre la cuisine créole de son île. Comme tous les matins, il vient faire son marché directement sur le port. Ici, la tradition de la pêche est restée vivante. On pêche plus de 15 000 tonnes de poissons chaque année. Donc là, c'est le petit rituel du matin, avec les familles qui viennent sélectionner leurs poissons. Donc là, vous voyez, interdiction de mettre les mains. Et voilà, ça a l'air désordonné, mais c'est bien, il s'assure un rythme bien précis. Et le chef d'orchestre, c'est Ludovic. Donc là, ici, nous avons tous les poissons de casier. Le poisson qu'on appelle grand gueule, c'est l'équivalent du mérou, en fait. On ne va pas trop mettre la main, on va se faire taper sur les doigts. Hein. Et le poisson perroquet qui est juste là, vous voyez, le bleu. Nous sommes au mois d'octobre. C'est la saison de la langouste. Rudy a sa technique pour bien la choisir. Donc au niveau de la langouste, il faut savoir que plus elle est grosse, on aura l'impression qu'elle est beaucoup plus charnue, mais on va gagner au change à choisir les plus petites. La chair sera plus fine et moins dure. C'est ma petite analyse personnelle. Donc là, on choisit la langouste en fonction du poids. Donc là, en général, elle est très bien calibrée. Elle fait aux alentours on va dire de 600 grammes à peu près. Vous voyez, bien fraîche, encore vivante, bien réactive. Donc déjà, la vivacité, hein, là, comme vous voyez, là, elle ne demande qu'une chose, c'est être soit retourner à l'eau, je ne sais pas, je ne comprends pas le langage de la langouste, soit elle veut retourner à l'eau, soit elle veut être cuisinée, je ne sais pas. Donc là, je viens de quitter le marché aux poissons. Il nous faut aussi des légumes frais. Donc là, je vais récupérer les produits du terroir antillais.
Rudy se rend au marché couvert au nord de la ville. Il est toujours accueilli par le gérant du marché, fin connaisseur des fruits et légumes de son île. Comme ça, et laisser mûrir carrément. Alors ici, ce qu'on peut également travailler très bien, c'est donc la pomme liane. C'est dérivé du fruit de la passion. À la seule différence, tu n'as pas d'acidité. La pomme liane est consommée surtout aux Antilles et y pousse toute l'année. Oui, mais la couleur et la consistance, c'est un peu comme le fruit de la passion. Voilà. Ah ouais, c'est les saveurs de l'enfance. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Le gérant veut conseiller à Rudy une autre variété assez rare, la banane figue. Je ne sais pas, Woody, si tu as déjà travaillé avec la banane dite sucrée. Hein, donc on l'appelle la banane figue en fait. Alors la différence, on connaît déjà la banane dessert. Donc on utilise à midi, après le déjeuner. Et là maintenant, la banane figue sucrée, c'est la banane qu'on va utiliser par exemple à l'apéro. On va goûter. Okay. Je vais goûter ça, je te dis ça de suite. C'est vrai que ça fait, on va dire, c'est notre petit cornichon quoi. Si on veut, si on veut. Hein, donc elle est très ferme et le taux de sucre est très poussé. Ouais. Et ici maintenant, si je désire travailler par exemple, à salade de fruits ou alors, comme on a dit tout à l'heure, à l'apéro, je vais prendre comme ça. Mais tu sais que je ne connaissais pas celle-là, en fait. Donc, si je veux la conserver, je veux qu'elle mûrisse plus vite. Je ne la mets pas au frigo. Hein. Ah non, il faut laisser à l'extérieur. À l'extérieur, c'est bien ça. OK, je laisse à l'extérieur. Voilà. Ce que Rudy est venu chercher, c'est la banane plantain, une variété qui se prépare salée ou sucrée. Donc là, je vais faire ma recette de dauphinois à la banane plantain. Donc je choisis la banane plantain bien mûre. Très important c'est qu'elle soit bien mûre. Elle va révéler des saveurs, je ne dirais pas insoupçonnées, mais des saveurs très appréciables. Rudy a mis un autre légume local à sa carte, l'igname, un tubercule proche de la pomme de terre et longtemps nourriture de base des Antillais. Il faut dire que lorsque nous étions gamins, on ne l'appréciait pas tellement. Hein. Tu sais comment je le prépare? Je l'ai fait en chips. Oui, en chips très fines. Quand tu vas passer, je vais te faire ça en apéro. Voilà. Début de soirée au restaurant de Rudy Colmar sur la marina de Saint-François. Rudy est en plein service. On va faire un petit test, on va contrôler la cuisson des légumes. Les légumes sont pas encore cuits, tu m'as dit. Non, les légumes ne sont pas cuits encore. Ce soir au menu, langoustes grillées et gratin dauphinois de banane plantain. Des plats qui rassemblent toutes les influences du jeune chef. Ok, donc le gratin, je l'ai appelé gratin dauphinois à la banane. Donc dauphinois pour le côté français, issu de la cuisine française, traditionnelle. Mixé, métissé avec notre gratin de banane qu'on a ici. Donc les pommes de terre finement émincées. Le côté sucré-salé plaît en général à maximum de personnes. Le gratin de Rudy est un mélange de pommes de terre et de bananes revenues à la poêle, agrémenté de crème liquide. Donc là, je mets mon petit gratin à cuire. On va dire à 200 degrés. Donc, Rudy a fait ses classes à Paris avant d'ouvrir son propre restaurant sur son île natale. La cuisine antillaise reste sa source d'inspiration. Donc en fait, l'idée, c'est de garder quand même le côté traditionnel avec une touche, on va dire, un peu d'exotisme. Pour nous, l'exotisme, c'est l'international, hein, donc tout ce qui est Japon, la France, les États-Unis. Mais que je ramène avec ces produits du terroir. Ok, donc là, je vais prendre ma langouste. La langouste est le produit local par excellence. Et je vais la couper en deux et juste la snacker. Juste snacker en fait. Ça veut dire quoi snacker? Donc snacker, ça sera à la plancha. Ce plat festif et qui fait vivre pas mal de familles de pêcheurs. C'est l'élément vraiment incontournable en fait, de la gastronomie créole, antillaise en général.
Je dirais qu'elle a le goût, elle a vraiment le goût des îles, le goût des îles. Je ne saurais pas expliquer ça en fait. C'est de la mer à l'assiette. Donc ce produit qu'on peut servir nature ou assaisonné, très légèrement. Donc moi je vais juste l'assaisonner avec mon petit, ma sauce, ma préparation de sauce, ma sauce chien, juste très légèrement. Donc là le gratin il a bien doré, bien coloré. La crème a bien réduite. Après 30 minutes de cuisson, le gratin de banane est prêt. La langouste grillée peut être servie aux clients. De ses années parisiennes, le jeune chef a gardé le goût du dressage. Donc la décoration, c'est quelque chose de très très important que je place au même niveau en fait que le plat en lui-même. On va mettre un peu de petites herbes. Pour Rudy, le bonheur est dans la cuisine. C'est venu naturellement. Il n'y a pas eu de choix. Il y en a qui ont toujours voulu ils veulent être pompiers ou président de la République. Mais moi, c'est choisir la cuisine. À l'extrême pointe de la Guadeloupe, tout au bout de Grande Terre, un éperon rocheux avance sur la mer. C'est la pointe des Châteaux. Classé à l'inventaire des monuments naturels, c'est le site le plus visité de la Guadeloupe. C'est aussi la dernière terre avant le lieu le plus à l'est de l'archipel, l'île de la Désirade. Sur 11 km de long et 2 km de large, la Désirade est une île encore sauvage. Sur le versant sud, un seul village qui vit principalement de la pêche. Longtemps méconnue des touristes, la Désirade a des airs de bout du monde. Nous sommes vraiment en face de la pointe des Châteaux. J'aime venir sur ce coin, c'est un coin sauvage de la Désirade, avec une superbe vue sur la pointe des Châteaux. Ici, nous sommes sur une île tranquille, c'est la nature dans tous ses états, c'est important ça. Maurice Winiger est alsacien. Il y a 10 ans, il tombe amoureux de la Désirade. Aujourd'hui, il fait partie des 1600 habitants de ce petit bout de terre. Nous sommes entourés par l'océan. La terre prochaine est le Sénégal, à pratiquement 5000 km d'ici. Et ici, nous sommes au bout du monde. Séparés d'à peine 8 km de la Guadeloupe, il n'y a que 2 bateaux par jour qui desservent l'île. Les rares touristes qui s'y aventurent ne restent généralement qu'une seule journée. La Désirade a la chance d'avoir été préservée du tourisme de masse. Vu son exposition géographique, la traversée était dangereuse, surtout houleuse. C'est ce qui fait que la Désirade est restée très longtemps en arrière, question du tourisme. La Désirade est en effet longtemps la mal-aimée de l'archipel et porte bien mal son nom. Pendant plusieurs siècles, elle accueille tous les indésirables de Guadeloupe. L'île abrite une léproserie jusqu'en 1952. Et les familles nobles y envoient leurs enfants délinquants pour les écarter de la vie mondaine guadeloupéenne. Allez, Corinne! De cette mauvaise réputation, l'île a conservé aujourd'hui une exceptionnelle tranquillité. Oui, ça va, bonjour. À peine troublée par la présence de certains individus au bord de la route. Ce qui me plaît, c'est de passer à côté des colonies d'iguanes que nous avons ici. Mais regarde, tu vois, il y en a plein là. Les arbres sont remplis d'iguanes. Il y en a partout. Ouais. L'île
compte environ 2000 iguanes de l'espèce appelée iguane des Petites Antilles, une espèce endémique et protégée. Il est bien là, hein? Ouais, là, il est bien là. Ouais. Si la queue elle était de ce côté, je te l'attraperais, tiens. Mais je peux pas l'attraper, la queue elle est de l'autre côté, il va m'en mettre une. Là, il y en a plein là, une. Et ici, on est sur de la plaine herbeuse. Les iguanes peuvent se nourrir à souhait ici. Cette iguane est en train de muer, on voit très bien que la peau s'en va. Hein, on peut voir par là, hein, la peau s'en va, tout simplement parce que leur peau va s'ajuster à leur taille. Et il a également là, quand on le met sur le dos, il va faire une petite léthargie, vous voyez, il est très bien comme ça, il est cool, il est gentil. Alors je vais le relâcher, hein, vous voyez, il dort tranquillement. Hein. On va la relâcher, hein, cette petite mémère, elle va nous faire encore beaucoup de petits iguanes. Maurice quitte les plages bordées de cocotiers pour une nature beaucoup plus aride. Il emprunte la seule route de l'île. Celle qui le mène jusqu'au point le plus oriental de la Désirade. C'est ici que la mer des Caraïbes rencontre l'océan Atlantique. Au bout de la route se dresse une station météorologique, un édifice bâti dans les années 30 par un disciple guadeloupéen de l'architecte Le Corbusier. Exposée au vent de l'Atlantique, la station permettait de surveiller les cyclones venus de l'océan. Puis, le paysage change radicalement. Les plages laissent place à des falaises escarpées et sauvages totalement inhabitées. Ici, la Guadeloupe prend des airs de Bretagne. Maurice se rend tout au bout de la piste, jusqu'au sommet de ces hauts plateaux arides. Ici, une rangée d'éoliennes fait la particularité de la Désirade. Installé dès 1993, cet équipement est une première en Guadeloupe. Voilà, alors ici, nous sommes sur le site des éoliennes. Il faut savoir que nous avons ici la chance d'être exposés sous les alizés. La production électrique, grâce à ces éoliennes, est largement suffisante à la demande de ce que nous avons sur l'île. Nous fabriquons de l'électricité qui est envoyée dans le réseau et qui part généralement sur la Guadeloupe. Le but étant bien sûr de produire de l'énergie pour nous et un excédent. En fin de journée, Maurice aime se promener sur un sentier au-dessus de la Grande Ravine. Il est accompagné de sa femme, une enfant du pays, qui connaît bien les plantes de son île. C'est l'occasion de les faire découvrir à une amie venue de métropole. Là, nous allons rentrer par ce sentier. Il fait très chaud déjà. Tiens, nous avons du bois d'Inde sur notre gauche. Tu vois? Le bois d'Inde est là. Là, la fameuse feuille de bois d'Inde. Qu'est-ce que ça te rappelle, ça, alors? Que le girofle? Oui, girofle. Et ce qui est vraiment particulier avec le bois d'Inde, c'est qu'il y a beaucoup d'essence. Il y a aussi citronnelle et il y a anis. Donc au niveau des utilisations, on l'utilise aussi bien en cuisine. Oui, comme des épices en fait. En pharmacopée aussi.
On va le laisser sécher aussi, comme la feuille de laurier, comme en métropole. On va le laisser sécher et on va bien sûr pouvoir le mettre dans les courbouillons, dans les viandes en sauce. On le prend également sur une spécialité qui est de la Guadeloupe, qui est bien sûr le boudin créole. Là, c'est agréable de marcher par là. Alors là, il y a plein d'oliviers pays là. On a un petit peu partout. Donc en ce moment, ils sont en floraison, tu vois, regarde. Et les fleurs sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, on appelle ça olivier pays parce que ça fait des petits fruits après la floraison qui ressemblent à des olives, mais ils sont très, très, très ronds. C'est consommable en fruits. Alors, il y a un petit goût qui est un petit peu âpre. Tout le monde n'aime pas. Et bon, par contre, moi, ce que je préfère, c'est le mettre à macérer dans le rhum. Et le punch olive, c'est mon punch préféré, c'est bien simple. Ce fameux punch olive de Désirade. Alors ça, on appelle ça cannelle en créole, cannelle en français. Et tu vas me dire l'odeur, ce que ça te rappelle. Le citron. Oui, les agrumes, oui. Et donc, il y a une utilisation qui peut en être faite, surtout quand on se fait piquer par un insecte, par exemple une guêpe ou une abeille. Ici, on dit qu'il faut prendre 3 feuillages différents et se frotter. Et il faut prendre des feuillages odorants, en fait, qui vont masquer l'odeur du venin et éviter que tu sois piqué par d'autres abeilles ou d'autres guêpes. On a des trésors de biodiversité sur cette île. Et il y a une très, très forte tradition de phytothérapie, parce que la pharmacopée des anciens, c'est bien connu, il y avait quand même une raison à ça, ça marchait, ça fonctionne. Il a pris sa vis. Voilà. On arrive sur mon lieu magique, ma vue magique. La Désirade est à nos pieds, de la section du désert jusqu'à la pointe des colibris. Dans le fond même, on peut apercevoir dans la brume les petits îlets de la réserve naturelle de Petite Terre. C'est une vue imprenable, c'est mon lieu magique. Notre voyage nous mène à nouveau dans le sud de Basse-Terre, près de la ville de Baïf. Jean-Claude Blandor est un passionné de l'histoire de son île. Il y a 10 ans, il a créé une association, l'Ordre des gardiens du patrimoine guadeloupéen, pour faire connaître les lieux de mémoire de l'archipel. Ce matin, il emmène Vanessa Lurel, une jeune guide de la région, sur des sites qui racontent l'histoire de leur île. Il commence par descendre vers la rivière du Plessis. Alors, on a fait à peu près 400 mètres d'itinéraire avec un dénivelé d'à peu près 150 mètres. On a voyagé dans le temps. On est remonté 2000 ans avant notre 21e siècle. Les premiers habitants de l'île, les Indiens Arawak, pratiquaient ici leur rituel, probablement au 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut s'imprégner de l'atmosphère environnante. On est vraiment dans une cloche, dans un endroit où on est coupé du reste du monde et des influences extérieures. Donc on peut imaginer que les chamans se retrouvaient ici pour certains rituels. C'est vrai effectivement que ça donne une ambiance un peu mystique, vraiment confinée. Du coup, en fait, on est à l'abri un petit peu des regards et en toute discrétion. On peut tout faire ici, tranquillement. On peut crier, personne n'entend de l'autre côté. On s'entend pas, donc on est tranquille, effectivement. Sur les roches, les Amérindiens ont taillé d'étranges gravures que l'on appelle des pétroglyphes. Alors là, on va se rapprocher des gravures pour les interpréter. Alors ici, on ne va pas gratter pour voir. Toujours bien expliquer ça aux gens. Ne pas gratter pour voir, mais il suffit de juste mouiller la roche et les gravures vont apparaître un peu. Elles seront plus visibles. Si tu te rapproches bien, tu vas voir qu'on a un visage humain
Alors là, on a le contour du visage. On voit bien les yeux, le nez représenté. Mais ce qui est important, ce sont les scarifications qui vont marquer le visage. Voilà. Donc là, les scarifications au niveau du front, au niveau du menton, qui sont des emblèmes de grands chefs. Donc là, on a la représentation d'un grand chef. On a des oreilles qui sont représentées. Donc généralement, les oreilles représentées, ça veut dire que le chef, il possédait les attributs de la chauve-souris. Donc, dans la mythologie, il a cette possibilité de pouvoir se métamorphoser. Donc, il est à la fois chef, mais il est aussi un chaman. Donc là, ce sont des visages complexes. Parce qu'assez souvent, on retrouve ce qu'on appelle des visages simplifiés, à 3 trous. Et c'est celle qu'on va voir juste au coin de la roche, car c'est une des représentations les plus emblématiques du site. L'artiste qui a réalisé cette gravure a utilisé une partie saillante de la pierre pour vraiment donner l'impression qu'on a un visage en 3D. Et là, on est dans quelque chose de plus mythique. On a 2000 ans d'histoire qui sont imprimés sur la roche. Et s'il n'y a pas d'intervention, on va dire, malheureuse, elles seront encore là dans 2000 ans. Alors, ce site a pris vraiment son importance avec l'arrivée des Amérindiens qui vont le choisir comme lieu, on va dire, de culte, lieu d'expression artistique. Tout ce qui a lieu avec un monde non matériel, un monde intemporel. Donc, c'est pour ça qu'on a des représentations sur les roches qui sont des représentations qui ne sont pas des images de la réalité, des images un peu sacrées, des images d'une autre époque. On pourrait toujours imaginer, en fait, j'en parle, j'ai des frissons, qui sont encore présents par le fait que lorsqu'on est dans ce site, il y a un magnétisme qui est différent et qui est fort. C'est vrai qu'on a vraiment quelque chose de particulier dans ce lieu. Puis Jean-Claude emmène Vanessa un peu plus loin, à quelques centaines de mètres de là, devant la cascade Kalinago. Pour les Amérindiens, l'eau était un élément essentiel de leur rituel. On a bien vu que l'élément qui a permis de mettre en lumière les gravures, c'était quoi? C'est l'eau. C'est l'eau. Donc on retrouve encore cette eau présente parce qu'ils en avaient besoin pour faire les gravures, mais ils avaient besoin pour les rituels de purification, pour pouvoir se connecter avec l'au-delà. Et lorsqu'on arrive surtout au pied de la cascade, on prend vraiment conscience du fait que l'homme est tout petit dans l'environnement, où on est dans une espèce de récipient ouvert vers le haut qui nous appelle à nous tirer vers le haut, à nous élever, à devenir meilleurs. Les deux passionnés de patrimoine continuent leur voyage dans le temps. Ils remontent presque 1800 ans d'histoire. Les voilà à l'époque coloniale, une période plus sombre de l'histoire guadeloupéenne. Donc on arrive sur un nouveau site. À 10 km plus au sud, vers Saint-Robert, ils sont sur les ruines de l'habitation Clairefontaine. Aux Antilles, une habitation est une exploitation sucrière. Celle-ci occupait près de 230 hectares. Là, on est déjà 1500 ans plus tard et on arrive sur cette habitation. On va aller auprès d'une roche qui est la roche principale, on va dire, qui va nous donner le nom du propriétaire et l'année d'édification de l'habitation. Alors, tu lis quoi, Vanessa? Donc, il est porté en 1773. Donc avec les acronymes GDB, donc sans doute Georges de Bologne. Voilà, exactement. Donc là, nous sommes en plein dans le XVIIIe siècle, la grande époque sucrerie du Sud-Bastia. Le XVIIIe siècle est l'apogée de la culture et de l'exportation du sucre dans les Antilles. La Guadeloupe fournit toute l'Europe et principalement la métropole. Durant 2 siècles, les grandes familles coloniales vont faire fortune en exploitant des milliers d'esclaves. Donc là, on arrive sur la partie sucrerie, où on a le corps de la sucrerie avec la cheminée. Donc ça, c'est plutôt classique par rapport aux autres habitations. Mais ce qu'il y a de particulier à travers la pierre et le lien avec l'homme, c'est le cachot à esclaves.
L'habitation Clairefontaine fait travailler en moyenne 300 esclaves. C'est l'une des rares de la région à posséder un cachot. Un moyen de semer la terreur pour le propriétaire. Les conditions de détention sont quasi inhumaines. On a le cachot où un homme moyen ne peut pas tenir debout. Donc on est obligé de s'accroupir. Position abominable. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui est resté tabou pendant longtemps. Et c'est l'un des rares lieux qui sont recensés comme des cachots à esclaves. Donc c'est vraiment un lieu de mémoire. C'est un lieu où, quand certains pensent que l'esclavage c'est juste une histoire, on peut les inviter à venir voir, à entrer à l'intérieur et à voyager dans le temps et s'imaginer enfermés à l'intérieur pendant plus d'une semaine, sans boire, sans manger. C'est important de sauvegarder des sites comme cela parce que ce sont des témoins de l'histoire. On sait que les gens cherchent de l'authenticité, qui veulent avoir de la vraie histoire, qui veulent savoir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on entend tout et parfois n'importe quoi, mais les pierres ne mentent pas. Les pierres disent que des choses se sont passées. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de raser, de faire de belles maisons, de construire des hôtels. Je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir transmettre aux générations futures, il faut protéger. C'est pour ça que cette habitation, elle est classée demeure d'illustre et il va falloir de plus en plus l'ouvrir au public pour qu'ils puissent découvrir l'histoire de ces pierres et de ces hommes qui ont fait ce que nous avons aujourd'hui. En fin de journée, Jean-Claude Glandor nous emmène dans l'un de ses endroits favoris de la région, qui raconte un autre chapitre de l'histoire de la Guadeloupe. Ici, à Grand Fond, se dresse l'un des plus vieils arbres de l'archipel, un fromager. Cet arbre, de la famille des baobabs d'Afrique, a été planté il y a plus de 300 ans. Cet arbre est un lieu particulier, un lieu où les esclaves venaient se ressourcer. C'est un lieu relativement éloigné des habitations de l'époque. On sait très bien qu'il fallait qu'ils puissent avoir un petit coin d'Afrique, un petit coin pour leur rappeler leur pays. Et là, les esclaves venaient reproduire et conserver un peu les rituels liés à leurs croyances, à leur culture. Mais ils venaient surtout pour se retrouver entre eux, reparler leur langue, redire les choses de leur pays et transmettre ces choses-là. Autour de l'arbre, les esclaves chantaient le bélé, le chant traditionnel pour se donner du cœur à l'ouvrage. Ah, ici les morts, et là tenir le pouvoir ou l'eau des fermences, qui déjà dans Filao, il t'est monté, si gros roche la Madeleine là, pour te dire clair y'a comme ça, pour y bas Esther ménageaille, ou lé à la la, ou l'eau lé, ou lé la dé la. Beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas cet arbre. Pour moi, il est vraiment le symbole de notre histoire. Il a traversé l'Atlantique, il s'est implanté dans les Antilles, il est encore là au XXIe siècle. Nombreux cyclones, nombreuses guerres, nombreux éléments naturels l'ont agressé, mais il est encore là aujourd'hui. Et c'est ça, la civilisation créole. C'est pouvoir résister contre vent et marée et donner le meilleur de soi-même. À 250 km au nord de la Guadeloupe, voici Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Rattachées à la Guadeloupe jusqu'en 2007, les deux îles sont aujourd'hui autonomes et ont acquis le statut de collectivité d'outre-mer. À l'est, Saint-Barthélemy. Un petit rocher d'à peine 25 km² qui, depuis les années 60, attire les milliardaires du monde entier. Le richissime homme d'affaires américain David Rockefeller est le premier à y acheter une propriété en 1957. Depuis, l'île est devenue le symbole du luxe.
Saint-Barthélemy raconte une histoire singulière des Antilles. Colonisée par des marins bretons et normands à partir du XVIe siècle, l'île est cédée à la Suède par Louis XVI en 1784, en contrepartie d'un accord commercial avant d'être rendue à la France un siècle plus tard. Aujourd'hui encore, les couleurs et l'architecture des maisons attestent de cette présence nordique. Même le nom des rues reste inscrit en suédois. Derrière cette image de tourisme haut de gamme se cache une nature totalement méconnue. Depuis 25 ans, une réserve naturelle marine protège ce littoral et ses fonds marins exceptionnels. Elle couvre plus de 1200 hectares tout autour de l'île. Ok, on y va. Olivier Reynaud est le conservateur de cette réserve. Ce matin, avec Serge Toulet, l'un des gardes, ils partent en mission de surveillance. Direction la baie de Colombier, au nord-ouest de l'île. C'est l'une des plages les plus fréquentées de Saint-Barthélemy. Les touristes sont souvent ignorants des règles de la réserve. À peine arrivés, ils doivent déjà intervenir. Hello, sir. Hello. Marine Park. Bonjour. The sea bob is forbidden in the area. Oh, yeah, it is. Yeah, okay. Thank you. Ce touriste utilise une luge aquatique à moteur. C'est interdit dans la réserve parce que ça peut être en danger, ça va relativement vite. C'est une nuisance sonore. Donc on a préféré, depuis 20 ans que la réserve existe, d'interdire les engins nautiques. Voilà. Tout ce qui est ski nautique, tout ça, c'est interdit aussi. La vitesse ici, c'est 5 nœuds maximum. Et malheureusement, bien des fois, des personnes se lâchent, ils vont trop vite. On a beaucoup de tortues, donc les hélices peuvent tuer les tortues donc, ou crever leur carapace. On est une réserve, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi dans une réserve. Voilà, c'est pour l'environnement, quoi. Les deux hommes travaillent aussi sur la capture d'une espèce de poisson dangereuse. T'as la fouine, Serge, s'il te plaît? Olivier Reynaud plonge avec une pointe pour tenter d'en capturer. Il part en quête du poisson-lion. Une espèce originaire du Pacifique est introduite par accident aux Caraïbes en 2010. Depuis, le poisson-lion fait des ravages dans la chaîne alimentaire. On ne lui connaît aucun prédateur et il mange 1/5 de son poids par jour. La réserve naturelle a mis en place un système pour tenter d'enrayer l'expansion du poisson-lion. Une fois capturé, le poisson est découpé en morceaux pour être rejeté à la mer. On les élimine dès qu'on peut et puis on pense aussi que progressivement ils s'insèrent dans la chaîne alimentaire. Quand on rejette les bouts comme ça, tout ce qui est mérou, carangue, les requins, les dormeurs prennent l'habitude de s'alimenter avec. Grâce à cette technique, le poisson-lion s'insère progressivement dans l'écosystème au profit des espèces présentes sur l'île. Au nord de Saint-Barthélemy, voilà un autre trésor méconnu des touristes. Une immense saline laissée à l'abandon depuis les années 70. Ici, pendant 200 ans, les insulaires récoltent du sel avant de délaisser cette culture au profit du tourisme.
Laplace est Saint-Barth depuis 4 siècles. Ses arrière-grands-parents ont travaillé dans cette saline. Aujourd'hui, bénévolement, il fait revivre ce patrimoine. Tous les matins, il vient ouvrir le canal qui relie la mer à la saline. Un système ingénieux qui date du XVIIIe siècle. Alors une saline, c'est un système de canaux qui communique de la plage à l'étang, qui permet de faire rentrer de l'eau, soit de la faire entrer ou la ressortir. Donc là, on se trouve sur l'endroit où la mer communique au chenal, et après on se rendra sur la saline pour voir comment l'eau rentre dans l'étang et quel travail j'effectue pour garder le niveau stable. Donc maintenant, moi j'ai repris mon rôle comme mon arrière-grand-père le faisait avant, de pouvoir ouvrir et fermer en suivant les horaires des marées. L'eau de mer rentre dans le canal qui devient souterrain sur plus de 300 mètres. Puis, l'eau ressort pour immerger les carrés de terre qui s'étendent sur environ 15 hectares. Une fois l'eau de mer évaporée, le sel peut être récolté. Didier Laplace répète les gestes de ses ancêtres. Donc voilà le sel de la saline. Il a été cultivé pendant 3 siècles. Et cette année, ça fait 42 ans qu'on n'avait pas vu le sel dans la saline. Le fait d'avoir refait sortir du sel dans la saline, j'ai eu droit à plusieurs interventions avec des personnes âgées qui ont travaillé plus de 30 ans dans la saline. Donc c'est un grand moment d'émotion. En les écoutant raconter leurs souvenirs de jeunesse dans la récolte du sel de la saline. Au XIXe siècle, la récolte du sel fait travailler presque toutes les familles de l'île. Le sel est alors utilisé pour conserver les poissons et la viande, mais aussi pour l'exportation. Puis, la concurrence de Saint-Martin, l'île voisine, où le sel est moins cher, fait chuter le marché. La saline de Saint-Barthélemy cesse son activité il y a 50 ans. Actuellement, on est en train de travailler pour réhabiliter la saline. Donc on espère peut-être refaire le sel. Mais la chose primordiale maintenant, depuis que je m'en occupe, c'est de revoir le nombre incroyable d'espèces d'oiseaux qui viennent. Donc il y aura un rôle important à gérer la période du sel et la période de nidification. Pour Didier, la saline joue en effet un rôle primordial dans l'écosystème. Grâce au niveau d'eau maîtrisé, les oiseaux migrateurs peuvent à nouveau y faire escale. On y compte une trentaine d'espèces. Là, on peut voir 3 à 4 échasses d'Amérique qui ne vont pas tarder à reprendre leur envol pour rejoindre la Floride ou d'autres destinations différentes. Et l'année prochaine, grâce aux petits qui ont pu voir le jour, on aura beaucoup plus à observer encore sur la saline. Donc c'est quelque chose de beau. Didier va même plus loin et reconstitue des nids pour les oiseaux de la saline. Donc là, nous sommes face à un nid d'échasses d'Amérique. C'est les oiseaux que nous avons vus tout à l'heure. Donc quand j'ai repris l'ouverture de l'accès en eau de la saline, j'ai pu constater que le nombre d'individus avait diminué par rapport à il y a plusieurs années où il y avait un nombre incalculable d'oiseaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des inondations qu'on a eues par rapport aux zones tropicales, que l'eau était montée à 1,50 m quand même au-dessus de la saline, a balayé ces petites pierres dont les oiseaux faisaient leur nid. Donc j'ai tenté une expérience. J'ai récupéré des pierres un peu plus grosses, du même coloris, et on est venu les déposer sur la saline pour voir si les oiseaux allaient les utiliser. L'année d'après, on a eu 70, et cette année, pour une seule espèce dans les chasses d'Amérique, on a pu calculer 58 nids. Donc ça prouve que protéger, c'est bien, mais restaurer, c'est encore mieux. Didier Laplace est un amoureux de son île natale et se bat sur tous les fronts. Cette fois-ci, il est dans l'anse du Gouverneur, au sud de l'île. Là, on va aller planter des graines sur la plage.
Donc en fin de compte, on peut voir ici qu'on a des résiniers de bord de mer, des graines de patates de bord de mer, des caniques et ainsi quelques graines de raisin. On a pu constater qu'au fil des années, certaines plantes ont commencé à disparaître sur les plages à cause de la houle et certaines personnes aussi les récupèrent pour faire des colliers par exemple. Donc ça a un impact puisqu'on retrouve pratiquement plus de plantes sur certaines plages et ils ont un rôle important. Alors on peut voir comme exemple, vous voyez celle-ci, donc c'est la prune de bord de mer. Il y a 3 ans que je l'ai plantée. Il y a 3 ans, elle était à peu près de cette taille. Ces plantes endémiques qui poussent sur la plage permettent de freiner l'érosion des sols grâce à leurs racines qui retiennent le sable. En 3 ans, Didier a planté plus de 1000 pieds de plantes de mer. C'est une plage où j'ai grandi. Comme c'est une toute petite île, on grandit avec un pied sur la terre et un pied dans la mer. Je me rappelle, j'ai encore des images en tête de la dune avec plein de végétation où on y jouait étant gamin. Donc c'est vraiment juste un petit coup de pouce. Ça paraît très simple, mais quand on connaît le sujet et l'importance que ça a par rapport à l'écosystème, c'est que du bonheur. Didier Laplace, le jardinier des plages, comme bien d'autres encore, vont continuer à protéger ce paradis préservé. À 25 km au nord-ouest de Saint-Barthélemy, voici Saint-Martin, l'autre île du Nord. Une île à l'histoire étonnante. Français et Hollandais se partagent ce territoire de 87 km² depuis le XVIIe siècle. Avec ses plages paradisiaques, Saint-Martin est devenue, elle aussi, depuis les années 80, un des hauts lieux du tourisme dans les Caraïbes. En 30 ans, la population a triplé. Marigot, la ville principale, s'est dotée d'une marina et de nombreux complexes hôteliers. Mais l'île a elle aussi su préserver son authenticité. Stéphanie Dargaud est conservateur du patrimoine aux Archives territoriales de Saint-Martin. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphanie, tu vas bien? Bien, et toi? Attends, je ferme la porte. Ce matin, elle a rendez-vous avec Thierry Gons, un collègue natif de l'île. Ensemble, ils inventorient le patrimoine bâti de Saint-Martin laissé à l'abandon. Ici, moi quand j'étais petit, ça c'était la mer. D'accord. Et là où on roule aujourd'hui, on était les pieds dans l'eau. Et là, après le rond-point, c'était la plage aussi? C'était aussi la plage, donc tout ça a été remblayé pour l'aménagement du front de Marigot. C'était au début des années 90, quand la ville a commencé à avoir besoin de s'agrandir. Effectivement. À Marigot, certaines maisons datent du XVIIIe siècle. L'ancienne mairie de Saint-Martin, donc cette rue, côté gauche, vous avez toutes ces vieilles maisons qui sont toujours là, qui sont plus ou moins entretenues par les familles, un peu comme ici, une propriété où vous avez ces espèces d'arceaux en métal qui supportent les galeries qui aujourd'hui risquent de s'effondrer. Et il y avait ces arceaux-là et moi, petit, je sautais et je n'arrivais pas à toucher ça. Donc aujourd'hui, je dois baisser la tête pour pouvoir y passer en dessous. Moi, je trouve que cette rue, elle a réussi à garder une certaine homogénéité. Quand on est au bout de la rue et qu'on regarde vers la mer, on voit toutes les lignes de fuite des maisons. Et ça donne vraiment une harmonie à cette rue. Effectivement, ça relève du patrimoine de Saint-Martin. Saint-Martin recèle bien des trésors du patrimoine, souvent ignorés des insulaires et des visiteurs.
ces édifices sont souvent à l'abandon. Stéphanie Dargaud veut faire connaître ces sites pour pouvoir un jour les sauver. Comme ce vestige situé sur les hauteurs de Marigot, la sucrerie Saint-Jean. Avant l'ère du tourisme, Saint-Martin vit principalement de la culture du sucre. Cette sucrerie est, au XVIIIe siècle, la plus importante de l'île. Son exploitation cesse en 1860. Ce patrimoine avait quasiment disparu, mais il y a eu un effort de débroussaillage du site pour qu'il soit de plus en plus visible, apparent. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait, de couper les arbres pour éviter qu'ils n'envahissent encore plus toute la maçonnerie et la fassent complètement exploser. Regardez là ici, on voit une branche qui finalement a pris la place du ciment et qui aujourd'hui tient les pierres. Donc à la fois elle abîme la maçonnerie et en même temps elle réussit à la maintenir, à la structurer. Donc c'est toujours très délicat quand on va désherber un site de cette valeur. La conservatrice du patrimoine doit collecter des informations sur le bâtiment pour pouvoir le réhabiliter au mieux. Quand on observe attentivement la sucrerie de Saint-Jean, on voit que de tout temps, il y a eu une attention vis-à-vis de la maçonnerie et de la construction des bâtiments. Même dans les réparations, lorsqu'on observe les pierres, on voit que le ciment a été rajouté tout en respectant l'appareillage antérieur. Et même les réparations récentes du 19e siècle ont respecté cette harmonie esthétique du site. Là, on va arriver au moulin à bête. Donc en fait, c'est là que la canne elle était broyée pour en extraire le jus de canne. Donc ici, il y avait tout le mécanisme métallique, la grande roue, qui permettait de broyer la canne. Et au-dessus, les bêtes qui permettaient d'enclencher le mécanisme. Donc là, en fait, on est sur la partie haute du domaine. Et de là, tout le jus de canne descendait jusqu'à son traitement dans la distillerie, là en bas. Pour contribuer au sauvetage de l'édifice, une équipe de scouts est venue travailler à la sucrerie. Vous êtes là aujourd'hui pour nous aider à faire ce travail de rénovation, je dirais, entre parenthèses. Vous allez prendre la pioche et la pelle pour commencer le nettoyage. Non, plus fort que ça. Depuis un an, tous les week-ends, ces jeunes donnent de leur temps pour leur patrimoine. Pratiquement tous les week-ends, je dirais, avec les jeunes, on vient, on campe sur ce terrain et puis j'essaie de les faire quelque chose de leur temps libre, c'est-à-dire de nettoyer tout ça et de remettre, je dirais, une vie dans ces lieux. Dans le futur, ce que je compte faire avec les jeunes, c'est de faire en sorte que ce lieu soit visité par nos touristes. Pour que ces gens, lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils rentrent, parce qu'il y a ceux qui rentrent également, et ils viennent et puis ils voient ce que le passé de Saint-Martin a encore à offrir. Ces passionnés espèrent ouvrir le site au public en 2017. Tout au nord de l'île se trouve l'Anse-Marcel. Ici, d'autres défenseurs d'un Saint-Martin préservé sont à pied d'œuvre. Ce matin, l'équipe de la réserve naturelle part en mission de surveillance. Ils sont une équipe de 7 à veiller sur un écosystème fragile. La réserve naturelle de Saint-Martin existe depuis 1998. Ce véritable sanctuaire pour la faune et la flore couvre plus de 3000 hectares de mer
150 hectares de côtes et 14 étangs, propriété du Conservatoire du littoral. Nicolas Maslac est à la tête de la réserve depuis 15 ans. Ce spécialiste de la biodiversité antillaise se bat pour faire cohabiter dans l'harmonie tourisme et protection de l'environnement. Ce matin, cap sur Tintamarre, l'îlet le plus sauvage de Saint-Martin. Ce petit bout de terre est totalement protégé par la réserve. Tintamarre, c'est véritablement une île exceptionnelle au milieu de la réserve marine. C'est une île qui abrite des espèces végétales qui aujourd'hui sont en danger d'extinction ou vulnérables. C'est aussi un site que l'on est amené à gérer de plus en plus parce qu'il y a énormément de fréquentation touristique que l'on gère, et notamment par l'intermédiaire des mouillages que l'on voit ici. Il y a 5 ans, les gardes de la réserve ont installé ces bouées de mouillage. Elles servent de point d'amarrage aux bateaux de plaisance. Les ancres risquent d'abîmer un herbier sous-marin primordial dans l'écosystème. Il sert de refuge à de nombreuses espèces. L'herbier était véritablement très dégradé il y a encore 6 ou 7 ans. Depuis l'installation de ces mouillages, on assiste à une recolonisation de l'herbier et puis bien évidemment à la présence de tortues en nombre beaucoup plus important également. Depuis 5 ans, les tortues vertes sont de plus en plus visibles dans l'herbier. Cap sur un autre îlet protégé par la réserve, l'îlet Pinel. Il abrite la plus belle plage de Saint-Martin. Ici, les touristes sont les bienvenus, mais sous certaines conditions. Nicolas Maslac et son équipe ont mis en place des structures pour canaliser les visiteurs. Elle est bien cette ligne de baignade là. Ben, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de bateaux qui viennent dedans. Ouais. C'est bien, puis ça sécurise bien les baigneurs. C'est un site, à la différence de Tintamarre, qui accueille des activités commerciales. Ici on a le sentier sous-marin. Donc les gens viennent sur le ponton, se mettent à l'eau et vont pouvoir découvrir, avec guide ou sans guide, les espaces qu'on leur propose. En 2012, ce sentier sous-marin de 2 km de long est créé autour de la pointe est de l'îlet. Il accueille aujourd'hui plus de 2500 plongeurs par an. L'idée, en fait, c'est plutôt que d'avoir des gens qui vont un peu partout dans les espaces et qui potentiellement pourraient dégrader des espaces qui sont d'une grande fragilité, mais également d'une grande importance en matière de biodiversité. On essaye voilà, de créer, comme on fait un sentier pédestre, on crée un sentier sous-marin où les gens vont pouvoir aller, ils vont avoir des panneaux sous l'eau où va être indiqué telle espèce de coraux, telle espèce de poisson. Donc ça les informe et ça les renseigne. C'est un peu du tourisme intelligent. On donne de la valeur ajoutée à la découverte des sites en proposant quelque chose qui est relativement interactif. Alors c'est intéressant parce que parfois les gens ne sont pas non plus habitués à porter masque, tuba et palme. Donc là, ils sont véritablement guidés tout au long de ce parcours. Et ce sentier sous-marin, il est aussi intéressant parce que dans la continuité, on arrive derrière sur la plage et on peut embrayer sur un sentier pédestre. L'équipe de la réserve a une autre mission. Ils repeuplent les fonds sous-marins. Direction la Caille Verte, une autre île inhabitée protégée par la réserve. Je vais faire le brossage pour pouvoir nettoyer la structure et les palets. Julien Chalifour est le responsable du pôle scientifique de la réserve. Contrôler l'état de santé et voir la progression
chaque petite bouture. Et puis si tu as fini avant moi, tu viendras m'aider à brosser. Et puis, sinon... Avec l'aide d'un autre garde, il doit vérifier des habitats artificiels à poissons et crustacés installés il y a quelques semaines. De simples parpaings qui permettent aux langoustes et aux autres poissons de se reproduire en toute tranquillité. On a observé assez vite une augmentation franche du nombre d'espèces et du nombre d'individus. Surtout, on avait des densités en langoustes royales qui étaient impressionnantes, bien supérieures à celles qu'on a dans le milieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut observer au niveau densité que sur ce type de structure. Dans un récif à l'heure actuelle, pour trouver autant de langoustes sur une surface si réduite, ça devient impossible. Donc c'est un projet à taille humaine, surtout pour nous. On est assez nombreux, on a le nombre de plongeurs professionnels pour pouvoir installer ces structures au fond de l'eau. C'est peu onéreux, c'est des matériaux qu'on trouve facilement sur l'île, donc c'est quelque chose de très facile à déployer, très facile à concevoir et qui offre des résultats vraiment impressionnants et qui nous ont bien surpris. Un peu plus loin, l'équipe a tenté une autre expérience. Des structures en métal servent de pépinière à des boutures de corail. Bon, je suis là, Julien. Alors, c'est comment? Ça pousse bien, pas de mortalité. Ouais. Le gros de la mortalité, c'était les 2 premières semaines, et maintenant, ça suit son cours. Et tout va bien. Parfait. C'est la fin de la journée pour Nicolas Maslac et son équipe. Ouais, Sébastien. Ok. Bah, on va voir, on est en mer là. Je suis à hauteur de Pointe des Foussards, on va au Rocher Créole. On va voir ça tout de suite. Nico, apparemment il y a un braco au Rocher Créole. Ah ok. Un gars qui chasse avec une barre. Okay. On va voir? Ouais, on va voir. Okay. Un plaisancier vient d'alerter les gardes sur la présence d'une barque suspectée de braconnage. La pêche est interdite dans toute la réserve. Direction le Rocher Créole. On va jeter un œil derrière, ouais. On mettra un coup de jumelle après, parce que des fois il peut partir sur anguille. Oui. Il y a un bateau là-bas, mais il est beaucoup trop loin, c'est pas ça. Alors, parfois, de temps en temps, on a du braconnage au Rocher Créole. Parce qu'à cette heure-là, nous, normalement, on ne travaille plus. On débauche à 17h et les locaux le savent. Et ils viennent souvent, de temps en temps, chasser au Rocher Créole. Alors potentiellement, ce sont des gens qui connaissent la réglementation, qui savent que c'est la réserve naturelle et que donc ils vont trouver différentes espèces, et notamment c'est mérou, langoustes. Voilà, c'est ça qu'on peut pêcher. Après, comme autre type de braconnier, on trouve les touristes, de manière générale, qui ne connaissent pas la réglementation, qui ne savent pas que c'est une zone qui est classée en réserve. Donc on est aussi là pour les sensibiliser, communiquer sur la réglementation. Et puis, bon, si c'est un touriste qui pêche plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, là on passera à la vitesse supérieure et puis on sera plus dans la politique de répression. Mais on préfère sensibilisation et communication. Seb, pour Franck. On va regarder autour du créole, mais là on est encore dans le périmètre, mais dans le périmètre on voit rien. Donc on se tient au courant. Cette fois-ci, pas d'amende pour le pêcheur braconneur. Mais Nicolas Maslac et son équipe vont continuer à veiller sur ce patrimoine exceptionnel. Moi, ça fait 15 ans que je vis à Saint-Martin. Ça fait 15 ans que je m'occupe de cette réserve. Et même si l'espace est relativement petit, c'est quand même un espace qui, tout le temps, tous les jours, nous réserve des surprises vraiment extraordinaires. On protège les derniers espaces naturels de Saint-Martin et on se sent véritablement investi d'une mission de conservation qui est très importante pour nous. Tous ces amoureux des Antilles vont continuer à se battre
pour que leurs îles restent sauvages et préservées. L'archipel des Petites Antilles dévoile une multitude d'îles où chacune d'entre elles défend son identité particulière. Parmi elles, voici la Martinique et la Dominique, deux îles voisines séparées d'à peine 25 km, mais radicalement différentes. Chacune offre à voir une extraordinaire diversité de paysages, souvent méconnus des touristes. Ces richesses insoupçonnées sont défendues avec passion par les habitants. En Martinique, dans la petite ville côtière du Carbet, Guy Ferdinand est chef cuisinier. Dans ses plats, il met en avant les producteurs de sa région qui défendent avec ferveur la cuisine créole. Un parfum, des épices, et puis là, tu vois, c'est les épices. Il n'y a pas ça ailleurs. Ce parfum-là est propre à la Martinique. Patrick Maréchal est spécialiste des araignées. Il s'est pris de passion pour la matoutou falaise, une mygale endémique de l'île. C'est comme un des symboles de la Martinique. Il y a un côté fierté de notre patrimoine naturel ici pour cette espèce-là. Le Grand Nord martiniquais est la partie la moins connue des visiteurs. Sur ces terres fertiles, Alexandre Terne fait revivre le jardin créole et les produits si particuliers de son île. Manger local, pour moi, c'est une forme identitaire quand même. Je veux déjà, avant tout, manger martiniquais. En Dominique, Moïse Arlington est guide de randonnée et amoureux de son île sauvage. La Dominique représente la vie, la santé, la beauté. C'est tout dans une seule. Tous se battent pour protéger leurs Antilles secrètes. La Martinique, avec ses longues plages de sable blanc, est une destination particulièrement prisée des touristes. Derrière cette image de carte postale, cette île raconte aussi une autre histoire. Au cœur des Caraïbes, c'est une étape essentielle sur les grandes routes de migration des oiseaux. Partout sur le territoire, des petits paradis naturels et protégés leur servent de halte salvatrice. Les oiseaux y trouvent de quoi se nourrir et se reposer avant de repartir vers l'Amérique du Sud. À l'extrême sud de l'île, près du village de Sainte-Anne, se trouve l'un de ses trésors écologiques, la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne. 4 petits bouts de terre au milieu de l'océan. Ici, pas de touristes. L'accès est strictement interdit. C'est le plus grand sanctuaire d'oiseaux marins dans les Antilles. Maurice Mian est le garde de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne. Cet après-midi, il est accompagné de David Belfand, un ornithologue avec lequel il travaille régulièrement. Tous les jours, Maurice patrouille et veille à la tranquillité des oiseaux, souvent menacés par la fréquentation humaine. En général, ça va de la petite séparation toute simple du touriste qui vient poser son kayak ou le bateau sur le banc de sable, alors que c'est interdit. Et ça peut aller jusqu'à des pratiques de pêche dans cette zone. En 1997, des prédateurs dangereux, des rats,
sont accidentellement introduits sur les îlets et détruisent les œufs des colonies d'oiseaux. Depuis, les gardes sont particulièrement vigilants. Tiens Maurice, regarde-toi, il y a des sternes royales là-bas qui sont en train de pêcher. Parce qu'il suffit que les gens aillent sous l'îlet et qu'il y ait un rat, par exemple, dans l'aïeul, dans le bateau, qui saute sous l'îlet, après ça prolifère. Donc on a pris plusieurs années à enlever tous les rats, à dératiser l'îlet pour permettre à la population d'oiseaux de revenir, ce qui n'existait pas auparavant. Donc maintenant la population est bien installée, donc il faut vraiment garder le lieu intact, pas d'intrusion de rats. Aujourd'hui, ils se rendent sur l'îlet Hardy, le plus grand des îlets de la réserve. Et la couleur de l'eau, comme une piscine. Bon, allez, c'est parti. Bon. Alors, tu sais que... Les deux hommes commencent leur tournée d'inspection. Nous sommes au mois de décembre. C'est la période de reproduction des pailles-en-queue, l'une des 5 espèces d'oiseaux marins à venir se reproduire sur l'îlet chaque année. En cette période de fin d'année, nous suivons plus particulièrement le paillen-queue que nous entendons là. Donc il y a un certain nombre de nids où il y a une sorte de fidélisation au nid. Donc nous connaissons les nids, hein, c'est pratiquement une vingtaine de nids pour une quinzaine de couples. Hein. Donc ça tourne. Et voilà, donc chaque semaine, nous venons noter sa présence ou pas, la présence de neuf ou pas. Et nous faisons ce suivi jusqu'au départ du juvénile. À peine arrivé, ils trouvent un paille-en-queue adulte avec un juvénile. Nous avons là un adulte, un des parents, parce que des fois il y a les deux parents avec, un des parents présent avec un poussin. Et donc c'est parmi les premiers, donc c'est très bien, nous sommes contents. Donc je note ça. Dans ces cavités de la roche, les pailles-en-queue ont trouvé un abri naturel. J'y vais délicatement pour ne pas la stresser, mais elle n'est pas stressée parce que je le fais avec beaucoup de délicatesse. Tu vois le poussin en dessous, sur son aile? À l'abri du vent. Ah, ça c'est un poussin qui doit avoir une petite semaine. D'ailleurs, on peut voir toujours le reste de coquilles. Des fois, c'est difficile de les approcher. Donc, un petit bâton, sans agressivité, vous pouvez vérifier, tant que c'est possible. Si ce n'est pas possible, il ne faut pas insister. Vous pouvez vérifier s'il y a un poussin, s'il y a un œuf. Mais ça, il faut le faire de façon très délicate. Le paillen-queue a ça de particulier, c'est qu'il est assez revêche, assez, comment dire, vindicatif. Et avec ce long bec-là, je pense qu'il a dû dissuader plus d'un rat. Par contre, les autres espèces qui se trouvent sur ces îlets, en édification, sont beaucoup plus sensibles par rapport au déplacement, par rapport aussi à leur défense. Donc vraiment, le paillen-queue n'a pas particulièrement souffert de la présence du rat. Probablement, lorsqu'en période de ponte, il partait, le rat pouvait probablement prédater, mais eux, ils sont assez fidèles au nid et ils restent vraiment toute la période et ils se relaient. Donc le fait de se relayer assure vraiment la pérennité de l'œuf. Avant de repartir, Maurice Mian fait une découverte au pied d'une roche. Blessé, mon gars! Un paillen-queue juvénile blessé. Il a dû avoir un coup à l'aile, ça se voit. Et je regarde avec David là, il doit avoir du pli sous l'aile. Donc on va apporter dans sa pharmacie, et notamment de la bétadine. Hein. On va essayer de désinfecter. Donc je vais le remettre dans son nid. Ces passionnés veillent sans relâche sur la tranquillité de leurs petits protégés. De son côté, David Belfand est attendu dès le lendemain pour une autre mission de protection. Direction la ville de la Trinité sur la côte est de la Martinique.
Ce matin, David Belfond mène un petit groupe d'amateurs dans la forêt du littoral. Il est à la tête de la plus grande association d'ornithologie de Martinique, l'association Le Carouge. Donc vous avez le sachet avec les différentes bagues. Aujourd'hui, il est venu étudier des oiseaux qu'il a capturés le matin même au lever du soleil. Les oiseaux ont été placés dans des pochons de tissu. Je suis en train de mettre des sandaux pour pouvoir accrocher en fait, les pochons. Les pochons qui servent en fait à mettre les oiseaux, ça leur permet un peu de se calmer un peu. Comme ils ne voient pas la lumière, donc ils se sentent plus en sécurité, ils sont moins stressés. Parce que le but aussi, c'est de ne pas trop effrayer les oiseaux. En fait, l'oiseau, on doit le tenir comme ça, en fait, la tête entre les doigts et bloquer les ailes. Parce que sinon, si les ailes sont libres, il peut se faire mal, il peut se faire une entorse. Régulièrement, David Belfond forme des jeunes amateurs sur le terrain. On est à 13,87. Pour moi, c'est une passion, justement, voilà, depuis toute petite, j'ai toujours été assez proche de la nature. Et donc, pour moi, c'est très intéressant de venir sur le terrain et voilà, de pratiquer, de manipuler les espèces. Pour protéger ces espèces, il faut d'abord bien les connaître. Donc, tu as vu, c'est la masse graisseuse. Ouais. Donc, c'est deux. Chaque oiseau est observé et répertorié. Donc là, je vais prendre la longueur du tarse, LT. C'est Béatrice Condé, l'associée de David Belfond, qui observe un spécimen endémique, un sucrier à fal jaune, très courant dans les Antilles. C'est un oiseau qui est nectarivore, comme les colibris, en fait. Il butine dans les fleurs. Mesuré sous toutes les coutures, l'oiseau est ensuite pesé. Là, je vais peser 10 grammes. 15,75 le bec. Dans le pochon suivant, le petit groupe a fait une découverte étonnante. Parce que là, c'est une espèce nouvelle et là, il faudrait qu'on regarde sous le livre. En fait, on a un oiseau apparemment qu'on n'a jamais vu en Martinique, donc c'est un migrateur. Donc par rapport à la largeur du bec et le bouc est très pointu, ce serait plus dans la famille des tyrannidés. Donc en fait, on est en train de chercher sur un guide pour pouvoir reconnaître l'espèce et ses caractéristiques. Donc je penche plus vers le vireo à gorge jaune. En fait, c'est marqué lunettes jaunes, un œil foncé, le menton, gorge et poitrine jaune. Donc, voilà. La migration se passe de juillet à décembre à peu près. En fait, c'est la période où ils descendent vers l'Amérique du Sud pour passer l'hiver. Une fois identifié, l'oiseau est bagué avec beaucoup de précautions. La bague doit se coulisser et elle ne doit pas gêner dans les articulations. Donc tant que ça circule et ça gêne, donc il n'y a pas de problème. Parce que sinon l'articulation peut être bloquée. En fait, c'est ça l'important en fait. Le bagage est une étape essentielle pour l'étude des oiseaux migrateurs. Là, par exemple, c'est une espèce qui est migratrice. On va le baguer avec une bague du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc après, quand il va retourner aux États-Unis, donc ils sauront qu'il est passé par la Martinique. Parce qu'en fait, les échanges, il y a un échange de données. Donc ça permet de suivre l'oiseau dans ses déplacements. Pour ses archives, David Belfond prend ce spécimen en photo. L'oiseau peut continuer son voyage en Martinique. Nous quittons les côtes sauvages du nord de l'île pour descendre vers le sud, direction Fort-de-France. Nichée dans la baie des Flamands, apparaît la capitale de la Martinique. Longtemps reléguée au second plan, elle devient, après l'éruption volcanique qui détruit Saint-Pierre en 1902, la première ville de Martinique. Aujourd'hui, elle abrite près d'un tiers de la population de l'île. Fort-de-France affiche le visage d'une grande métropole.
les faubourgs s'étendent sur les collines environnantes, traversées par de grandes artères automobiles. Pourtant, le centre-ville a su préserver son patrimoine bâti et garde des traces de son passé colonial. Au cœur de la ville se dresse la cathédrale Saint-Louis. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une restauration exceptionnelle. Les 3 marquises avec leurs auvents qui seront reconstitués par vous et la croix que vous nous avez faite au modèle qui est ici. Ce matin, comme tous les mois, c'est la réunion de chantier dans le presbytère de la cathédrale. Parallèlement à cette opération, on réquisitionne les places de parking de part et d'autre. Étienne Poncelet est l'architecte en chef des monuments historiques en charge de ce chantier d'envergure. D'accéder à la rampe dans la cathédrale de ce côté-là. Donc rue de l'Énac et rue Tigère, on aura une seule voie. Érigée pour la première fois en 1671, la cathédrale est soumise aux aléas climatiques des Antilles. Tremblements de terre, cyclones, attaques de termites. L'actuel édifice est le 6e bâti au même emplacement en 200 ans. Il date de 1891 et c'est une petite révolution dans le monde de l'architecture. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici ce qui est la modernité du Second Empire. C'est-à-dire on est vraiment au 19e siècle, Fort-de-France vient d'être incendié, donc il faut construire vite, pas cher, résistant aux intempéries, aux cyclones, aux séismes. Et on va mettre ici ce qu'il y a de plus moderne pour l'époque, c'est-à-dire, c'est l'époque de la Tour Eiffel, le siècle du fer, le siècle de la fonte. C'est Pierre-Henri Picq, un jeune architecte parisien qui va marquer Fort-de-France de son empreinte métallique. Quelques années avant de construire la cathédrale Saint-Louis, l'architecte imagine aussi la bibliothèque Schellcher, considérée comme l'un des plus beaux monuments de la ville. L'édifice a une histoire étonnante. Construit en métropole, il est expédié pièce par pièce pour être monté à Fort-de-France en 1893. L'architecture en kit est née. Ce que Henri Picq apporte, c'est qu'il dit on peut faire une architecture traditionnelle avec les moyens contemporains, économiques, rapides et répondant fonctionnellement aux besoins d'un laboratoire climatique et technique particulier que sont les Antilles. Ici, à la Martinique, il va apporter la modernité française de son temps. L'architecture de Picq en Martinique va servir de prototype pour toutes les colonies françaises de l'époque. On a une époque très riche, un âge d'or où on a les moyens de faire énormément de choses, la population se développe, donc il faut aller vite et on a besoin d'exporter dans le monde entier, à partir de la France, des produits finis. L'ambition, c'était de faire la même chose à Hanoï, à Alger, etc. Donc il y avait vraiment une véritable ambition d'industrialisation des grands édifices institutionnels. Étienne Poncelet commence sa visite avec tous les corps de métier qui travaillent sur le chantier. Ça, c'est déjà une reprise. C'est déjà une reprise. On voit que ça a été coupé. Avec des faux rivets? Avec des faux rivets. D'accord. Il leur reste encore 14 mois de travaux. Ici, sous les tropiques, le principal danger pour cette cathédrale de fer, c'est la rouille. Donc vous voyez, les poteaux sont complètement rouillés à la base. La couverture est déchiquetée, il n'en reste plus rien. Donc si nous n'étions pas intervenus, on aurait risqué effectivement, en cas de séisme ou de cyclone important, des arrachements et peut-être une déstabilisation de l'ensemble du clocher. Ici, nous sommes donc en haut de la grande fenêtre qui est sur la façade d'entrée, avec une rose, donc selon les principes de l'architecture médiévale. Mais vous voyez, elle est construite avec des éléments de tôle, des éléments de rivetage, de boulonnage, avec une structure comme si ça c'était les meneaux en pierre, et à l'intérieur une structure qu'on appelle les barlotières qui reçoivent les panneaux de vitraux. Donc cette cathédrale, elle a le vocabulaire classique d'une cathédrale. Elle a des grands arcs-boutants, vous voyez, mais métalliques, avec des pinacles métalliques qui sont là. On prend un vocabulaire gothique,
qu'on applique sur une architecture industrielle métallique. Donc on a vraiment la rencontre des deux, et ce qui fait tout l'intérêt de cet édifice et son originalité. Sur cet édifice, toutes les époques sont rassemblées. On y trouve une référence à l'Antiquité avec ses mosaïques. Alors c'est de la mosaïque extrêmement, avec des tesselles, c'est le nom qu'on donne à tous ces petits éléments. Donc on en a qui sont en verre doré, d'autres en verre bleu, et ces éléments seront restaurés avec soin, comme on le fait dans les mosaïques de l'époque antique. Donc c'est vraiment un travail fabuleux, et on a ça des deux côtés. Dominique Rosemain est le chef de ce chantier. Pour lui, cet éclectisme de style reflète l'esprit de la ville de Fort-de-France. Et qui n'ont rien à faire avec la structure technique. Peut-être que le même architecte n'aurait pas eu les mêmes ouvertures et les mêmes possibilités d'assemblage ailleurs. Non pas techniquement, mais dans l'esprit. Peut-être que justement, il a fallu faire un bâtiment métallique, une cathédrale métallique, ici, pour pouvoir assembler des choses qui inattendues. Mais bien sûr. L'intérieur de la cathédrale est tout aussi surprenant. Les nombreux vitraux racontent l'histoire de Saint-Louis au XIIIe siècle. La grande nef est surmontée de larges tribunes pour accueillir les fidèles. C'est une cathédrale entièrement peinte, donc on a déjà tout l'apport des voyages à Rome, des voyages en Orient qui ont permis de retrouver les couleurs dans l'architecture. Et donc Pic est influencé aussi par ce colorisme qui fait que l'ensemble des caissons, l'ensemble des fers sont peints et décorés, vous le voyez, y compris sur les colonnettes, avec des décors qui rappellent à la fois ce qu'on trouve à Sainte-Sophie de Constantinople, ce qu'on trouve dans les cathédrales gothiques, donc une sorte d'amalgame roman byzantin gothique tout à fait extraordinaire. Jusque dans les détails de sa cathédrale, Henri Pic a su s'adapter à ces régions tropicales. Donc je me permets de monter sur des bancs en acajou, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc nous avons restitué le système mis en place par Pic, qui est très original, qui est un système de vitraux pivotants à hauteur d'homme et qui permet de donner une nappe de climatisation naturelle à la cathédrale. On est dans une cathédrale très éclairée et extrêmement aimable. Et vous voyez, la population de Fort-de-France est très souvent présente ici. C'est une grande salle bien aérée, au cœur de la ville. C'est en même temps, comme le rôle de toutes les cathédrales, certes le sanctuaire, mais aussi une grande salle de réunion où on prend un peu d'ombre dans un pays et sous les climats tropicaux. C'est comme une place publique couverte à l'ombre, comme une halle de marché. On s'y trouve bien et elle a été classée monument historique à cause de ses qualités techniques, architecturales, mais aussi et surtout pour son rôle social. Le monument, c'est le monument de tous, voyez. Et par excellence, une architecture comme celle-là, elle appartient à tous, que l'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est un endroit agréable de la ville. Et donc la protection et la conservation, jusque dans tous ces détails techniques, est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Vous voyez, les compagnons, chacun, le ferronnier, le maçon, le maître verrier, le mosaïste, chacun va donner le meilleur de lui-même pour comprendre comment ce monument est venu jusqu'à nous et essayer de le remettre dans son génie d'origine. Le génie du lieu, c'est ça qu'on essaye de découvrir. Étienne Poncelet espère avoir fini les travaux de la cathédrale Saint-Louis en 2017 et ainsi redonner à cet édifice unique en son genre tout son lustre d'antan. Il est 1h du matin, le marché de Fort-de-France bat son plein. La nuit, il fait moins chaud et les produits restent frais. On a de la pastèque pour demain. On peut prendre des grenades. C'est à qui les grenades? Guy Ferdinand est chef cuisinier. Il tient un restaurant au Carbet à 20 km au nord de Fort-de-France, sur la côte des Caraïbes. 3-4 kilos. On est au marché de Fort-de-France, effectivement, c'est là où tous les producteurs du Nord descendent en ville pour vendre leurs produits, leurs magnifiques produits, quoi.
On est vraiment, il est 1h du matin quand même, mais voilà. Et on a des super produits. Tu vois, c'est vert, c'est beau, c'est frais. Regarde, tu vois, il y a encore les gouttes d'eau de la rosée. Ça va, c'est des bons produits. Non, et puis on a vraiment des chouettes producteurs, quoi. Ça, je mets ça chez toi. Chérie, je pose ça chez toi. Guy Ferdinand a une ambition, cuisiner exclusivement avec les produits locaux de son île. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des mandarines? C'est ma copine, Natacha, Natou. On s'approvisionne 2 à 3 fois par semaine pour être sûr que frais, ça ressemble à frais. Ah, j'ai les fils de pommes. C'est la banane de Martinique. Rien ne peut la battre. C'est exceptionnel. La texture, elles ne sont pas encore bien mûres, donc elles sont encore un peu farineuses. Demain matin, ça sera parfait. Au petit déjeuner, banane chocolat. C'est bon ça. Coup de grenade. La grenade de Martinique, c'est un goût exceptionnel. Mais ça, tu vois, par exemple, sur les carpaccio, ça apporte une petite touche. Voilà, juste c'est une petite graine qu'on grignote comme ça, qui éclate un petit peu dans la bouche et qui donne vraiment le parfum dans la bouche. On va sentir ça. Hugolin, la garrigue. Ça, c'est le thym. Pour choisir les ananas, le chef a son secret. Voilà, on sent l'ananas et après tu tires une feuille. Quand la feuille se détache, l'ananas est mûr. Donc ça c'est bon, ça c'est chez nous. C'est bon. La Martinique est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique, l'Inde et l'Amérique. Tout ce que tu vois sur le marché est très coloré. On a un mariage vraiment de 4 cultures différentes et en fait on mange des produits des 4 cultures, mais épicés à la façon martiniquaise. Donc on a nous notre savoir-faire, notre touche à donner et après la différence des produits vient de l'Afrique, des Antilles, des Indes. On est les seuls sur la Caraïbe à pouvoir avoir cette mixité d'épices. Le Carbet est un petit village bordé par la mer des Caraïbes. Il est surmonté des majestueux pitons du Carbet, qui forment le 2e volcan le plus haut de l'île. Des pics impressionnants qui culminent à plus de 1000 mètres d'altitude. Guy Ferdinand a créé ici un véritable réseau de producteurs locaux. Pour ce farouche amoureux de son île natale, c'est une manière de défendre le terroir de sa région. Ce matin, il se rend chez André Mangatal, l'un des derniers éleveurs d'écrevisses de la Martinique. C'est un ami à moi, on travaille ensemble depuis 10 ans maintenant. Il a fait un super produit que nous on vend. On fait 2 tonnes de ces écrevisses chaque année. C'est un produit magique et c'est bio. Direction le Morne-Vert, sur les hauteurs du Carbet, au pied des pitons. L'écrevisse dont on parle là, c'est un truc, franchement, je trouve ça meilleur que la langouste. Donc là, on voit les bassins. Et c'est reposant. Salut André. Salut Guy. Comment ça va? Je viens chercher quelques écrevisses et puis un petit peu de miel pour la recette du jour. Dans ces rivières du Nord, on pêchait traditionnellement des grosses crevettes d'eau douce, appelées ici des habitants. En raison de la pollution, elles ont aujourd'hui quasiment disparu. Depuis 25 ans, André Mangatal fait revivre cette tradition martiniquaise du crustacé. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans les rivières, je jouais avec les crustacés et je tentais les poissons et les crustacés, j'essayais de les reproduire. Ça ne pouvait pas marcher pour une raison que j'ai apprise à l'âge adulte, c'est que je ne maîtrisais pas le cycle. Ce n'est qu'après, bien avant Internet quand même, mais il y a une littérature sur ça, que j'ai compris le cycle de l'écrevisse. Enfant, je ne savais pas et j'ai essayé. Aujourd'hui, André Mangatal produit en aquaculture plus de 10 tonnes de cette espèce d'écrevisse par an. Une véritable renaissance du crustacé en Martinique. Il y a 2 approches de l'écrevisse. Il y a les gens qui découvrent maintenant dans les villes et tout ça. C'est un bonheur qu'ils le découvrent. Et puis il y a les paysans qui étaient attachés à leurs crustacés d'autrefois, qui n'ont pas oublié et qui sont trop contents d'avoir ça. Voilà. Ouais, je te disais, donc on sera 60 kilos semaine. On va suivre. On va prendre ton rythme. Chaque semaine, Guy Ferdinand commande environ 60 kilos d'écrevisses à André Mangatal. Ouais. Elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. Alors celles-là, on les prépare depuis l'année dernière.
Ça veut dire que là, en ce moment, on est en train de préparer Noël 2016. L'écrevisse est très supérieure à la langouste. Il y a une douceur, un côté craquant qui est absolument délicieux que la langouste ne donnera jamais. Là, il doit y avoir à peu près 10 kilos. On va voir, de toute façon, si... OK. Ouais, là, oui. Elle ne sait faire que ça, mais elle le fait très bien. Avant de partir, le chef veut récupérer chez André une production précieuse et surtout locale. Assez de... Ah bah c'est ça que je vais prendre. C'est du miel que fait André. Il parle aux abeilles aussi. Il parle aux écrevisses, mais il parle aux abeilles. La qualité, tu vois ça, c'est... C'est le miel comme on le faisait autrefois. À l'époque où on pressait les rayons à la main, on a gardé tout. On ne fait rien d'artificiel. On n'a que du miel sur des essences sauvages. Il n'y a aucun champ qui est butiné, par exemple. C'est toujours la montagne, la grande montagne qu'on voit autour de nous. Et ça donne ce miel extraordinaire. C'est une récompense de voir le produit magnifié comme ça. On voit pourquoi on a travaillé. C'est un vrai bonheur. Il peut se comparer à rien. C'est bon. Vraiment unique. Non, c'est vraiment très bon. C'est très aromatique. Ouais. On va essayer d'enrober les écrevisses avec un petit flambage au rhum vieux en finale. Ça devrait plutôt bien se passer. Sur les pentes de la montagne pelée, les terres sont fertiles et l'ensoleillement quasi constant. Des conditions idéales pour la culture de la canne à sucre. Introduite aux Antilles au XVIIe siècle, la canne à sucre, indissociable de l'esclavage en Martinique, a longtemps fait la richesse de l'île. Elle donne du sucre, bien sûr, mais elle sert surtout à fabriquer l'un des emblèmes de l'île, le rhum. On compte aujourd'hui plus d'une dizaine de distilleries sur le territoire. Parmi elles, à quelques kilomètres du Carbet, la rhumerie Naisson, l'unique entreprise familiale de l'île. C'est ici que Guy Ferdinand a rendez-vous ce matin. Grégory Vernant est le propriétaire de la rhumerie. C'est aussi l'un des descendants des fondateurs de l'établissement qui date de 1932. Je sors de chez André, j'ai récupéré des écrevisses, des king size qu'il fait. Et je les aurais bien fait flamber avec un petit rhum vieux. Ouais, bah à ce moment-là, on peut faire un essai avec la réserve et l'extra vieux. Je te laisse 2 échantillons et puis tu me dis ce que t'en penses. Ok, d'accord, on va voir ça. Allez, vendu. Toujours à la recherche de nouvelles recettes, Guy tente aujourd'hui le mariage parfait entre un rhum vieux de Grégory et les écrevisses d'André. Tu vois, mais je pense qu'avec les écrevisses, c'est le mieux. Ouais, mais par exemple, là... Mais je flambe à table. Non, mais là, par exemple, Alex va te faire goûter un 2000. C'est notre 15 ans qui vient de sortir. Alex va nous faire le prélèvement du 17 novembre 2000. Guy goûte un rhum vieux exceptionnel de 15 ans d'âge. Ça, c'est bon. Ah ouais. Tiens, moi, je veux bien. Ça, je veux bien. Hein. Ça, sur les écrevisses, je te dis, on flambe à table. Dans ces produits-là, il n'y a pas du tout d'ajout de caramel ou de sucre. Donc, on va d'abord surtout utiliser du bois neuf pour emmener une certaine coloration. Faire attention à ne pas le laisser trop longtemps, maximum 3 mois, pour ne pas emmener une certaine amertume dans le bois. Mais ça, cette formule-là va plaire. Hein. Chez nous, on aime bien les produits féminins. On aime bien les produits équilibrés, ce que les Américains appellent the blend, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre le fruit et le bois. C'est bon. Par contre, tu me fais boire à 8 h du matin, ça, c'est pas top. C'est pas boire, ça, on a goûté. Nous sommes voisins, nous sommes copains d'enfance. C'est pas mauvais ce qu'il fait, quand même. Faut dire ce qu'il est, c'est pas mauvais. Et je trouve que, enfin, voilà, sur les arômes qu'on retrouve ici, il fait des choses d'exception. C'est le terroir, c'est la chaleur du Carbet. C'est-à-dire, on va avoir des arômes ici qui seront concentrés que sur le Carbet par rapport au soleil. On a 98% d'ensoleillement qui nous change par rapport à tout le reste de l'île. Et c'est vraiment ça qui fait la différence aujourd'hui, je pense, entre les rhums Naisson et le reste.
Retour au Carbet, où le restaurant de Guy est installé directement sur la plage. On va faire une nouvelle recette, on va marier les écrevisses d'André avec le miel d'André et un petit peu de soja et un petit peu de rhum vieux. Voilà, donc on va les ébouillanter pour garder la qualité, il faut les travailler vivantes. Je sais qu'on va attendre donc qu'elles deviennent complètement rouges. Quand elles sont rouges, c'est qu'elles sont cuites. Le chef rajoute une épice typiquement martiniquaise, le piment végétarien. Ça a le nez d'un piment, mais par contre, c'est pas fort. Mais par contre, c'est très très aromatique. L'écrevisse d'André, elle est vraiment excellente au goût. Donc on va essayer de garder le plus possible la texture et son goût. Et on retourne là-bas. Voilà, presque. Elles ont déjà bien changé de couleur, mais il en manque un peu. On est pas mal là, non? Hein? Voilà nos petites écrevisses. Voilà nos bêtes. Alors on va essayer de travailler les gens. Puis vient le moment de flamber les écrevisses. Du haut. Élément indispensable de la cuisine martiniquaise. Enfin de la vie tout court, je crois. Ben voilà le petit miel d'André. Voilà, tu vois, ça flambe bien. Et maintenant, un petit peu de miel de chien André. Alors maintenant, on va l'aromatiser. Dernière touche du chef. Ça, c'est le bon à Montjacques, c'est le piment qui rigole pas. Ça, c'est... Voilà comment on va l'utiliser. Tu vois, on va juste venir amener. Et voilà, donc les écrevisses d'André Mangatal, flambées au rhum vieux de chez Nesson, avec une petite purée épicée de chez nous. On va goûter. On va goûter parce que je peux goûter en premier, c'est ça? Alors, fais voir. Guy est le premier à tester sa nouvelle recette 100% locale. La première critique. La critique. Non, c'est parfait. La carie est un petit peu ferme, mais c'est parfait. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver tous les goûts, mais ce qui soit vraiment les uns après les autres. Ce qui est gênant dans la cuisine aujourd'hui, c'est quand tu as des noix à rallonge et tu ne retrouves pas dans l'assiette ce qui est marqué ou ce qui aurait pu être, tu vois, dans ta recette. Mais là, tu vois, le fait de ne pas les mélanger, tu vois, de les superposer, tu vois, nous permet d'avoir vraiment un parfum, des épices. Et puis là, tu vois, c'est les épices. Il n'y a pas ça ailleurs. Donc ils peuvent copier la recette, mais ce parfum-là est propre à la Martinique. Encore plus au nord, après le village du Carbet, apparaît la baie de Saint-Pierre, dominée par l'impressionnante montagne Pelée. Ce volcan encore actif, qui culmine à 1397 mètres d'altitude, est l'emblème de la Martinique. La Pelée domine tout le paysage, retient les nuages et fait tomber la pluie. Sur les pentes du volcan, la forêt est humide. On l'appelle ici forêt mésophile. Elle abrite un écosystème particulier. Cette remarquable biodiversité a ses défenseurs. Allez, je prends le coupe-coupe au cas où. Patrick Maréchal et Régis Delannoy sont naturalistes. Ok, c'est parti. Ce matin, les deux hommes font une sortie de terrain près de Grande Savane, à l'ouest du volcan. Tous les deux mènent une étude sur les insectes de Martinique. Ah bah voilà, il y a des choses là. Des acteurs souvent sous-estimés et pourtant essentiels à l'équilibre de la forêt. C'est déjà une belle bête, ça. Ils régulent toutes les autres populations. Ah, il fait le mort. Il fait le mort, oui. Tout ça, ça ne peut pas fonctionner sans les insectes. Et sans les araignées, et sans les escargots. Voilà, c'est un ensemble. Voilà. Patrick Maréchal est arachnologue, c'est-à-dire spécialiste des araignées.
Depuis 10 ans, il étudie la matoutou falaise, une mygale endémique et rare de Martinique qui niche dans les arbres. Tiens, il y en a une là. Ah oui, magnifique. Elle est belle celle-là. Elle est habitée? Elle est dedans, mais elle est partie au fond et j'ai l'impression que c'est bien profond. Là, ça doit être bien creux jusque... Mais oui. C'est une loge fraîche, bien entretenue, donc manifestement habitée, mais on ne la verra pas parce qu'elle est vraiment tout au fond. Et dans ces arbres-là, souvent, ça peut aller assez loin, quoi. 30 cm. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose avec cette loge-là, sinon l'admirer parce qu'elle est pas mal. Oh tiens, regarde ta main, t'as vu, il y a un escargot. Ah oui, il y a un escargot. Superbe. Ah oui, un bébé pleuroton. Régis Delannoy, lui, est spécialiste des escargots. Toutes les semaines, il arpente muni de sa machette les forêts humides du nord de l'île, propices aux mollusques. On cherche sous les feuilles, on essaye de trouver les petites cuvettes où il y a un petit peu d'humidité. Et là, à ce moment-là, on peut en trouver. Tu vois, ici, une petite cuvette, là, avec un peu de chance, on peut en trouver. Voilà, il y a ma cocotte. Voilà, il y en a un. Voilà, c'est très bien ça. Ah oui, il y en a plusieurs même. C'est le plus grand pleurodonte de la Martinique. Ils aiment bien vivre sous les feuilles mortes. Grâce à son climat tropical, la Martinique est un formidable réservoir d'insectes et de mollusques. On y trouve sur le territoire 22 espèces endémiques d'escargots. Parmi ceux-là, un escargot rare aux couleurs étonnantes. Donc, il s'appelle Drimaeus multifasciatus. Il est endémique de la Martinique. Et donc, c'est le seul escargot de la Martinique à avoir le corps bleu. C'est formidable, non? C'est un mollusque qui est rare à observer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il sort plutôt la nuit et le matin de bonne heure. Donc là, on a vraiment une chance inouïe du fait que c'est légèrement ombragé, donc on peut les observer. Mais sinon, la plupart du temps, on les observe le matin de bonne heure et puis quand il fait nuit. Alors là, il faut sortir avec la lampe, regarder sur les lianes ou sur les troncs. Ils aiment bien aussi se mettre sur les troncs. Puis voilà. Donc là, on a la chance. On a même un tout petit ici, hein, un tout petit bébé. Il y a 20 ans, cet ancien militaire venu de métropole tombe amoureux de la faune martiniquaise et plus particulièrement de ses mollusques. Nous étions avec un de mes bons amis, on se promenait en forêt. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des escargots. Il m'a dit « Régis, tu connais le nom de ces escargots ?» J'étais incapable, je dis non. Donc j'ai essayé de me renseigner. Puis je me suis très vite aperçu qu'en fin de compte, il n'y avait aucune documentation, que les dernières publications dataient du XVIIIe siècle. Donc je me suis dit là, il y a quelque chose à faire. Et en fin de compte, bon ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher, à me documenter, et voilà. C'est comme ça que le virus est arrivé. Ah, ça peut être un coin sympa, ça. Là, les vieux troncs pourris. Ah ben voilà. Voilà notre petit escargot. Voilà, viens ici mon petit. Alors, il s'appelle Amphicyclotulus martiniquensis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mollusque-là, il est classé vulnérable sur la liste rouge de protection des espèces. Voilà, il est beau, hein. Les escargots, on sait que la Martinique est l'île qui possédons le plus d'endémiques des petites Antilles. Donc c'est un patrimoine absolument à protéger, hein. Il y a encore plein de choses à trouver en Martinique parce qu'il y a des sites où il est difficile de pénétrer. Donc il n'est pas impossible qu'on puisse trouver des nouvelles espèces. Patrick Maréchal, de son côté, est toujours à la recherche de la fameuse matoutou. Pour l'instant, pas de traces, mais ça va venir. Ce ne sont pas des bêtes très courantes. D'abord, elles sont relativement localisées sur le territoire. Et dans les zones les plus propices, on est de l'ordre de 15 à 20 individus à l'hectare. Donc c'est pas énorme. Après 1 heure de recherche, le naturaliste trouve enfin un nid de matoutou.
que l'on appelle une loge. Ah, bah en voilà une belle. Et puis elle est sortie de sa loge. On prend le frais, ma mère? Ah oui, elle est magnifique. Ça c'est sa loge. Hein. C'est donc une loge assez typique de ce que font les Matutu. Donc qui utilisent un petit renfoncement dans un tronc. Et elle fait donc ce tissage en loge. Et c'est souvent quelque chose en forme de tube percé aux deux extrémités. Donc là, elle est à moitié sortie vers le bas, mais il y a une sortie aussi vers le haut. On les trouve toujours dans les arbres. Ce sont des bêtes arboricoles, donc forcément dans les arbres. Alors dans les arbres ou disons en hauteur, quoi. Ça peut être aussi sous un toit de charpente, hein, dans une habitation. La Matutu n'est pas une chasseuse avec piège, avec une toile piège comme d'autres araignées. C'est une chasseuse ce que les Anglais appellent sit and wait, c'est-à-dire qu'elle est à l'affût à l'entrée de sa loge, par exemple, et elle attend et elle va attraper ce qui passe. Donc ça, c'est bien une belle femelle, une jeune femelle, c'est-à-dire une femelle de l'année. C'est une bête qui a dû naître il y a 2 ans. Ah, et puis elle est gracieuse quand elle se balade comme ça, moi j'adore. Cette Matutu a atteint l'âge adulte et mesure environ 10 cm. C'est une bête qui est évidemment dangereuse pour ses proies, mais pour l'homme, elle est inoffensive, même si on peut se faire mordre, évidemment. Elle a la possibilité de mordre, mais le venin n'est pas toxique pour l'homme. Depuis 1995, la Matutu est protégée par un arrêté préfectoral qui interdit sa capture en Martinique. Elle fait pourtant l'objet de nombreux trafics d'animaux de compagnie dangereux. Patrick Maréchal se bat pour renforcer encore plus sa protection. Elle fait partie du patrimoine de l'île et en plus c'est une espèce emblématique. Vous l'avez dans tous les guides touristiques, vous l'avez, enfin voilà, elle est utilisée de plus en plus comme un des symboles de la Martinique. Il y a un côté fierté de notre patrimoine naturel ici pour cette espèce-là. J'aime les araignées depuis que je suis gamin, mais cette bête-là, il y a sa grâce, il y a sa beauté, il y a son esthétique, il y a tout ça qui fait que oui, c'est une de mes préférées. Dans quelques mois, une fois leur étude terminée, les deux naturalistes espèrent faire inscrire la Matutu sur les listes nationales d'espèces protégées. Notre voyage continue de l'autre côté de l'île, sur la côte est bordée par l'océan Atlantique. Ici, la Martinique offre à voir un tout autre visage. Voici la somptueuse presqu'île de la Caravelle, véritable sanctuaire pour la faune et la flore, classée réserve naturelle depuis 1976. Loin des images touristiques des plages de sable blanc, le paysage est ici beaucoup plus sauvage et aride. De grandes baies inhabitées balayées par les alizés alternent avec des falaises sculptées par les lames de l'océan Atlantique. Au nord de la Caravelle, l'Office national des forêts a lancé un grand projet de réhabilitation d'un sentier qui longe toute cette côte, du Robert à Basse-Pointe, l'extrême nord de la côte atlantique. Un formidable moyen pour les visiteurs et les insulaires de découvrir une région totalement méconnue de leur île. Ce sentier serpente sur 45 km de long entre forêt sèche et littoral battu par les vents. Comment vas-tu? Ça va? Bien? Sébastien Batifoulier est en charge de ce grand projet de réhabilitation. Ah ouais, c'est vraiment grave. Mais tu vois, c'est bien, l'emprise que vous avez fait là, elle est idéale. Comme ça, on est sûr de pouvoir garder le sentier propre au bon moment, quoi. Aujourd'hui, il est près de la ville de Marigot. Régulièrement, il supervise les travaux d'entretien du sentier. Dans ces climats humides, c'est une opération nécessaire. L'intégralité du sentier, on l'entretient régulièrement. On a entre 2 et 3 passages par an. Et aujourd'hui, donc, ils se sont concentrés sur cette portion-là, parce que l'herbe était très haute, comme tu peux le voir.
Et il fallait à tout prix mettre en lumière le dispositif de franchissement qu'on avait mis à l'époque, qui est la passerelle que tu vois là, pour que les gens ne la cherchent pas, quoi. Ça va bien? Ça va bien. Ça peut aller, ça va doucement. Pas trop chaud. Jean-Michel Palladino est le responsable de l'entretien du sentier depuis sa création en 1999. C'est un très très beau sentier. Très très beau sentier. Pourquoi? Parce que les randonneurs ont la possibilité de marcher juste à côté de la mer. Donc c'est la forêt du littoral, donc c'est d'en profiter. Le fait de sillonner les sentiers du côté atlantique, du côté bord de mer, donc ça prouve qu'on a encore d'autres choses à découvrir en Martinique. C'est un aboutissement parce que le fait d'être là depuis la création du sentier et l'entretenir, pour moi, c'est une bonne chose. Sébastien continue sa tournée d'inspection. Je vais m'arrêter pour voir s'il y a toujours des chauves-souris et que le lieu est habité. Ah, en voilà une magnifique. Ouais. Il s'agit de l'espèce Artibeus jamaicensis, assez répandue dans les Antilles. Alors celles-ci, elles sont frugivores. Il y a des chauves-souris qui mangent de la viande, qui sont carnivores, et d'autres qui mangent des fruits. Donc là, on dit frugivores. C'est des grosses chauves-souris. En créole, on dit rats volants. C'est des rats qui volent, quoi. Et elles se concentrent ici parce que dans la forêt tout autour d'elles, elles ont toute leur alimentation nécessaire. Elles trouvent des fruits de différents arbres qui sont très appétants, très succulents et qui leur conviennent très bien. Le garde continue sa tournée vers le nord. Passionné de faune et de flore, Sébastien Batifoulier s'installe il y a 7 ans en Martinique pour y préserver ces forêts si particulières. Il atteint la plage du Vivet, là où la rivière Rouge se jette dans l'océan Atlantique. La frange côtière forestière, il faut la préserver en premier lieu, puisque c'est elle qui nous protège des aléas climatiques et des houles cycloniques notamment. Il ne faut pas oublier qu'on est sur le nord Atlantique. Sur ce territoire, les paysages sont très variés, très différents. Il y a des traces, des sentiers forestiers qui permettent aux randonneurs de venir les parcourir et de découvrir des magnifiques paysages avec des belles perspectives. Et honnêtement, je m'y éclate à 100%. Plus au nord se dresse la magnifique pointe Ténos. C'est ici que Sébastien Batifoulier retrouve Rodrigue Doré, le botaniste de l'ONF en charge de cette région. Ensemble, ils veulent replanter des essences locales pour limiter l'érosion des sols, souvent causée par les vents violents de la région. Et voilà, on arrive sur la zone. Ouais, ok. Donc là, tu vois, on voit pas trop mal. Ouais, il y a un beau décrochement, effectivement. Voilà, là. tu peux le constater, ça a glissé suite aux entrées maritimes. Ça fouille bien sous les racines, en plus, avec le ruissellement. Donc là, la solution que j'envisageais, c'était de consolider ça pour que ça limite l'érosion. De toute façon, toutes les essences, on va utiliser ce qui se trouve là dans les alentours. Elles sont déjà toutes présentes, elles sont bien adaptées. Ici, les plantes doivent résister aux vents venus de l'Atlantique. Les espèces végétales ont su s'adapter. Alors voilà, on se trouve face à une végétation littorale typique, ce qu'on appelle les bois couchés. Normalement, ces espèces qui forment ces bois couchés ont un port arboré classique, qui se développe avec un port élancé, alors que là, on voit bien qu'elles sont couchées sur le versant, d'où leur nom créole, bois couché. L'autre essence principale de cette nature sauvage est le résinier, dont les larges feuilles peuvent atteindre 60 cm de diamètre. Voilà. Donc là, on a le fruit du résinier. Comme on peut voir, hein, ça ressemble à une grappe de raisin, d'où son nom, le résinier bord de mer. Le fruit est comestible à maturité, il est très apprécié par les enfants sur les plages. Bon, après, c'est pas très goûtu, il ne faut pas s'attendre à un fruit délicieux, mais bon, voilà, c'est une petite attraction sur les plages pour les enfants. En fin de journée, Sébastien se dirige vers Basse-Pointe, encore plus au nord.
Le sentier nord-atlantique raconte aussi une partie de l'histoire industrielle et agricole de cette région de la Martinique. Au XVIIIe siècle, le Grand Nord devient le domaine des plantations de café, de cacao et des grandes habitations sucrières. Ces terres fertiles sont travaillées pendant 2 siècles par des milliers d'esclaves, puis par des ouvriers après l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui encore, les traces de ce labeur humain colossal sont visibles. Comme les ruines de cette ancienne sucrerie du XVIIe siècle, l'habitation Chalvet. On va aller voir la porte. Ah, mais j'avais pas vu qu'il restait un peu de la génoise là, en tuiles. Sébastien est accompagné de Vincent Huyghe-Belrose, spécialiste de l'histoire de la Martinique. Les 2 hommes veulent évaluer les travaux de réhabilitation de ces vestiges. Dégagé, hein, par rapport à ce grand bâtiment là qui fait un peu plus de 30 mètres de long, qui est formé en fait de 2 corps accolés, identiques, c'est ce qu'on appelait une purgerie. C'est l'endroit où on sépare ce qui va faire la cassonade, le sucre roux, naturel, des parties liquides, la mélasse. Les 2 étaient vendus, ce qu'on oublie souvent de dire, et souvent la mélasse rapportait plus aux colons que le sucre, qui était taxé, qui était contrôlé, alors que la mélasse était, on le dirait aujourd'hui, en vente libre. Ces vestiges racontent 200 ans de l'histoire du sucre dans les Antilles. Artisanale puis industrielle, la fabrication du sucre en Martinique décline au début du XXe siècle. La canne est progressivement remplacée par le sucre de betterave, beaucoup moins cher et produit directement en métropole. L'ONF veut aujourd'hui faire connaître cette histoire aux randonneurs. Cette cheminée là, qui a l'air perdue au milieu du paysage, en fait, elle se rattache à ce bâtiment dont on a les murs ici bien conservés, qui sont la sucrerie. Et cette partie qui a été très abîmée, en fait, c'est là que se trouvait la chaufferie. Imagine un massif de maçonnerie qui se prolonge jusqu'à la cheminée. Oui, on et imagine, en dessous, le feu, et au-dessus, des bassines dans lesquelles on fait chauffer. L'intérêt de venir sur ce site, c'est que déjà on est à proximité du sentier pédestre qui nous amène jusqu'ici. Donc c'est juste une petite encablure, hein, il y a une centaine de mètres, même pas, pour venir se replonger dans l'histoire de notre pays Martinique et de découvrir, comme l'a très bien dit Vincent à l'instant, un petit peu les facettes, comment les choses ont évolué depuis la production du sucre presque artisanale jusqu'à l'industrialisation avec la création des usines centrales. À quelques kilomètres plus au nord, les 2 hommes continuent leur périple dans l'histoire de la canne à sucre. Les voici près de la ville du Lorrain. Ils doivent se frayer un accès pour retrouver le sentier nord-atlantique. Ah, nous revoilà. Eh ben voilà. À la civilisation. Donc voilà la trace, hein. La partie qu'on a faite, c'est un accès qui n'est pas référencé. Hein. Le sentier littoral, il passe là. Voilà. Et là, tu vois, on voit bien l'ouverture. Dans les Mapous, forêt de bois côtelette et de Mapous. Et là, tu rejoins Sainte-Marie. Alors là, le sens, donc la mer est derrière moi, dans mon dos. Cette partie-là, on va effectivement au Lorrain, Sainte-Marie. Et cette partie-là, on remonte sur Basse-Pointe. Basse-Pointe. Donc là, on va se diriger sur des vestiges qui sont en bas, qui s'appellent les ruines de la Crabière, qui sont sur le territoire communal du Lorrain. Il y en a eu au Lorrain, au Marigot. Qu'est-ce qu'ils avaient comme l'accès? Le sentier descend tout droit vers la mer. Il suit le tracé d'une ancienne voie ferrée de la fin du XIXe siècle. Au bout de la voie, les vestiges d'un embarcadère. Ici, le sucre et le rhum de la région sont expédiés par bateau vers l'Europe et la métropole. Dans ce grand bâtiment, on pouvait stocker jusqu'à 100 barriques de rhum. C'est la grande époque de l'industrialisation du sucre en Martinique. Les 2 hommes tentent de reconstituer l'histoire de ce bâtiment. Et là, c'est sûr qu'on a un magasin. Pourquoi? Parce que ça, on a ici un système renforcé de fermeture. On a évidemment, tu vois, des ferrures, tu les vois là-bas, c'est là, donc ça ouvre, ça. Mais en plus, un système de sécurité, le système des barres. Il y a des volets à l'extérieur, mais on rajoute une barre qui vient s'insérer ici.
Ça, c'est contre le vol. Un magasin, par définition, ça attire les voleurs. Derrière le magasin de stockage se trouve un système ingénieux pour le chargement de la marchandise. Oui, c'est ça, 1830. On va voir le treuil. Sacré massif de maçonnerie, hein. Alors voilà un élément que je voulais te montrer. Ouais. Ça, sur le plan un vestige, un vrai vestige. L'archéologie industrielle, l'histoire des techniques, c'est extraordinaire. C'est en bon état, on peut comprendre encore le mécanisme de fonctionnement. Donc, un treuil actionné par un moteur. À mon avis, le moteur était ici. En raison de la forte houle, les bateaux restaient au large. Les barriques de sucre et de rhum étaient alors transportées sur des grandes barges tractées par ce treuil à moteur. Une véritable innovation à l'époque. On est ici dans la dernière phase, la phase ultime, sur le plan technique d'ailleurs, comme sur le plan humain, avec les grèves, comme sur le plan des constructions, ces grands magasins. Après, on abandonnera la canne. On va faire de l'ananas, de la banane, ce qu'on fait d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc on a le point culminant d'une civilisation, on pourrait presque dire. La civilisation de la canne passée au mode industriel. L'ONF espère avoir fini ses travaux de réhabilitation du sentier nord-atlantique pour la fin de l'année 2017. Au début du XXe siècle, la culture de la canne est progressivement remplacée par la banane. Chaque année, la Martinique en exporte plus de 260 000 tonnes, principalement vers la métropole. La banane est devenue la première activité agricole de l'île. Pourtant, cette culture est controversée. Pendant plus de 20 ans, un insecticide hyper nocif est utilisé par les producteurs, le chlordécone. Il a causé des ravages sur l'environnement et la santé des Martiniquais. Aujourd'hui, certains ont décidé de sauver la culture de la banane en Martinique. Daniel Nouvet est producteur près du Robert depuis 2 générations. Dans sa petite exploitation de 5 hectares, il a décidé, il y a 5 ans, de produire autrement. Ce qu'il y a de si étonnant à mon exploitation, c'est que j'essaie de mettre en place des parcelles de bananes pour qu'ils puissent durer dans le temps. Le scandale de la chlordécone, ce scandale m'a permis en fait de changer de tout à ma façon de cultiver. Protéger la terre, c'est protéger l'homme. Protéger l'homme, c'est en fait pouvoir vivre en Martinique, pouvoir vivre, se nourrir en Martinique avec des produits sains. Daniel produit 60 tonnes de bananes par an. Les bananes sont cueillies encore vertes, lavées à l'eau claire, puis soigneusement triées avant d'être entièrement expédiées en métropole. En Martinique, Daniel Nouvet a été l'un des premiers à vouloir produire une banane moins chimique. Pour l'aider à utiliser moins de pesticides tout en gardant son rendement, Daniel reçoit régulièrement la visite de l'Institut technique tropical, une association locale qui milite pour une agriculture durable. Monsieur Nouvet, comment ça va? Ça va. Bien. Tu étais en train de regarder un peu tes régimes, là? Oui. Qui, en fait, elle paraît très intéressante. Ouais, en fait, pour une première jetée. D'accord. Ben, on va en profiter en même temps pour aller voir un petit peu les plantes qu'on a installées, que tu as installées et qu'on voulait faire quelques suivis avec Johnny. Voilà. Donc, on va en profiter pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Ben, je récupère le matériel et on y va? On y va, d'accord. Johnny Edmond est agronome. Aujourd'hui, elle est venue prendre des mesures dans l'exploitation de Daniel. On va aller sur la parcelle là. Oui, la parcelle. J'ai un pied qui est juste impeccable pour moi. Oui, ah d'accord. Okay, il se dirige vers la parcelle que Daniel a plantée il y a 6 mois. Et puis en fait, il est déjà en... Alors ce matin, je fais un prélèvement sol-feuille sur les bananiers. Je vais aller jusqu'à 40 cm de profondeur. C'est un travail qui est assez physique. Donc il nous faut les bons bras.
Je sors. Et je récupère cet échantillon-là. Ça, c'est pour faire des analyses physico-chimiques sur le sol. Est-ce que j'apporte suffisamment d'éléments? Mon analyse va me le dire. Et au niveau du feuille, est-ce que mon bananier absorbe suffisamment d'éléments pour la croissance de mon régime? Dans ma feuille, je fais un premier morceau. Voilà, je vais récupérer tout à l'heure. Ces analyses permettront à l'agriculteur de pouvoir doser précisément les engrais à rajouter sur ses plants de bananes. Le vrai changement, ce sont ces petites plantes que Daniel fait pousser au pied de ses bananiers. Il y a l'arachide, une légumineuse qui apporte de l'azote, un engrais naturel, ou encore le petit mouron qui empêche les mauvaises herbes de pousser et qui freine l'érosion des sols. Des moyens naturels qui ont permis à Daniel de réduire de moitié l'utilisation des engrais chimiques. Ici, sur 1 hectare, il n'a rien planté pour permettre au sol de se régénérer. Un terrain en jachère, c'est une parcelle que j'ai détruit tout ce qu'il y avait comme bananier dessus. Ça veut dire en fait permettre à cette parcelle de se reposer et de créer cette biodiversité et qui doit se faire naturellement, qui permettra en fait une meilleure culture à la prochaine. Dans ce terrain au repos sans ajout chimique, la vie est revenue. Une limace. On a encore une plus grande là. Oui. Et puis j'avais vu... Les chenilles. Oui, les chenilles. Oui. Voilà. Et en fait, y compris des fourmis, des punaises. Des punaises. Tous ces animaux-là vont nous aider à enrichir notre sol en aidant à la dégradation des plantes qui s'y trouvent. Donc on voit, hein, les plantes, ils ne sont pas toujours vivantes en dessous. Il y a des morceaux qui meurent. Et ces plantes-là vont dégrader cette matière organique et les rendre disponibles pour notre future plantation. Pour moi, faire de la banane durable, c'est une grande fierté. Je pense qu'il faut que les Martiniquais s'approprient de cette culture qui est la leur, la banane. Parce que effectivement, on a fait des erreurs hier, mais aujourd'hui, on est en train de la réparer et de préparer, de nettoyer les sols, de préparer pour laisser à nos enfants un sol propre, sans pesticides, sans produits chimiques, pour qu'ils puissent vivre bien de l'agriculture martiniquaise. Dans les 2 prochaines années, Daniel Louvet espère réduire de 70% ses ajouts de produits chimiques. Notre voyage en Martinique continue encore plus au nord. Ici, du côté est de la montagne Pelée, apparaissent des grandes plaines agricoles et fertiles. Près du Lorrain, un passionné va encore plus loin dans la culture durable. Hey. Alexandre Terne est agriculteur. Il y a 25 ans, il reprend l'exploitation familiale pour en faire une des principales fermes biologiques de Martinique. Il s'inspire d'un savoir-faire agricole typique des Antilles, le jardin créole. C'est un grand jardin créole. On a des menthes poivées, oignons pays. Là, nous avons une parcelle de courgettes. Ça, c'est des poivrons. Là, c'est des lignes qui sont laissées pour planter des navets et tout ça. Des patates douces. Sur une même parcelle de terre, Alexandre Terne fait pousser plusieurs variétés de légumes. C'est le principe du jardin créole. Le principe du jardin créole, c'est que donc, ici, sous cette surface-là, on va mettre de la canne, on va mettre de l'ananas, on va mettre des poivrons. Donc, on aura tout un mix de plantes qui soit donc sous une surface. On n'aura pas une monoculture, bon, voir par exemple 4 lignes uniquement de tomates. Donc, on aura des tomates, on aura des concombres, on aura un petit peu, c'est mélangé.
Une tradition du jardin créole qui remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque des parcelles de terre sont données aux esclaves affranchis. On y cultive alors plusieurs variétés de légumes qui suffisent à l'alimentation d'une famille. Mais peu à peu, les jardins créoles ont disparu. On a perdu cette habitude dans les années 50 parce que donc on est entré dans une monoculture. Donc ce qu'on avait près de chez nous, donc on les a tous oubliés. Il y a eu aussi donc le baby boom où les gens sont tous partis en métropole. Donc ils ont laissé donc le rapport avec la terre. Donc ils sont tous devenus donc européens. Et maintenant tout le monde veut retourner, comme disait Césaire, retour au pays natal. Donc il dit retour au pays natal, donc refaire revivre tout ce qui a bien fonctionné dans le passé et le refaire revivre dans le monde moderne. Le jardin créole d'hier est devenu le bio d'aujourd'hui. Chaque légume attire des insectes différents qui vont s'affronter au lieu d'attaquer les plantes. Grâce à cette méthode, Alexandre n'utilise pas de pesticides. Son autre combat, cultiver exclusivement des produits de son île. Manger local, pour moi, c'est une forme identitaire quand même. Hein. C'est la marque du pays. Tu veux chez toi. Moi, je suis martiniquais. Je vais donc manger les produits de mon pays, les produits de l'île. Je pense et puis donc c'est des produits qui sont innés avec nous, qui correspondent avec notre existence. Si je suis en Europe, je vais manger les produits européens. Mais je suis martiniquais. Je vais déjà, avant tout, réfléchir aux Martiniquais et manger martiniquais. Cette année, Alexandre a planté une nouveauté, la groseille pays. Rien de commun avec les petits fruits rouges de métropole. Dans les Antilles, la groseille fait partie de la famille des hibiscus. Eh bien, la groseille pays, c'est un fruit qui est très demandé en fin d'année ici aux Antilles. On fait du thé, on fait du jus. Mais bon, le gros, c'est qu'on fait de la confiture avec. On fait des gâteaux avec. Donc, pour préparer donc, le groseille, on enlève les pétales. Et la graine, on fait sortir la graine. Donc, c'est avec les pétales, avec ça qu'on prépare donc, le jus de groseille, la confiture de groseille. Donc, la graine, on peut le sécher pour faire donc, une nouvelle plantation. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont laissé et il n'y a pas eu de reprise. Et donc les terres sont restées vides et puis les terres ont été vendues. On a eu beaucoup de divisions. On a eu aussi les terres qui ont été déclassées. Il faut dire de plus en plus on a donc une pression sur les terres agricoles avec les nouvelles résidences. Tout le monde veut construire. Donc, parce qu'on est en train de voir la disparition petit à petit des agriculteurs. Hein. Avant, un agriculteur donc, était quelqu'un, lorsqu'on n'avait pas un très bon niveau d'études, on disait va faire de l'agriculture. Et maintenant, on constate que c'est un métier qui est noble parce que tout le monde veut manger bien, manger sain. Et c'est là le rôle de l'agriculteur reprend de la surface et redevient ce qu'il était, ce qu'il a toujours été. Je suis fier de mon travail et puis je suis aussi un garant du patrimoine aussi. Parce que si j'étais pas là, donc le patrimoine allait quand même peut-être louer à quelqu'un d'autre ou bien disparaître. Hein. Pour vendre ses produits aux habitants de la région, sans intermédiaire, Alexandre a mis en place un système de livraison de paniers à domicile. J'ai des choux caraïbes, patates douces. Donc nous avons de la basilic. Dans ces cartons, que des produits locaux, comme ces pois d'Angole, une variété venue d'Afrique qui accompagne traditionnellement le repas de fête. Un fruit qu'on mange en fin d'année, parce que ici c'est la période de Noël, on mange ça avec du cochon aussi. Donc tu vois, le panier il est gros quand même. Hein. Et une épice de plus en plus prisée par les Martiniquais. Curcuma. On fait aussi un antioxydant qui est très puissant. Maintenant, les Martiniquais le découvrent. Mais nous le mangeons en Colombo.
C'est bien bombé, ils sont bien gâtés. Hein. Donc le panier fait 20 €. C'est une façon aussi de permettre aux gens de manger bio. Et si tu vas dans un magasin, tu payes ça plus que 20 € là-dedans. Hein. Ouais. Ils sont, comme tu dis, gâtés. Hein. Très bien gâtés. Un peu plus tard dans la journée, Alexandre est sur la route pour sa tournée de livraison. Il traverse des paysages magnifiques, souvent méconnus des touristes. Nous sommes dans l'extrême nord, dans la commune de Basse-Pointe, donc on peut dire que c'est un peu l'arrière-pays de la Martinique. Moi, avant tout, je suis agriculteur, je suis attaché avec la nature, hein, avec l'environnement, avec le verre. C'est pour cela que c'est une commune que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Chaque semaine, Alexandre livre une vingtaine de paniers. À ses débuts, il y a 15 ans, il n'en livrait que 2. Et c'est donc de plus en plus les gens demandent. Hein. Donc on a l'impression que les gens ont compris maintenant. Les gens ont compris qu'il faut consommer autrement. Alexandre a rendez-vous chez un habitué sur les hauteurs de la ville du Lorrain. Hey, Thierry, mes paniers, oh là là. Ah, mais c'est marrant, vous ne pas de ça, bon. C'est gentil, ça, ça. Et mon, hein? Oui, mais vous mettez tout bien là? On met tout bien là, on y ça. Ouais, attends-moi, vérifiez. Mettez conseils. Je mange dans la Chine. Mais regarde surtout de la Chine là, vraiment. La Chine là? Ah ouais, la Chine est impeccable parce que ma vanille là. Ces légumes sont impeccables parce qu'il n'y a pas de produits, comment dire, pesticides, peu de pesticides dedans. Et il s'avère que ma femme en fait tout ce qu'elle peut avec. On a une qualité de produit vraiment superbe. En fin de journée, Alexandre Terne se rend sur la plage de Basse-Pointe. Ces grandes vagues en font le lieu privilégié des surfeurs en Martinique. L'agriculteur a un autre combat, faire vivre le bois flot, l'ancêtre martiniquais du surf. Un simple tronc d'arbre qui raconte l'histoire de la Martinique. Au XVIIIe siècle, les esclaves l'utilisent pour fuir l'île, puis ce sont les pêcheurs qui s'en servent pour passer les vagues et aller pêcher plus au large. En 300 ans, sa forme est restée la même. Ce bois flot, c'est fabriqué avec le tronc d'arbre qu'on coupe. Il faut donc l'éplucher. C'est un bois très léger, un bois donc liège. Il faut le couper 3 jours avant la pleine lune. Je l'ai moi-même taillé, le faire comme une planche de surf, le tailler, tout ça, faire un peu de présentation. Et ça permet, lorsqu'on a les pêcher, pour mettre donc les poissons dans ce qu'on appelle le crail. Donc le poisson était pêché, on le mettait là-dedans. C'est un tronc d'arbre qui a traversé l'histoire de la Martinique. Et de nos jours, il y a peu de gens qui l'utilisent. Et moi, mon objectif, c'est que ça reste toujours donc, un pan de l'histoire martiniquaise et éviter que ça tombe dans les oubliettes. C'est aussi l'histoire de notre espace ici de le Grand Nord. Parce qu'on défend des valeurs locales. Le surf, ce n'est pas de chez nous, le surf a été importé. Tandis que ça, c'est chez nous. Notre voyage en Martinique nous ramène dans la grande baie de Fort-de-France. À quelques kilomètres au sud de la capitale, la nature reprend ses droits. Voici la petite baie sauvage de Génipa. On y trouve la plus grande mangrove de Martinique qui couvre plus de 1000 hectares.
Un écosystème exceptionnel où l'eau douce se mêle à l'eau salée et qui génère une biodiversité particulière. C'est aussi un refuge extraordinaire pour les oiseaux migrateurs. Bonjour, donc bienvenue pour la dernière sortie de l'année de l'association Le Car Rouge. Donc ici, c'est Canal Cocotte. C'est ici que David Belfand a donné rendez-vous aux membres de son association. Un dimanche par mois, l'ornithologue fait découvrir la faune et la flore de son île à des amateurs passionnés. Canot qui arrivait juste à la commune, donc c'est ces canaux-là qu'on va emprunter en kayak. Donc vous aurez un aperçu fabuleux en fait de la mangrove, en fait de la baie de Fort-de-France qui fait à peu près 1100 hectares. Cette fois-ci, la sortie se fait en kayak. Avec le kayak, on ne fait pas trop de bruit, on n'effraie pas trop les oiseaux comme ça. L'intérêt de ces sorties, c'est de montrer les différents milieux où on peut trouver différentes espèces d'oiseaux. Donc là, c'est un milieu humide, donc il y a des espèces particulières qui nichent, qui se nourrissent, donc, comme les canards, les ardéidés, les babusards pêcheurs, comme différentes espèces comme ça. Ce sont aussi des lieux de nidification, des nichoirs, des dortoirs pour les oiseaux. Donc nous sommes sur la baie de Génipa, donc c'est une des plus grandes surfaces de mangrove en Martinique, donc c'est 1100 hectares de mangrove. C'est parti pour une balade de 2 heures dans la mangrove. Le groupe s'engage dans le canal Cocotte. Ici poussent principalement des palétuviers, une espèce végétale unique. Donc vous voyez, les racines, elles sautent du haut, elles tombent, et pouvoir stabiliser en fait l'arbre. C'est le rhizophora mangle, le palétuvier rouge. Leurs grandes racines en échasse sont couvertes de petits points blancs qui leur permettent de respirer dans l'eau salée. Ces véritables rois de la mangrove abritent une biodiversité spécifique. Donc on peut trouver également aussi ce qu'on appelle des huîtres de palétuvier que vous voyez en fait, sous les racines. Avant, les huîtres des palétuviers, c'était consommé il y a quelques années. Regarde le petit crabe des palétuviers. Là, il monte sous les racines. Et les aigrettes bleues, justement, les aigrettes, hein, ils aiment beaucoup ce petit crabe. Là, il y a un sucrier qui chante. Ça fait partie de la biodiversité de la mangrove. Les oiseaux sont là parce qu'ils trouvent de quoi manger. Ils cherchent surtout à se nourrir. Donc là, ils vont trouver sur les palétuviers, par exemple, il y a un petit crabe qui vit sur les racines qui va servir d'alimentation pour ces espèces. Balbouzard pêcheur, il va pêcher, donc il va plonger avec ses serres et il va attraper sa proie. Ces canaux, ouverts par l'homme, servaient autrefois au transport des marchandises, particulièrement des barriques de rhum depuis Fort-de-France vers les communes voisines situées plus dans les terres. Là, c'est un canal qui sûrement a été entretenu parce que normalement, il devait être fermé. Donc, ça ne passe rien. Les racines, elles prennent la place rapidement et ça ferme le canal. Et là, c'est un privilège pour nous, hein. On peut venir voir les oiseaux. On a tout le canal qui est ouvert et on peut comme ça s'approcher plus des espèces. Parce que la mangrove, elle est impénétrable. Vous voyez, les racines, ça sert de protection pour les alevins. Donc les poissons viennent se reproduire en proximité. Les alevins sont là, dans la mangrove, ils grandissent à l'intérieur et ils se protègent des prédateurs. Donc c'est ça qui va alimenter toute la mer.
La mangrove joue également un rôle primordial dans la protection de l'écosystème. L'enchevêtrement des racines limite l'érosion des sols et protège les terres contre les tsunamis et les cyclones fréquents dans cette partie du globe. Pourtant, la mangrove a souvent une bien mauvaise image. C'est vrai que les gens ont ce préjugé de dire que c'est sale, qu'il y a plein de moustiques, mais ce n'est pas vrai du tout. Je suis là 24/24. Je ne mets pas de crème anti-moustique, mais la nature nous gâte. J'incite aux gens de venir découvrir cette gâterie qu'on a, qu'on ne sait même pas, quoi. Même les Martiniquais sont encore réticents, mais je les invite justement à venir découvrir la mangrove. Ces passionnés de faune et de flore martiniquaise continueront à découvrir et donc à protéger à leur manière ce patrimoine extraordinaire. Nous retournons dans le grand nord de la Martinique. La richesse de ces terres volcaniques a attiré les premiers habitants de l'île. Il y a environ 2000 ans, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Arawaks, puis les Caraïbes venus du Venezuela et de Guyane, commencent à coloniser l'archipel des Antilles d'île en île. En Martinique, ces populations auraient vécu aux abords de ces rivages découpés. Le Vivet, près de la ville du Lorrain, est le site archéologique le plus important de l'île. Benoît Bérard le connaît bien. Il est spécialiste de l'histoire amérindienne. C'est un site qui a été occupé très précocement. C'est une des premières traces d'occupation humaine de la Martinique. Et donc, dans toute cette zone-là, sur environ 18 hectares, on a les restes de différents villages précolombiens. Et ce qui fait la spécificité du site, c'est que l'un de ces villages a été abandonné de façon extrêmement rapide par ses occupants au moment d'une éruption de la montagne Pelée, qui est juste là derrière. Et donc, les occupants ont laissé là, sur place, l'ensemble des vestiges de leur vie quotidienne. Et donc, quand on va fouiller ce site, on a une espèce d'instantané, une photographie de ce que pouvait être la vie quotidienne des Amérindiens il y a environ 2000 ans. Les archéologues tentent, grâce à ce site, de reconstituer le quotidien des premiers habitants de l'île. Il faut imaginer ici qu'on est au milieu d'une forêt et dont une partie a été déboisée. Il y a une clairière qui a été créée par les Amérindiens. En fait, plusieurs clairières. Une, là où nous sommes, qui était le village. Et donc, on nous retrouve dans ce village, on va aménager des carbets. Et c'est là où vont vivre les gens. On a à ma main gauche la rivière qui leur offre une eau douce, la possibilité de pêcher des écrevisses, d'attraper des poissons d'eau douce. On est sur les meilleures terres agricoles de la Martinique. Ce sont des sédiments volcaniques récents, extrêmement fertiles, et on a affaire à des agriculteurs. Juste là se trouve la montagne Pelée, et elle était couverte d'une grande forêt primaire qui était à la fois une ressource de bois, mais aussi pour la chasse et la cueillette. Et puis enfin, dans mon dos, il y a la mer. L'accès à l'eau est un élément essentiel du mode de vie des Amérindiens. Comme cette rivière à proximité de leur supposé lieu d'habitation. Cette embouchure de rivière, elle est importante parce que vous le voyez derrière moi, la côte est extrêmement découpée dans cette partie de la Martinique. Et donc les embouchures de rivière sont les seuls endroits où on peut accoster avec des pirogues et partir à la mer avec des pirogues. Donc c'est sans doute parmi les facteurs qui ont incité les Amérindiens à s'installer ici à Vivet, parce qu'ils ont besoin d'aller à la mer. À la mer pour se nourrir, à la mer pour circuler, pour échanger avec tous leurs partenaires de la Caraïbe. Parce que s'il y a bien une idée qu'il faut bannir de notre esprit, c'est une vision des Amérindiens ressemblant à Robinson Crusoe, prisonniers sur leur île, incapables d'en sortir. Ce sont des marins, ils sont venus en pirogue du Venezuela et ils vont circuler entre toutes les îles des Antilles et mettre en place des réseaux d'échange entre tous ces villages qui vont être répartis entre Puerto Rico et le Venezuela. À 25 km au nord, face à cette plage, se dresse l'île voisine, la Dominique. Il y a 2000 ans, elle fait partie du territoire des Amérindiens. On a l'habitude de dire que la mer va séparer la Martinique de la Dominique.
Mais ça, c'est une vision contemporaine. Pour les Amérindiens, la mer relie la Martinique à la Dominique. Et en fait, c'est leur voie privilégiée de circulation, c'est leur autoroute, entre guillemets. La Dominique est là, elle n'est pas loin. C'est 6 heures, 6h30 de voyage. Ça veut dire qu'on peut y aller un jour, revenir le lendemain, aller voir ses cousins de l'autre côté du canal, échanger des biens avec eux, faire des échanges matrimoniaux. Et on est effectivement dans un même espace interconnecté. Située entre les deux îles françaises, la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique est aujourd'hui une île à part. Tour à tour française et britannique depuis le début du XVIIIe siècle, elle a acquis son indépendance en 1978. De ces années anglaises, l'île a conservé la langue. La Dominique est avant tout l'unique île des Caraïbes où vivent encore aujourd'hui les derniers Amérindiens Kalinagos. Les descendants directs des tout premiers habitants installés ici il y a plus de 2000 ans. Pendant plus de 400 ans, les Kalinagos sont pourchassés par les colons anglais et français. Frédéric Crozier fait partie des 2500 Kalinagos de Dominique. Il est historien et il se bat pour le patrimoine de ses ancêtres. Pendant la période coloniale, cette partie de l'île a été le refuge du peuple Kalinago. Ils étaient protégés à l'est par cette mer très démontée et à l'ouest par ces montagnes. Les Kalinagos ont régné sur tout le pays. Mais quand les Français et les Anglais sont arrivés, ils ont été repoussés ici. Et cette mer violente était ce qui les a protégés d'autres invasions venues d'Europe. Là-bas, il y a des petits îlets, des roches dans la mer. Les Kalinagos disaient qu'à l'heure du trépas, ces rochers deviendraient des bateaux et emporteraient nos âmes auprès des anciens. En 1903, les Anglais qui gouvernent alors la Dominique attribuent aux Kalinagos un territoire de 1530 hectares dans le nord-est de l'île. Ici, les Kalinagos peuvent vivre selon leurs rites traditionnels. Voici le territoire Kalinago, avec l'océan Atlantique ici et la plupart des villages dans cette zone. Notre communauté est gouvernée par un conseil local, un peu comme avant avec notre chef traditionnel. Les choses ont bien sûr un peu changé. Nous avons des élections tous les 5 ans. Tous les Kalinagos votent pour un chef. Dans la langue Kalinago, on l'appelle Ubuntu et on élit aussi des conseillers. Leur mission est de s'assurer que le patrimoine et la culture Kalinago soient transmises à la génération suivante. Nous considérons notre territoire comme la terre-mère et pas une propriété privée que l'on garderait pour soi. Nous partageons notre terre avec tous les Kalinagos de l'humanité. Notre patrimoine est très important pour nous. C'est pour ça que notre chef et nos conseillers sont là pour veiller sur notre terre pour toutes les générations à venir. Le peuple Kalinago a quasiment disparu. D'abord chassé par les colons, puis peu à peu mélangé avec les descendants des esclaves noirs. Aujourd'hui, ils se battent pour être reconnus. Je suis d'abord Kalinago, puis dominicain. Comme beaucoup de gens dans cette région, on est attaché à notre culture et on espère qu'il y aura une renaissance de la culture Kalinago. Parfois, ça a été difficile. Nous avons eu des conflits avec les derniers arrivés. Avant, nous possédions toute l'île. Et aujourd'hui, nous n'en avons que 2%. Nous avons tout perdu. D'abord au profit des colons européens, puis au profit des esclaves africains. Parfois, c'est bouleversant de penser à combien nous avons perdu et à tout ce dont nous avons besoin pour rester soudés et survivre dans le prochain siècle.
Sur 43 km de long et 25 km de large, la Dominique est une île encore sauvage. À l'extrême sud, voici la baie de la Soufrière. Les habitants ont toujours vécu de la pêche. Consciente des dangers de la surpêche, l'île veut aujourd'hui préserver son patrimoine naturel exceptionnel. En 1998, une réserve sous-marine a été créée. Elle couvre environ 7 km² et régule les activités des pêcheurs. Ce matin, Davidson Lapinard fait sa sortie en mer quotidienne. Il quitte le village de Scott's Head. Il est accompagné de 2 gardes de la réserve. Nous avons 4 zones dans la réserve marine. La zone de loisirs, de plongée, la nurserie et la zone de pêche. Ici, ce sont des villages de pêcheurs. Donc la priorité va aux pêcheurs. Tous les poissons pêchés ici sont pour le marché local. Nous avons toutes sortes de poissons. Des thons jaunes, des espadons, des requins et même de petits thons. La dernière fois, j'ai pêché un thon de 35 kilos. Le bateau atteint l'autre côté de la réserve, devant le village de la Soufrière, au pied du volcan Morne-Plat. Le village tire son nom du soufre du volcan. C'est pourquoi il s'appelle la Soufrière. Il fait aussi partie de la réserve. La zone de pêche s'étend d'ici au village d'où nous venons, le village de Scott's Head. Les pêcheurs ont la plus grande zone de la réserve. Avant, ils pêchaient partout. Il n'y avait pas de réserve. Ils pêchaient beaucoup, on était vraiment en surpêche. Ils prenaient surtout les petits poissons, ce qui n'est pas bien. Donc, on a décidé de mettre en place la réserve et de délimiter ces 4 zones. Ici, on a créé une nurserie où les poissons peuvent venir se reproduire, juste là, devant l'église. Et puis après la nurserie, c'est la zone de pêche. L'embarcation atteint enfin la zone de pêche signalée par des bouées. Avant, quand on allait pêcher, on avait beaucoup de problèmes. On se marchait sur les pieds. C'était souvent la bagarre. Maintenant, on paye une licence et on peut tous pêcher ici. Davidson utilise une technique de pêche traditionnelle, la pêche à la palangre. Un simple hameçon muni d'un appât au bout d'une ligne que le pêcheur laisse traîner sur plusieurs kilomètres autour des bouées. Depuis la création de la réserve, il y a 25 ans, les ressources marines ont augmenté. Au début, ça a été dur. Les pêcheurs n'étaient pas d'accord avec les nouvelles règles. Mais maintenant, depuis que la réserve existe, ils ont vu qu'il y a plus de poissons. Et surtout plus de gros poissons. Ils commencent à nous suivre. Maintenant, on travaille vraiment main dans la main et ça, c'est vraiment bien. C'est un petit thon jaune. Profitant de ses ressources naturelles riches et généreuses, la Dominique cherche aujourd'hui à se renouveler. Ici, la culture de la banane a chuté au profit de plus grosses productions sur les îles voisines. La Dominique s'ouvre peu à peu à l'écotourisme. Recouverte de hautes montagnes volcaniques et de forêts luxuriantes, c'est avant tout le paradis des randonneurs. Michael Eugene est guide de randonnée. Ce matin, il est accompagné d'un collègue, Moïse Arlington.
Ensemble, ils vont repérer une partie d'un sentier de randonnée ouvert par le gouvernement en 2011 pour attirer les randonneurs. Ils s'enfoncent dans le centre de l'île. Tous les deux sont dominicains et connaissent bien leur île. J'habite dans le coin. Ce sentier traverse mon village. Pour moi, c'est vraiment naturel de l'aimer. Je préfère la fin du sentier. Il est plus difficile. Ah, ok. C'est vraiment devenu ma partie préférée. Le sentier du Waitukubuli traverse l'île du nord au sud sur 185 km de long. C'est le plus long sentier de la Caraïbe. Il doit son nom aux Amérindiens Kalinagos. En amérindien, Waitukubuli signifie « son corps est grand ». Waitukubuli est le nom que les Caraïbes ont donné à la Dominique. C'est une terre montagneuse et ces montagnes faisaient penser à la poitrine d'une femme. Ce sentier raconte tout ce que les Kalinagos et les esclaves ont vécu ici. Tout ce qui est réellement dominicain se trouve sur le sentier de Waitukubuli. Ce sentier hors norme fait découvrir la forêt humide de la Dominique. On y trouve une flore remarquable. Des châtaigniers y côtoient des fougères arborescentes et des orchidées sauvages. Une biodiversité exceptionnelle dans les Petites Antilles. Après les fortes pluies, on croise aussi d'étranges spécimens sur le sentier. Tiens, c'est ça. C'est un crabe. Si elle te pince ou bien tu tiens le pince, elle va lâcher dans ta main. Comme ça, vous faites super attention. Ce crabe, c'est une crabe sérique, c'est une crabe de rivière. Crabe d'eau douce, c'est très bon à manger ça. Ah oui, c'est super bon là. La chair est très douce. Ok, petit crabe, tu es devenu fameux aujourd'hui. C'est sa défense ça. Après une heure de marche, les deux hommes arrivent dans le village de Bellevue-Chopin. Ici, des petits agriculteurs se sont rassemblés pour produire de manière totalement biologique. Une tradition en Dominique souvent associée au mouvement Rastafari, un mouvement culturel et religieux qui prône une vie en harmonie avec la nature. Les Rastafari représentent 10% de la population de l'île. Ces jardins biologiques font partie de l'attraction du sentier. Les deux guides se rendent chez Gordon Royer, l'un des fondateurs de l'association biologique. C'est une famille Rastafari. Gordon Royer est le père. Voici leur zone de compost. Ça fait vraiment partie de ce qu'ils font. Ils n'utilisent que des produits locaux. Leur ferme est vraiment biologique. Ils n'utilisent aucun pesticide. Ah, voilà Gordon et sa femme Ruby. Bonjour. Voilà Moïse. Alors tu t'arrêtes jamais de travailler, hein? Bonjour madame. Voilà Moïse. Tu as planté du céleri? Oui, je mets du compost. C'est un engrais formidable. Pour Gordon Royer, cet adepte du mouvement Rastafari, le naturel est un mode de vie. En anglais, nous utilisons le mot biologique, mais il s'agit d'agriculture naturelle. On utilise du fumier et de l'herbe pour faire notre compost. Donc pas d'engrais chimiques. En fait, on fabrique notre propre engrais naturel et on récolte nos beaux légumes. Et c'est ça l'agriculture naturelle.
Peu de gens font du bio. On doit développer ça, éduquer les gens, répandre ces informations pour faire connaître notre travail. C'est très difficile de faire du bio. Il y a beaucoup de travail. En fait, il faudrait avoir une société qui fasse le compost pour nous. La Dominique est une terre intacte. Ça n'aurait aucun sens d'importer chez nous des produits chimiques. Il faut mettre nos forces en commun pour faire du bio, mais nous n'en avons pas les moyens. Regardez comme ma terre est noire. C'est une terre fertile. Et c'est pour ça que nos légumes sont magnifiques. Le sol est riche. Sur son terrain, Gordon Royer fait pousser plus d'une dizaine de fruits et légumes différents. Parmi eux, une plante surprenante, la stevia. Ça, c'est une plante, Michael vient de me dire ça, qu'on appelle stevia. Et ça, c'est un substitut de sucre. Au lieu de servir du sucre, il s'en sert de ça pour mettre, tu prends 1 ou 2 livres, 2 feuilles, et ça peut faire un bon tasse de sucre pour toi. C'est très, très bon, et si tu le manges maintenant, c'est très sucré. C'est très sucré, on appelle ça stevia, c'est très sucré. Et c'est très bon, on donne ça beaucoup aux gens qui ont du sucre doux, du diabète. On donne ça aux gens. Au lieu de mettre du sucre, on donne ça. C'est très important ça, le stevia. Il y a beaucoup de façons de décrire le sentier du Waitukubuli. Il traverse des forêts, des gorges, des cascades. Il serpente le long de la mer des Caraïbes. Il franchit des rivières. Il nous offre une multitude de paysages. Le sentier du Waitukubuli traverse le parc national Trois Pitons, classé au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Avec son climat tropical, les pluies abondantes alimentent plus de 30 cascades et 365 rivières qui irriguent toute l'île. Enfin, les deux hommes atteignent les fameuses chutes de Trafalgar qui racontent toute une histoire. Comme vous pouvez le voir, il y a la cascade mère et la cascade père, une combinaison de 2 cascades jumelles. La légende raconte que la plus petite, la plus large, est la cascade mère, et que la grande et mince est la cascade père. On dit qu'elle ressemble aux habitants de la Caraïbe, où les femmes sont généralement rondes et petites et les hommes grands et minces. Ces cascades prennent leur source à 2 endroits différents. Le père vient du lac Freshwater et la mère vient de la rivière Breakfast. Ces 2 rivières sont à des kilomètres de distance. Et c'est étonnant que la nature les ait réunies ici, aux chutes de Trafalgar. La Dominique représente la vie. Ça représente la vie, la santé, la beauté. C'est tout dans une seule. C'est très important de montrer aux gens comment vivre sans toutes les choses modernes, mais quelque chose de simple, de vivre avec la nature. Et la Dominique est très différente. Les autres îles, premièrement, la Dominique, c'est une des îles les plus volcaniques de toute la Caraïbe. C'est aussi l'île le plus montagneux. Bien sûr, à part de ça, on n'est pas si développé comme les autres. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas bon, mais pour moi, c'est une bénédiction. C'est super, une île comme la Dominique. Depuis 2011, le sentier du Waitukubuli a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs. Un véritable succès pour l'île de la Dominique. Entre mer des Caraïbes et océan Atlantique, la Martinique a des airs de petits paradis. Sur son territoire, elle offre à voir une multitude de paysages. Il reste des endroits cachés, encore méconnus des visiteurs, comme la route de la Trace, l'une des routes mythiques de l'île.
Cette route exceptionnelle de 40 km de long relie Fort-de-France au nord-est de la côte atlantique. Elle serpente au cœur de la forêt, à travers le relief le plus escarpé de l'île. La route de la Trace doit son nom aux sentiers ouverts par les esclaves en fuite dans la forêt. On appelle ces chemins des traces. C'est l'une des routes les plus sauvages de Martinique. Maurice Henry est vulcanologue. Depuis 20 ans, il se passionne pour cette route mythique. Je peux utiliser le terme belle parce que c'est une des rares possibilités de traverser la forêt tropicale. Même si effectivement le bord des routes a été aménagé pour tracer la route, c'est quand même en Martinique un moyen de traverser la forêt de la pluie. À partir d'un certain moment, sur la route de la Trace, il n'y a quasiment plus d'habitation, il n'y a plus que la route et la forêt. Au début du XVIIIe siècle, les jésuites ouvrent une voie au cœur de la jungle tropicale. Un travail colossal pour contourner les pitons du Carbet et l'imposante montagne Pelée. Ces volcans sont une succession de pics qui culminent à plus de 1300 mètres d'altitude. Ils rendent quasi impossible la traversée du nord de l'île. Il faut imaginer des zones impénétrables et dans lesquelles il fallait s'avancer, utiliser le profil des pentes, franchir des ravines. C'est pour ça qu'on a gardé le mot trace. C'était d'abord pendant très longtemps une piste qui permettait de rejoindre par l'intérieur des terres de Fort-de-France à Saint-Pierre. On se déplaçait à pied et quelquefois rarement à cheval, très peu. La route de la Trace débute ici, à 7 km au nord de Fort-de-France. Voici l'église du Sacré-Cœur de Balata. Ce qui est particulier, c'est que de loin, les gens pensent à Montmartre. On voit la forme de coupole qui est relativement rare chez nous. Et on voit également que c'est un bâtiment qui correspond chez nous aussi à l'époque du ciment armé. On le voit en constatant depuis l'entrée, les coupoles successives. Certaines chapelles extérieures sont dédiées au Sacré-Cœur. Avec ses coupoles, ses chapelles latérales et son dôme byzantin, c'est une copie quasi conforme du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Construite en à peine un an, elle est inaugurée en 1925 devant plus de 10 000 fidèles. Pour nous, à l'époque, quand on a construit l'église, c'était vraiment l'intérieur des terres, la campagne. Et donc il fallait venir ici, c'était à pied que venaient les gens. Et quand il y avait un pèlerinage vers ce lieu, ils quittaient Fort-de-France très tôt le matin avant de rejoindre ce qui est devenu le Sacré-Cœur de Montmartre. Quelqu'un qui emprunte la route de la Trace, qui va s'enfoncer dans la Martinique, dans la forêt tropicale, le Sacré-Cœur de Montmartre constitue une étape importante lorsqu'on essaie de découvrir la Martinique à travers la Trace. Appelée aussi Nationale 3, la route de la Trace serpente dans la jungle à plus de 600 mètres d'altitude. Elle nous mène à travers l'histoire de la Martinique. Alors nous sommes donc sur une partie de la route qui a été construite donc dans les années 30 et là nous arrivons au tunnel, un des rares tunnels par lesquels passe une route à Martinique et ce tunnel qu'on appelait le tunnel de la Carrière a été ouvert en 1935-36 et il constitue un ouvrage d'art important sur cette portion de route entre les Deux Choux et Morne-Rouge. C'est le moment également dans l'histoire de la Martinique où les machines ont commencé à remplacer les femmes. Parce que jusqu'à cette époque, et jusqu'à ce tunnel, c'était des femmes qui transportaient des pierres qui ensuite étaient utilisées par les cantonniers qui construisaient la route. Les volcans, comme les pitons du Carbet ou la montagne Pelée, ont façonné l'île. Au fil des éruptions, des ravines et des canyons se sont formés.
Leur relief particulièrement découpé et la végétation très dense rendent leur accès très difficile. Certains en ont fait leur terrain de jeu. Sophie Sutter habite la Martinique depuis plus de 15 ans. Elle est guide de randonnée et de canyoning. Nous sommes dans la forêt du Morne-Vert, à quelques kilomètres de la route de la Trace. Aujourd'hui, Sophie guide un groupe de randonneurs dans les canyons. Bon allez, premier petit rappel, on arrive là. Venez, venez. Et les rappels en canyon, à la différence de l'escalade, c'est qu'on a des parois qui sont glissantes, donc il faut bien faire gaffe à toujours avoir ses pieds les plus à plat possible. Voilà, très bien. Essayez d'être fluide, équilibré, très bien, c'est parfait. J'adore ça. En plus d'être un métier, c'est une passion, quoi. Donc déjà le contact avec les gens c'est bien sympa. Et puis le côté technique aussi du canyon fait que c'est super agréable de pouvoir apprendre des choses aux gens, quoi. Et puis surtout dans un environnement comme celui-là, hein. C'est quand même super beau, quoi. La forêt est tellement belle. Le groupe continue sa descente vers la rivière. Là on va avoir un petit toboggan, tout petit, hein, mais où on va commencer à se mouiller. On profite un peu du temps qu'on a pour faire des vacances sportives, s'occuper un peu, c'est sympa. On retrouve la nature. Ces montagnes et ces forêts sont le cœur vert de l'île. C'est un des endroits les plus préservés de la Martinique. Le Morne-Vert n'est pas très connu parce que c'est un village qui n'est pas sur la route, donc il faut venir y faire quelque chose. Et effectivement, le canyon, la randonnée, c'est des activités qui sont spécifiques au Morne-Vert. Donc le petit bégonia à l'oseille bois qu'on utilise contre la fièvre. C'est une feuille de bégonia, c'est de l'oseille bois, on appelle ça ici. Et en fait, les anciens l'utilisent beaucoup avec une autre plante qu'on appelle l'herbe à miel. Et on fait une infusion qui permet de faire baisser la fièvre. Donc c'est super efficace, c'est super bon. Ça a un petit goût de pomme verte, c'est un petit peu acidulé, c'est très sympa. Après 2h30 de marche, de saut et de rappel, les randonneurs arrivent au bout du sentier. La forêt est difficile d'accès. La rivière, c'est justement un endroit qui est ouvert et qui permet de descendre facilement au cœur même de la forêt. Après, il y a des endroits qui sont plus difficiles parce qu'il faut poser des rappels. Mais justement, le canyoning permet cette découverte de la forêt qui est tout juste magique, quoi. Grâce à ces rivières d'eau douce, cette région montagneuse de l'île s'est développée. Ces traditions sont préservées par des passionnés. Guy Ferdinand est chef cuisinier. Il sillonne la région régulièrement. C'est un ami à moi, on travaille ensemble depuis 10 ans maintenant. Il a fait un super produit que nous on vend. On fait 2 tonnes de ces écrevisses chaque année. C'est un produit magique et c'est bio. Le chef a créé ici un véritable réseau de producteurs locaux. Pour ce farouche amoureux de son île natale, c'est une manière de défendre le terroir de sa région. Ce matin, il se rend au Morne-Vert chez André Mangatal, l'un des derniers producteurs d'écrevisses de Martinique. Salut André. Salut Guy. Comment ça va? Ça va. Je viens chercher quelques écrevisses et puis un petit peu de miel pour la recette du jour. Dans ces rivières, on pêchait traditionnellement de grosses crevettes d'eau douce, appelées ici des habitants. En raison de la pollution, elles ont aujourd'hui quasiment disparu. Depuis 25 ans, André Mangatal fait revivre cette tradition martiniquaise du crustacé. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans les rivières, je jouais avec les crustacés et je tentais les poissons et les crustacés, j'essayais de les reproduire. Ça ne pouvait pas marcher pour une raison que j'ai apprise à l'âge adulte, c'est que je ne maîtrisais pas le cycle.
Ce n'est qu'après, bien avant Internet quand même, mais il y a une littérature sur ça, que j'ai compris le cycle de l'écrevisse. Enfant, je ne savais pas et j'ai essayé. Aujourd'hui, André Mangatal produit en aquaculture plus de 10 tonnes de cette espèce d'écrevisse par an. Une véritable renaissance du crustacé en Martinique. Il y a deux approches de l'écrevisse. Il y a les gens qui découvrent maintenant dans les villes et tout ça. C'est un bonheur qu'ils le découvrent. Et puis il y a les paysans qui étaient attachés à leur crustacé d'autrefois, qui n'ont pas oublié et qui sont trop contents d'avoir ça. Voilà, tiens. Ouais, je te disais, donc on sera 60 kilos semaine. On va suivre. On va prendre son rythme. Avec les Chaque semaine, Guy Ferdinand commande environ 60 kilos d'écrevisses à André Mangatal. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques. Alors celles-là, on les prépare depuis l'année dernière. Ça veut dire que là, en ce moment, on est en train de préparer Noël 2016. L'écrevisse est très supérieure à la langouste. Il y a une douceur en côté craquant qui est absolument délicieux que la langouste ne donnera jamais. Ouais. Là, il doit y avoir à peu près 10 kilos. Ok. Ouais, là, oui. Elle ne sait faire que ça, mais elle le fait très bien. Le dissoudre dans du rhum vieux, mais pour garder assez de... Avant de partir, le chef veut récupérer une autre production d'André, précieuse et surtout locale. C'est du miel qu'a fait André, il parle aux abeilles aussi. Il parle aux écrevisses, mais il parle aux abeilles. La qualité, tu vois ça, c'est... C'est le miel comme on le faisait autrefois, à l'époque où on pressait les rayons à la main. On a gardé tout, on ne fait rien d'artificiel. On n'a que du miel sur des essences sauvages. Il n'y a aucun champ qui est butiné, par exemple. C'est toujours la montagne, la grande montagne qu'on voit autour de nous. Et ça donne ce miel extraordinaire. C'est une récompense de voir le produit magnifié comme ça. On voit pourquoi on a travaillé, c'est un vrai bonheur. Il peut se comparer à rien, c'est vraiment unique. Non, c'est vraiment très aromatique. Ouais. On va essayer d'enrober les écrevisses avec un petit flambage au rhum vieux en finale. Ça devrait plutôt bien se passer. Sur les pentes de la montagne Pelée, les terres sont fertiles et l'ensoleillement quasi constant. Des conditions idéales pour la culture de la canne à sucre. Introduite aux Antilles au XVIIe siècle, la canne à sucre indissociable de l'esclavage en Martinique a longtemps fait la richesse de l'île. Elle donne du sucre bien sûr, mais elle sert surtout à fabriquer l'un des emblèmes les plus connus, le rhum. On compte aujourd'hui plus d'une dizaine de distilleries sur le territoire. Parmi elles, à quelques kilomètres du Morne-Vert, voici la rhumerie Naisson, l'unique entreprise familiale de l'île. C'est ici que Guy Ferdinand a rendez-vous ce matin. Là, M. Grégo. Grégory Vernant est le propriétaire de la rhumerie. C'est aussi l'un des descendants des fondateurs de l'établissement, qui date de 1932. Je sors de chez André, j'ai récupéré des écrevisses, des king size qu'il fait. Et je les aurais bien fait flamber avec un petit rhum vieux. Ouais, à ce moment-là, on peut faire un essai avec la réserve et l'extra vieux. Je te laisse 2 échantillons et puis tu me dis ce que t'en penses. Ok, d'accord, on va voir ça. Allez, Toujours à la recherche de nouvelles recettes, Guy tente aujourd'hui le mariage parfait entre un rhum vieux de Grégory et les écrevisses d'André. Alex va nous faire le prélèvement du 17 novembre 2000. Guy goûte un rhum vieux exceptionnel de 15 ans d'âge. Ça c'est bon. Ah ouais. Tiens, moi je veux bien, ça je veux bien. Hein. Ça sur les écrevisses, je te dis, on flambe à table. Dans ces produits-là, il n'y a pas du tout d'ajout de caramel ou de sucre. Donc on va d'abord surtout utiliser du bois neuf pour amener une certaine coloration. Faire attention à ne pas le laisser trop longtemps, maximum 3 mois, pour ne pas emmener une certaine amertume dans le bois. Mais cette formule-là va plaire. Hein. Chez nous, on aime bien les produits féminins. On aime bien les produits équilibrés, ce que les Américains appellent the blend, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre le fruit et le bois. C'est bon.
Par contre, tu me fais boire à 8h du matin, ça c'est pas top. C'est pas boire, ça, on a goûté. Nous sommes voisins, nous sommes copains d'enfance. C'est pas mauvais ce qu'il fait quand même. Faut dire ce qu'il est, c'est pas mauvais. Et je trouve que, enfin voilà, sur les arômes qu'on retrouve ici, il fait des choses d'exception. C'est le terroir, c'est la chaleur du Carbet. Ce qui veut dire, on va avoir des arômes ici qui ne seront concentrés que sur le Carbet par rapport au soleil. On a 98% d'ensoleillement qui nous change par rapport à tout le reste de l'île. Nous allons jusqu'au Carbet, où le restaurant de Guy est installé directement sur la plage. On va faire une nouvelle recette, on va marier les écrevisses d'André avec le miel d'André et un petit peu de soja et un petit peu de rhum vieux. Voilà, donc on va les ébouillanter pour garder la qualité, il faut les travailler vivantes. Je sais qu'on va attendre donc elles deviennent complètement rouges. Quand elles sont rouges, c'est qu'elles sont cuites. Le chef rajoute une épice typiquement martiniquaise, le piment végétarien. Ça a le nez d'un piment, mais par contre, c'est pas fort. Mais par contre, c'est très très aromatique. L'écrevisse d'André, elle est vraiment excellente au goût. Donc on va essayer de garder le plus possible la texture et son goût. Et on retourne là. Voilà, presque. Elles ont déjà bien changé de couleur, mais il en manque un peu. On est pas mal là, non? Hein? Voilà nos petites écrevisses. Voilà nos bêtes. Alors on va essayer de travailler gentil. Puis vient le moment de flamber les écrevisses. Du wom, élément indispensable de la cuisine martiniquaise. Enfin, de la vie tout court, je crois. Ben voilà le petit miel d'André. Tu vois, ça flambe bien. Et maintenant, un petit peu de miel de chez André. Alors maintenant, on va l'aromatiser. Dernière touche du chef. Ça, c'est le bon d'Armonjac, c'est le piment qui rigole pas. Ça, c'est... Voilà comment on va l'utiliser. Tu vois, on va juste venir amener. Et voilà, donc les écrevisses d'André Mangatal, flambées au rhum vieux de chez Nesson, avec une petite purée épicée de chez nous. On va goûter. On va goûter parce que je peux goûter en premier, c'est ça? Alors, fais voir. Guy est le premier à tester sa nouvelle recette, 100% locale. La première critique. La critique. Non, c'est parfait. La carie est un petit peu ferme. Mais là, tu vois, le fait de ne pas les mélanger, tu vois, de les superposer, tu vois, nous permet d'avoir vraiment un parfum, des épices. Et puis là, tu vois, c'est les épices. Il n'y a pas ça ailleurs. Donc ils peuvent copier la recette, mais ce parfum-là est propre à la Martinique. Nous reprenons la route de la Trace en direction du départ de l'un des sentiers pédestres les plus connus de Martinique et qu'on appelle la Trace des Jésuites, qui doit son nom aux religieux qui parcouraient la région au XVIIe siècle. Ce sentier de randonnée est l'un des plus remarquables de l'île. Rémi Falampin est guide spécialiste de la montagne tropicale. Il parcourt cette région depuis plus de 20 ans. On est en pleine forêt hygrophile, ce qu'on appelle la forêt de la pluie. Là, il va pleuvoir 4 à 6 mètres d'eau dans l'année. C'est pour ça qu'on va trouver des fougères arborescentes, plantes primaires, une des plus vieilles, avec des grosses feuilles, des feuilles exubérantes, des arbres qui peuvent monter jusqu'à 35 mètres de haut, beaucoup de bois rivières et quelques gommiers blancs. Le bégonia sauvage, le bégonia obliqua, 3 sortes de bégonias qui poussent naturellement dans la forêt. Donc là on a une jolie petite fleur, ici, on appelle ça bois cabri. Donc là après on appelle aussi ces bois allumettes parce que c'est rouge et jaune comme les premières allumettes qui sont arrivées aux Antilles. D'origine c'est pois cabri parce que là on voit les fruits. Les petits cabris ils adorent manger les petits pois qui sont là. Les volcans du Carbet arrêtent les nuages et font tomber la pluie.
c'est l'une des régions les plus humides de l'île. La végétation y est unique. On l'appelle la forêt de la pluie. Sur ces terres volcaniques, humides, la biodiversité est remarquable. On y recense plus de 1700 espèces végétales, dont plus de 200 fougères arborescentes. On y trouve même parfois de nouveaux venus. Regardez un petit acatine. Ces escargots n'étaient pas là il y a 30 ans, d'après le dire des anciens. Un escargot qui vient d'Afrique, donc il y en a un petit peu partout, hein. Ça arrive aux Antilles il y a une trentaine d'années. Acatine, ça peut être gros comme ça, hein. Les très très grands peuvent faire jusqu'à 25 cm. Ah, voilà, nous voilà au joli point de vue, au départ de la randonnée. Donc là on aperçoit la montagne pelée sous les nuages. La vieille dame a mis son cache-nez. En dessous on a le bourg, morne rouge. Par la suite derrière nous on a le Mont Jacob qui est sorti il y a 5 millions d'années. Et sur les deux côtés de la pelée, à droite là-bas en fait il y a la mer, l'Atlantique, et à gauche on a la Caraïbe. Là on est au début de la randonnée, au point de vue, et ensuite on va redescendre gentiment vers la rivière. Feuille en dentelle, où tu vois toutes les petites veinures de la feuille. Elle est en décomposition, hein. Si rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rigolo, hein? Dans cette région de la Martinique, le flanc des montagnes est souvent balayé par les nuages. Pour survivre, la végétation fait preuve d'imagination. Voilà, on arrive à un joli endroit où il y a beaucoup d'humidité. Les nuages passent ici et donc on retrouve la mousse qu'on voit sur les arbres ici, hein, qui est en fait ce qu'on appelle la barbe à béquet. C'est comme la barbe de blanc, hein. Hop, les anciens descendants des colons qu'on appelle les béquets aujourd'hui. C'est une mousse qui vient s'installer comme ça sur les arbres, hein, et qui vient descendre pour qu'ils capturent l'humidité quand les nuages passent dans ce coin-là. C'est dans cette forêt d'arbres géants que Rémi Falampin nous fait découvrir l'un de ses préférés. On va vous faire voir un des arbres les plus emblématiques qu'on a aux Antilles, le gommier blanc. On le reconnaît parce que son fût est bien droit et ça fait partie des arbres dominants qui peut monter jusqu'à 35 mètres de haut. Et les anciens, les premiers hommes, hein, ils s'en servaient pour tailler les pirogues dedans. On faisait des très grandes pirogues pour 10-20 personnes. On taillait l'arbre ici, on le creusait ici, ensuite on le mettait dans le feu pour élargir un petit peu la pirogue et pour qu'elle soit plus résistante. Et après, le gros boulot, surtout quand c'était une pirogue de 10 personnes, hein, qui faisait plus d'une tonne, hein, il fallait la sortir de la forêt pour la ramener bord de mer. Et là, c'était l'enfer. Les arbres de cette forêt n'ont plus de secret pour Rémi. Là, on récupère, nous, la sève pour boucher les trous des pirogues. C'est-à-dire, on mettait un peu de coco, de fibres, on faisait chauffer la sève qui devient toute noire. Ça s'appelle la quina en amérindien. Et ensuite, on bouche comme du goudron. Hein, en plus, ça sèche, ça durcit. Ensuite, voilà, le trou est réparé. Donc, gommier blanc, un arbre qui est très important pour nous. Et puis, un des plus jolis, un de mes préférés, parce qu'il sent bon et qu'on fait plein de choses avec. Ici, l'eau est abondante. On dénombre plus de 160 rivières et 70 cours d'eau principaux en Martinique. Ils coulent en majorité sur la partie nord de l'île. Alors là, on arrive, petit affluent, sur la rivière du Lorrain. Donc en fait, elle prend sa source au Mont du Lorrain et elle descend comme ça jusqu'à l'extrême nord de la Martinique, hein, la commune qu'on appelle le Lorrain. Ce qui est le plus dangereux aux Antilles, hein, c'est les glissements de terrain et les crues. Et en ce moment, on est en saison des pluies, donc il faut faire bien attention. Donc le problème, on le voit tout de suite de toute façon, hein. Dès qu'on va regarder la rivière, si l'eau commence à être marron et qu'on voit des feuilles arriver en surface, il faut quitter le lit de la rivière en moins de 5 minutes parce qu'une crue peut arriver. Ici, il peut très bien faire beau, comme aujourd'hui, on a du soleil, mais en haut, il peut pleuvoir. Les arbres ont pu tomber dans la nuit, ça fait une retenue d'eau et quand l'arbre s'en va, eh ben forcément, on a une grosse vague qui s'engouffre ici et on peut partir. Aujourd'hui, ça va parce que l'eau est bien claire.
Nous suivons toujours la route vers le nord dominée par l'impressionnante montagne Pelée. Sur les pentes du volcan, la forêt abrite un écosystème particulier. Cette remarquable biodiversité a ses défenseurs. Patrick Maréchal et Régis Delannoy sont naturalistes. Ce matin, les deux hommes font une sortie de terrain près de Grande Savane, à l'ouest du volcan. Tous les deux mènent une étude sur les insectes de Martinique. Ah bah voilà, il y a des choses là. Des acteurs souvent sous-estimés et pourtant essentiels à l'équilibre de la forêt. Ils régulent toutes les autres populations. C'est un coléoptère. Ah, il fait le mort. Tout ça, ça peut pas fonctionner sans les insectes. Et sans les araignées, et sans les escargots. Voilà, c'est un ensemble. Voilà. Patrick Maréchal est arachnologue, c'est-à-dire spécialiste des araignées. Depuis 10 ans, il étudie la matoutou falaise, une mygale endémique et rare de Martinique qui niche dans les arbres. Ah oui, magnifique. Elle est belle celle-là. Elle est habitée? Elle est dedans, mais elle est partie au fond et j'ai l'impression que c'est bien profond. Là, ça doit être bien creux jusque... Oui. C'est une loge fraîche, bien entretenue, donc manifestement habitée, mais on ne la verra pas parce qu'elle est vraiment tout au fond. Et dans ces arbres, là, souvent, ça peut aller assez loin, quoi. 30 cm. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose avec cette loge-là, sinon l'admirer parce qu'elle est pas mal. Oh tiens, regarde ta main, t'as vu, il y a un escargot. Ah oui, il y a un escargot. Superbe. Ah oui, un bébé pleuroton. Régis Delannoy, lui, est spécialiste des escargots. Toutes les semaines, il arpente, muni de sa machette, les forêts humides du nord de l'île, propices aux mollusques. On cherche sous les feuilles, on essaye de trouver les petites cuvettes où il y a un petit peu d'humidité. Et là, à ce moment-là, on peut en trouver. Voilà, il y a ma cocotte. Voilà, il y en a. Voilà, c'est très bien ça. Ah oui, il y en a plusieurs même. C'est le plus grand pleurodonte de la Martinique. Ils aiment bien vivre sous les feuilles mortes. Grâce à son climat tropical, la Martinique est un formidable réservoir d'insectes et de mollusques. On y trouve 22 espèces endémiques d'escargots. Parmi eux, un escargot rare aux couleurs étonnantes. Donc, il s'appelle Drimaeus multifasciatus, il est endémique de la Martinique et donc c'est le seul escargot de la Martinique à avoir le corps bleu. C'est formidable. Hein? C'est un mollusque qui est rare à observer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il sort plutôt la nuit et le matin de bonne heure. Donc là, on a vraiment une chance inouïe du fait que c'est légèrement ombragé, donc on peut les observer. Puis voilà. Donc là, on a la chance, on a même un tout petit ici, hein, un tout petit bébé. Patrick Maréchal, de son côté, est toujours à la recherche de la fameuse matoutou. Pour l'instant, pas de traces, mais ça va venir. Ce ne sont pas des bêtes très courantes. D'abord, elles sont relativement localisées sur le territoire. Et dans les zones les plus propices, on est de l'ordre de 15 à 20 individus à l'hectare. Donc c'est pas énorme. Après une heure de recherche, le naturaliste trouve enfin un nid de matoutou que l'on appelle une loge. Ah, bah en voilà une belle. Et puis elle est sortie de sa loge. On prend le frais, ma mère? Ah oui, elle est magnifique. Ça c'est sa loge. Hein. C'est donc une loge assez typique de ce que font les matoutous, donc qui utilisent un petit renfoncement dans un tronc et elle fait donc ce tissage en loge et c'est souvent quelque chose en forme de tube percé aux deux extrémités. Donc là elle est à moitié sortie vers le bas, mais il y a une sortie aussi vers le haut. On les trouve toujours dans les arbres, ce sont des bêtes arboricoles, donc forcément dans les arbres. Alors dans les arbres ou disons en hauteur, quoi. Ça peut être aussi sous un toit de charpente, hein, dans une habitation.
La matoutou n'est pas une chasseuse avec piège, avec une toile piège comme d'autres araignées. C'est une chasseuse ce que les Anglais appellent sit and wait, c'est-à-dire qu'elle est à l'affût, à l'entrée de sa loge par exemple, elle attend et elle va attraper ce qui passe. Donc ça c'est bien une belle femelle, une jeune femelle, c'est-à-dire une femelle de l'année. C'est une bête qui a dû naître il y a 2 ans. Puis elle est gracieuse quand elle se balade comme ça, moi j'adore. Cette matoutou a atteint l'âge adulte et mesure environ 10 cm. C'est une bête qui est évidemment dangereuse pour ses proies, mais pour l'homme elle est inoffensive, même si on peut se faire mordre évidemment. Elle a la possibilité de mordre, mais le venin n'est pas toxique pour l'homme. Depuis 1995, la matoutou est protégée par un arrêté préfectoral qui interdit sa capture en Martinique. Elle fait pourtant l'objet de nombreux trafics. Patrick Maréchal se bat pour renforcer encore plus sa protection. Elle fait partie du patrimoine de l'île et en plus c'est une espèce emblématique. Vous l'avez dans tous les guides touristiques, vous l'avez, enfin voilà, elle est utilisée de plus en plus comme un des symboles de la Martinique. Il y a un côté fierté de notre patrimoine naturel ici pour cette espèce-là. J'aime les araignées depuis que je suis gamin, mais cette bête-là, il y a sa grâce, il y a sa beauté, il y a son esthétique, il y a tout ça qui fait que oui, c'est une de mes préférées. Dans quelques mois, une fois leur étude terminée, les 2 naturalistes espèrent faire inscrire la matoutou sur les listes nationales d'espèces protégées. Les volcans de la Martinique ont marqué l'histoire de l'île. En mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée tue près de 30 000 personnes en moins de 2 minutes et détruit entièrement la ville de Saint-Pierre. Quelques mois plus tard, la ville du Morne Rouge est détruite à son tour par une éruption qui fait près d'1 millier de victimes. C'est aussi au Morne Rouge que la trace quitte la jungle tropicale. Nous retrouvons Maurice Henry au Morne Balisier, dans les hauteurs du Morne Rouge. Tout le monde savait, en prenant cette route, qu'ils arrivaient vers Saint-Pierre, vers la montagne Pelée, mais il y avait en plus cette sensation d'ouverture vers un paysage, de découverte du ciel, des nuages et de la nature dans son ensemble. Puisque c'est un des endroits, au terme de ce parcours de la trace, où on voit la montagne Pelée dans son ensemble. Ce Morne Balisier joue un rôle important dans l'histoire de la compréhension de la façon dont se sont déroulées les éruptions de la montagne Pelée. C'est ici, en voyant ce morne, après l'éruption du 30 août qui avait détruit le Morne Rouge, que Alfred Lacroix a constaté que le sommet de ce morne, là où nous nous trouvons en ce moment, était resté vert, alors que la commune elle-même a été ravagée. Et il a compris par conséquent que le matériau qui avait été expulsé de la montagne Pelée était quelque chose qui avait rampé sur le sol. Et c'est ainsi qu'il a dénommé cela, dans un premier temps, la nuée rampante, puis ensuite la nuée ardente, qui est admise aujourd'hui par le vocabulaire de tous ceux qui parlent de volcan et de volcanisme. Il faudra plusieurs années à la ville du Morne Rouge pour se reconstruire. On y rebâtit au début du siècle l'église Notre-Dame de la Délivrande, ou encore le calvaire du Morne Balisier, composé de 14 petits tabernacles. Ces lieux de culte sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage. Le lendemain matin, sur les hauteurs du Morne Rouge, nous retrouvons Rémi Falampin, le guide de montagne. Nous sommes au départ du sentier de l'Aileron, qui mène au sommet de la montagne Pelée. On va prendre un deuxième enrochement, on va arriver sur le plateau des Palmistes. Là, c'est relativement plat. On aura déjà pris 400 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire la moitié de la randonnée. À grimper, on y va? C'est parti? Allez, let's go! C'est parti, grand. On attaque ça. Alors, tranquille, tu respires bien. Inspire et connais. T'expires 2 fois plus longtemps, histoire de... Rémi est aujourd'hui accompagné d'un étudiant pour lui faire découvrir la flore particulière des flancs de la montagne Pelée. Son sommet, qui culmine à 1397 mètres, est caché dans les nuages plus de 200 jours par an.
qui remonte à 150 millions d'années. Deux grandes espèces, fougère blanche et fougère noire. Au-dessus de 800 mètres d'altitude, la forêt est noyée dans le brouillard. Les arbres y sont peu élevés. Ici, voilà, on va trouver une végétation sommitale. Pourquoi? Parce que sur la Pelée, il pleut 8 mètres d'eau, avec des records qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Donc on trouve une végétation particulière qu'on appelle forêt d'altitude, forêt sommitale ou en créole, forêt rabougrie. Parce qu'il est tout petit. Donc on va grimper, on aura des plantes exceptionnelles qu'on verra que sur la Pelée. Regarde, ça c'est l'arbre, le seul arbre qu'on verra sur la Pelée, un arbuste qui monte jusqu'à 5-6 mètres de haut maximum. On l'appelle l'Aralie montagne. D'accord. Des feuilles comme ça, fini en plumeau. Ouais, un peu cordiforme. Ouais, exactement. Fougère, espèce pionnière qu'on trouve tout partout dès qu'il y a des boulis. Fougère, ouais. Fougère calumette. On va voir l'orchidée la plus commune qu'on trouve aux Antilles, l'orchidée coco. Alors là, ça feuille, c'est pour ça qu'on appelle ça coco, parce que ça ressemble à une feuille de cocotier. Effectivement. Et ensuite la fleur avec ses pétales, tu vois, on va retrouver donc 1, 2, 3, et ici 1, 2, 3. D'accord, 3 devant, 3 derrière, voilà. Et là on est sûr qu'on a une orchidée. Quoi. Exactement. C'est dans une ambiance particulière que les deux randonneurs progressent. Ils amorcent la partie la plus à pic du sentier. De fortes pentes, avec plus de 400 mètres de dénivelé, rendent la progression difficile. L'enrochement, c'est parti. Pas mettre les mains. Au-delà de 1000 mètres, la forêt laisse la place à des fourrés impénétrables et des tourbières riches en mousse. On arrive sur la crête là. Voilà, bientôt la crête. Après 4 heures de randonnée, ils arrivent enfin au sommet de la montagne Pelée. Et voilà, nous voilà arrivés, hop, en haut de l'aileron, sur la crête. Donc là, tu vois l'Atlantique, regarde, plein gaz. Et à gauche, la Caraïbe. Regarde Lucas, qu'on voyait tout à l'heure, les ananas montagne. Exactement, famille des broméliacées, donc même famille que les ananas, sauf qu'on l'avait trouvé qu'à la montagne. Donc on aura deux sortes, le jaune et le rouge, qu'on verra plus tard. Et voilà un petit goyavier montagne, ça tu vois. Alors, les fruits, ça ressemble à des goyaves, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ouais. Et si jamais tu prends, regarde, tu peux goûter, c'est comestible, ça se mange, tu vois. Ça ressemble à des petites goyaves, et en fait c'est comestible. C'est à La Réunion qui les mange, et puis en fait en regardant les sèches, j'ai vu que c'était la même espèce. J'ai goûté il y a 1 an. Bon, dans 1 heure, on saura si t'es mort ou pas. Si t'es encore là, non, ça se mange, c'est bon. Ouais, ça se mange bien. Ouais, c'est bon, hein. Donc là, nous voilà sur le bord de la caldeira, ce qu'on appelle le plateau des palmistes. Donc là, la caldeira, tu vois, elle est juste là. Là, on a jusqu'à 100 mètres de profondeur pour descendre dans le trou. Voilà. Donc là, avant, elle faisait 6 km de périmètre. C'est un ancien volcan qui s'est écroulé sur lui-même. C'est ça qui fait ce qu'on appelle une caldeira. Et aujourd'hui, il nous reste 3 km 500. Moi, j'ai toujours plaisir parce qu'on a toujours des choses à voir, même si on va pouvoir s'intéresser, faire du volcanisme, voilà, volcanologie, on va pouvoir voir les petites plantes, faire un peu de botanique, voilà, faire un peu de géologie. Donc on a toujours des choses à voir. Alors après, effectivement, de toute façon, 200 jours dans l'année, ça va être comme aujourd'hui. On n'a pas de belle vue, mais malgré tout, ça reste joli. Notre voyage continue tout au bout de la route de la Trace, au nord-est de la côte atlantique. Ici, apparaissent des grandes plaines agricoles et fertiles. Près du Lorrain, Alexandre Terne est un agriculteur passionné qui s'est lancé dans la culture durable. Il y a 25 ans, il reprend l'exploitation familiale pour en faire une des principales fermes biologiques de Martinique.
Il s'inspire d'un savoir-faire agricole typique des Antilles, le jardin créole. C'est un grand jardin créole. On a des menthes poivées, oignons pays. Là, nous avons une parcelle de gourgettes. Ça, c'est des poivrons. Là, c'est des lignes qui sont laissées pour planter des navets et tout ça. Des patates douces. Sur une même parcelle de terre, Alexandre Terne fait pousser plusieurs variétés de légumes. C'est le principe du jardin créole. Le principe du jardin créole, c'est que donc, ici, sous cette surface-là, on va mettre de la canne, on va mettre de l'ananas, on va mettre des poivrons. Donc, on aura tout un mix-cake de plantes qui soit donc sous une surface. On n'aura pas une monoculture, voir par exemple 4 lignes uniquement de tomates. Donc, on aura des tomates, on aura des concombres, on aura un petit peu, c'est mélangé. Une tradition du jardin créole qui remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque des parcelles de terre sont données aux esclaves affranchis. On y cultive alors plusieurs variétés de légumes qui suffisent à l'alimentation d'une famille. Peu à peu, les jardins créoles ont disparu. On a perdu cette habitude dans les années 50 parce que donc on est entré dans une monoculture. Donc ce qu'on avait près de chez nous, donc on les a tous oubliés. Il y a eu aussi donc le baby boom où les gens sont tous partis en métropole. Donc ils ont laissé donc le rapport avec la terre. Donc ils sont tous devenus donc européens. Et maintenant tout le monde veut retourner, comme disait Césaire, retour au pays natal. Donc il dit retour au pays natal, donc refaire revivre tout ce qui a bien fonctionné dans le passé et le refaire revivre dans le monde moderne. Le jardin créole d'hier est devenu le bio d'aujourd'hui. Chaque légume attire des insectes différents qui vont s'affronter au lieu d'attaquer les plantes. Grâce à cette méthode, Alexandre n'utilise pas de pesticides. Son autre combat, cultiver exclusivement des produits de son île. Manger local, pour moi, c'est une forme identitaire quand même. Hein. C'est la marque du pays. Que tu es chez toi. Moi, je suis martiniquais. Je vais donc manger les produits de mon pays, les produits de l'île. Je pense, et puis, donc, c'est des produits qui sont innés avec nous, qui correspondent avec notre existence. Si je suis en Europe, je vais manger les produits européens. Mais je suis martiniquais. Je vais déjà, avant tout, réfléchir aux Martiniquais et manger martiniquais. Cette année, Alexandre a planté une nouveauté, la groseille pays. Rien de commun avec les petits fruits rouges de métropole. Dans les Antilles, la groseille fait partie de la famille des hibiscus. Eh bien, la groseille pays, c'est un fruit qui est très demandé en fin d'année ici aux Antilles. On fait du thé, on fait du jus. Mais bon, le gros, c'est qu'on fait de la confiture avec. On fait des gâteaux avec. Donc, pour préparer donc, le groseille, on enlève les pétales. Et la graine, on fait sortir la graine. Donc, c'est avec les pétales, avec ça qu'on prépare donc, le jus de groseille, la confiture de groseille. Donc, la graine, on peut le sécher pour faire donc, une nouvelle plantation. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont laissé et il n'y a pas eu de reprise. Et donc les terres sont restées vides et puis les terres ont été vendues. On a eu beaucoup de divisions. On a eu aussi les terres qui ont été déclassées. Il faut dire de plus en plus on a donc une pression sur les terres agricoles avec les nouvelles résidences. Tout le monde veut construire. Donc, parce qu'on est en train de voir la disparition petit à petit des agriculteurs. Avant, un agriculteur donc, était quelqu'un, lorsqu'on n'avait pas un très bon niveau d'études, on disait va faire de l'agriculture. Et maintenant on constate que c'est un métier qui est noble parce que tout le monde veut manger bien, manger sain, et c'est là le rôle de l'agriculteur, reprend de la surface et redevient ce qu'il était, ce qu'il a toujours été. Je suis fier de mon travail, je suis aussi un garant du patrimoine aussi. Parce que si j'étais pas là, donc le patrimoine allait quand même peut-être louer à quelqu'un d'autre ou bien disparaître. Hein.
Pour vendre ses produits aux habitants de la région sans intermédiaire, Alexandre a mis en place un système de livraison de paniers à domicile. J'ai des choux caraïbes, patates douces. Donc nous avons de la basilic. Dans ces cartons, que des produits locaux, comme ces pois d'Angole, une variété venue d'Afrique qui accompagne traditionnellement les repas de fête. Un fruit qu'on mange en fin d'année. Parce que ici c'est la période de Noël, on mange ça avec du cochon aussi. Donc tu vois, le panier il est gros quand même. Hein? Et une épice de plus en plus prisée par les Martiniquais. Curcuma. On fait aussi un antioxydant qui est très puissant. Maintenant les Martiniquais le découvrent. Mais nous le mangeons en Colombo. C'est bien bon, mais ils sont bien gâtés. Hein. Donc le panier fait 20 €. C'est une façon aussi de permettre aux gens de manger bio. Et si tu vas dans un magasin, tu payes ça plus que 20 € là-dedans. Hein. Ouais. Ils sont, comme tu dis, gâtés. Hein. Très bien gâtés. En fin de journée, Alexandre reprend la route. Direction la plage de Basse-Pointe, afin de pratiquer son activité préférée, le surf. Ces grandes vagues en font le lieu privilégié des surfeurs en Martinique. Mais l'agriculteur a un autre combat. Faire vivre le bois flot, l'ancêtre martiniquais du surf. Un simple tronc d'arbre raconte l'histoire de la Martinique. Au XVIIIe siècle, les esclaves l'utilisent pour fuir l'île. Puis ce sont les pêcheurs qui s'en servent pour passer les vagues et aller pêcher plus au large. En 300 ans, sa forme est restée la même. Ce bois flot, c'est fabriqué avec le tronc d'arbre qu'on coupe. Il faut donc l'éplucher. C'est un bois très léger, un bois donc liège. Il faut le couper 3 jours avant la pleine lune. Je l'ai moi-même taillé, le faire comme une planche de surf, le tailler, tout ça, pour faire un peu de présentation. Et ça permet, lorsqu'on a les pêcher, et pour mettre donc les poissons dans ce qu'on appelle le croix. Donc le poisson était pêché, on le mettait là-dedans. C'est un tronc d'arbre qui a traversé l'histoire de la Martinique. Et de nos jours, il y a peu de gens qui l'utilisent. Et moi, mon objectif, c'est que ça reste toujours donc, un pan de l'histoire martiniquaise et éviter que ça tombe dans les oubliettes. C'est aussi une histoire de notre espace ici de le Grand Nord. Parce qu'on défend des valeurs locales. Le surf, c'est pas de chez nous, le surf a été importé. Tandis que ça, c'est chez nous. Cette route mythique de la Trace dévoile une Martinique qui ne demande qu'à être redécouverte. Au cœur des Antilles françaises, voici Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 2 anciennes dépendances de la Guadeloupe. Celles qu'on appelle les îles du Nord attirent chaque année des milliers de touristes, amateurs de farniente et de sable blanc. Pourtant, ces 2 îles recèlent une nature et une histoire étonnantes.
À l'est, Saint-Barthélemy. Un petit rocher d'à peine 25 km² qui, depuis les années 60, attire les milliardaires du monde entier. Le richissime homme d'affaires américain David Rockefeller est le premier à y acheter une propriété en 1957. Depuis, l'île est devenue le symbole du luxe. Derrière cette image de tourisme haut de gamme se cache une nature totalement méconnue. Depuis 25 ans, une réserve naturelle marine protège ce littoral et ses fonds marins exceptionnels. Elle couvre plus de 1200 hectares de mer tout autour de l'île. Ok, on y va. Olivier Reynaud est le conservateur de cette réserve. Ce matin, avec Serge Toulet, l'un des gardes, ils partent en mission de surveillance. Direction, la baie de Colombier au nord-ouest de l'île. C'est l'une des plages les plus fréquentées de Saint-Barthélemy. Les touristes sont souvent ignorants des règles de la réserve. À peine arrivés, ils doivent déjà intervenir. Hello, sir. Hello. Marine Park. Bonjour. The sea bob is forbidden in the area. Oh, yeah, it is. Yeah. Okay. Thank you. Ce touriste utilise une luge aquatique à moteur. C'est interdit dans la réserve parce que ça peut être en danger, ça va relativement vite. C'est une nuisance sonore. Donc on a préféré, depuis 20 ans que la réserve existe, d'interdire les engins nautiques. Voilà. Tout ce qui est ski nautique, tout ça, c'est interdit aussi. La vitesse ici, c'est 5 nœuds maximum. Et malheureusement, il y a des fois, des personnes se lâchent, ils vont trop vite. On a beaucoup de tortues, donc les hélices peuvent tuer les tortues donc, ou crever leur carapace. On est une réserve, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi dans une réserve. Voilà, c'est pour l'environnement, quoi. En cas de récidive, les plaisanciers en faute risquent jusqu'à 100 € d'amende. Les deux hommes travaillent aussi régulièrement sur la capture d'une espèce de poisson dangereuse. T'as la fouette, Serge, s'il te plaît ? Olivier Reynaud plonge avec une pointe pour tenter d'en capturer. Il part en quête du poisson-lion. Une espèce originaire du Pacifique, introduite par accident aux Caraïbes en 2010. Depuis, le poisson-lion fait des ravages dans la chaîne alimentaire. On ne lui connaît aucun prédateur et il mange jusqu'à 1/5 de son poids par jour. La réserve naturelle a mis en place un système pour tenter d'enrayer l'expansion du poisson-lion. Une fois capturé, le poisson est découpé en morceaux pour être rejeté à la mer. On les élimine dès qu'on peut et puis on pense aussi que progressivement ils s'insèrent dans la chaîne alimentaire. Quand on rejette les bouts comme ça, tout ce qui est mérou, carangue, les requins, les dormeurs prennent l'habitude de s'alimenter avec. Grâce à cette technique, le poisson-lion s'insère progressivement dans l'écosystème au profit des espèces présentes sur l'île. Les gardes de la réserve travaillent aussi sur terre. L'expansion urbaine à Saint-Barthélemy rend parfois difficile la coexistence entre la nature et l'homme. Nous sommes dans la mangrove, autour de la ville de Gustavia. On va galérer pour les trouver. Ouais. Dans ces palétuviers, une espèce endémique a élu domicile. Ça, c'est obligé. Obligé, il y en a un. Là, on cherche des iguanes juvéniles qu'on nous a signalées, des nouvelles naissances. Mais ils sont très difficiles à
à voir parce qu'ils ont le même verre que les feuilles des palétuviers et ils ne bougent pas. Donc là, il faut vraiment tomber dessus, quoi. C'est une femelle, celle-là. Celle-ci ne bougera plus, elle prend le soleil. Ah, il y en a deux là. L'iguana delicatissima est en danger d'extinction. La réserve fait un suivi précis de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces iguanes mâles ont plusieurs femelles attitrées, donc c'est un petit harem. Et il n'est pas rare au moment du rut de voir les mâles se battre pour justement pouvoir récupérer quelques femelles. Et ils arrivent à se blesser, mais bon, en théorie, jamais cruellement. Voilà. Attends, il y en a un juste là, arrête. Okay. Tu le vois? Ouais, d'accord. Un peu plus loin, près d'une intersection, un autre individu a été signalé. J'aurais peut-être pas besoin de la canne pour lui. Hein. Les iguanes sont ici menacées par le trafic routier et les animaux domestiques comme les chiens. Les gardes les surveillent régulièrement. Viens, pépère. En 50 ans, la population de ces iguanes a baissé de 70%. Voilà. Depuis l'arrivée des collants et des animaux domestiques qui les accompagnent, ils ont disparu de nombreuses îles, si bien qu'aujourd'hui ils ne survivent qu'à Anguilla, à Saint-Barthélemy, à Saint-Eustache, sur quelques îles de la Guadeloupe comme la Désirade et les Petites Terres, et sur l'île des Chancels en Martinique. Sur toutes les autres îles où à l'origine cette espèce était présente, elle a disparu. Sur l'île, il resterait environ 600 individus. La menace qui court le plus sur cette espèce, on va dire, c'est l'urbanisation galopante. Le suivi a commencé en 2011, et à l'époque, à l'endroit précis où on se trouve, en fait, c'était une mangrove en 2011, il y a 5 ans seulement. Et depuis que le suivi est en cours, 65% de la zone a disparu. Ça inclut la zone de mangrove, les palétuviers dont les iguanes se nourrissent, mais aussi les zones adjacentes où les iguanes pendent. Et cette année était vraiment très meurtrière, notamment pour les femelles iguanes, parce qu'au moment de pondre, elles creusent des terriers dans le sol, et ces zones ont été bétonnées depuis, donc elles se déplacent sur les routes et se font écraser. Donc on a une 50aine d'iguanes femelles, toutes avec des œufs qui se sont fait écraser cette année, parce que leur zone de pente n'était pas adéquate. Donc entre la pression humaine directe, les animaux domestiques, la perte de l'habitat, les routes, ça fait que cette espèce est devenue vraiment une espèce très menacée. Celui-ci, nous allons faire quelque chose que nous n'aimons pas trop, c'est-à-dire le déplacer et le mettre dans un autre habitat. Un habitat plus favorable, parce qu'il suffit de voir autour de vous et de voir que l'habitat ici ne s'y prête plus malheureusement pour lui. Ce n'est pas vraiment souhaitable, parce que l'intérêt c'est qu'il ait un maximum d'habitat. Parfait. On va en mettre un petit cul-de-sac. Cul-de-sac? Ouais. Ça marche. Un de moins à Saint-Jean. Grâce aux gardes de la réserve, cette iguane a peut-être droit à un sursis. Saint-Barthélemy raconte aussi une histoire unique dans les Antilles. Colonisée par des marins bretons et normands à partir du XVIe siècle, l'île est cédée à la Suède par Louis XVI en 1784, en contrepartie d'un accord commercial. L'édifice le plus emblématique de l'île reste aujourd'hui le fort Gustave, qui domine toute la baie de Gustavia. Ici, nous sommes dans un des lieux les plus importants de l'époque suédoise. Le fort Gustave III, du nom du roi de Suède Gustave III, qui en 1785 a fait échange de droits d'entrepôt à Göteborg avec le roi de France Louis XVI. Sous la période suédoise, l'île connaît la prospérité. Les Suédois vont s'atteler à construire des rues sur un cadastre assez bien élaboré. Les Suédois vont aussi construire des établissements importants. En 1813, la ville de Gustavia a compté jusqu'à 150 établissements importants. Un siècle plus tard, Saint-Barth est rendu à la France. Aujourd'hui encore, les couleurs et l'architecture des maisons attestent de cette présence nordique. Même le nom des rues reste inscrit en suédois.
Autre particularité de Saint-Barthélemy, la population ne s'est jamais métissée. Les insulaires d'aujourd'hui sont les descendants directs des premiers colons venus de Normandie il y a 400 ans. Cette particularité blanche de Saint-Barthélemy a pour cause le fait que les esclaves sont partis en 1847 à l'abolition de l'esclavage par les Suédois vers d'autres îles. Et très vite, la population s'est retrouvée donc entre descendants de Normands et de Bretons, parlant de vieux français. Il y avait jusqu'à 3 langues, 3 dialectes qui se disséminaient sur les 4 points cardinaux de Saint-Barthélemy. Depuis les années 50, les Saint-Barth préservent précieusement leur île des assauts du tourisme de masse. Ici, les immeubles sont interdits et les maisons ne doivent pas dépasser la hauteur des palmiers. Les toits rouges des maisonnettes donnent à l'île son aspect harmonieux. Certains insulaires s'évertuent à protéger cette harmonie architecturale. Bonjour. François Pécard est architecte. Depuis 40 ans, il allie tradition et architecture contemporaine. Ce matin, il reçoit une association qui recense le patrimoine de l'île. Je voulais vraiment vous montrer ces maisons sur lesquelles je travaille depuis près de 30 ans. Sur ce site, il y avait des cases anciennes. C'était un habitat relativement pauvre, des cases Saint-Barth, qui étaient juste 2 petits bâtiments qu'on va voir. On va essayer, je vais vous montrer, parce que ça a été le point de départ de cette reconstruction. Il vient de rénover une case du siècle dernier, rachetée aujourd'hui par un milliardaire suédois. Mais je voulais vous montrer quand même l'échelle, une chose importante. François a voulu conserver des détails de la construction d'origine. Et alors il y a une chose intéressante, quand même la tradition, on disait que quand les portes étaient très basses, le linteau était très bas, quand on rentrait, on baissait la tête et on disait qu'on saluait la case avant de rentrer dans la case. Donc je trouve que c'était une belle image. Voilà. Il est évident que quand cette propriété a été achetée, c'était dans le but de faire une maison de vacances relativement plus importante. Donc on a agrandi, et on a agrandi en commençant par ce côté-là, où on a fait des volumes plus hauts, évidemment, parce que les gens n'ont pas envie de se baisser, de saluer la case tous les jours. Donc on a fait en sorte de faire des volumes plus grands, mais pour qu'ils ne paraissent pas trop hauts par rapport aux autres, on a fait en sorte de baisser le sol de 3 marches, 4 hauteurs, de manière à ce que ça fasse une harmonie sur l'ensemble. Et donc ça, c'était les deuxièmes parties de cette, je dirais, rénovation-reconstruction. Dans cette case traditionnelle revisitée, l'architecte a gardé d'autres éléments d'origine, comme cet arbre centenaire. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de différent. Enfin, il s'agit des travaux encore en cours. C'est la suite de cette évolution, puisque ce qui était la chambre principale est en train d'être reconditionné dans l'esprit suédois. C'était une maison en maçonnerie. Et en fait, on l'a refaite complètement en bois, c'est-à-dire qu'on a recouvert de bois l'intérieur. Cette maison raconte toutes les influences de Saint-Barthélemy. Donc le principe, c'est de retrouver, alors là on est tout à fait dans les bâtiments classiques suédois, qui avaient des sous-bassements en pierre et tout l'étage en bois. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. On a retrouvé tout le vocabulaire, je dirais classique, aussi antillais, les vérandas bien sûr, toutes les jalousies qui permettent d'avoir la ventilation. Ça, il s'agit d'un petit salon chambre d'été qui est traversé par la ventilation, les garde-corps créoles, etc. De cette maison, la vue est imprenable sur le port de Gustavia, appelé ici le fer à cheval, en référence à sa forme allongée. La vue sur le port de Gustavia est absolument spectaculaire, donc le challenge, c'est de faire en sorte que les terrasses successives descendent vers la vue, de manière à ne pas cacher cette vue et garder ce panorama de Gustavia qui est spectaculaire. Comme François, ils sont nombreux à Saint-Barth à être farouchement attachés à leur île et à sa préservation. Ce matin, l'association Saint-Barth Essentiel s'est donné rendez-vous pour nettoyer les routes et les plages de l'île. Tous bénévoles, ils commencent au nord-est par l'Anse-Marigot. On va
ramasse surtout des mégots de cigarettes aujourd'hui. Ouais. Tout simplement le musée des horreurs. Il faudrait que les gens prennent conscience que jeter son mégot par terre, c'est détruire l'environnement et pour plusieurs années. Donc s'ils arrivent à être sensibilisés et être conscients de leurs gestes quand ils le font, eh ben, nous, on aura tout gagné, on n'aura plus à faire ce genre d'action, ce qui serait pas mal. Mais c'est une petite goutte d'eau qui va se démultiplier parce que l'objet en fait de ce petit travail qu'on fait aujourd'hui, c'est d'une part sur quelques hectomètres ou quelques 1 ou 2 kilomètres ramasser les mégots sur un petit coin d'île qui va représenter 0,1% des chemins de l'île, c'est dérisoire. Mais c'est surtout pour sensibiliser l'ensemble des 10 000 habitants de Saint-Barthélemy que les mégots et à travers les mégots l'ensemble des déchets que nous produisons, c'est un grave danger pour l'avenir de Saint-Barthélemy. Parce qu'on sait qu'un mégot, la durée de vie d'un mégot, c'est plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs années. Plus les autres choses que l'on ramasse, des choses en plastique, c'est des dizaines d'années. Si on ne fait pas attention maintenant à ce que l'on fait de nos déchets, dans quelques années, notre île de Saint-Barthélemy va devenir un petit dépotoir et après un grand dépotoir. C'est un des endroits les plus beaux de l'île et il faut faire très attention à ce que l'on fait dans cette île. On ne peut pas faire n'importe quoi en fait. Dès dimanche prochain, l'association a prévu de se rendre sur une autre plage touristique, dans le sud de l'île cette fois. Nous retrouvons Olivier Reynaud et son équipe de la réserve naturelle. Ils sont aujourd'hui pour la première fois accompagnés d'un pilote de drone. Depuis les airs, l'équipe va pouvoir faire des observations inédites jusqu'à présent. Direction le secteur des Trois-Îlets, au nord de Gustavia. L'intérêt de faire du drone, c'est que ça nous permet d'élaborer des cartographies simplifiées qui sont très faciles à mettre en œuvre, qui prennent beaucoup moins de temps. Si on avait dû le faire en plongée, en prenant des points GPS, c'est plusieurs jours de travail. Donc là, on va essayer d'avoir des photos aériennes qui nous montrent les délimitations des herbiers et ça nous permet d'identifier les zones où l'herbier n'existe plus ou où on peut potentiellement mettre des mouillages pour... c'est toujours dans le cadre d'installer des mouillages écologiques pour éviter la dégradation des herbiers. Premier arrêt pour l'équipe, une zone où les herbiers sous-marins sont très présents. Grâce à ce drone, ils vont pouvoir les repérer précisément pour pouvoir les protéger. On est à la hauteur de vol, donc on est à 7 mètres. On leur a dit 30 mètres, donc on va pouvoir monter jusqu'à 30 mètres. Okay. La distance, ça c'est par rapport à nous. Donc, en latitude quoi On est à 33 mètres, donc on va rester comme ça. Genre si on veut aller voir ce qu'il y a par ici, là, s'il y a des taches d'herbier ici, là. La taille des herbiers varie selon les saisons et ils sont difficiles à localiser. Les herbiers jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. On a un gros travail à faire sur la préservation des herbiers puisque avec tout le ruissellement, les intrants et puis même tout ce qui est mécanique, hein, les effets cycloniques, etc., ils se dégradent. Ils sont très importants parce que c'est le premier lieu d'alimentation de tout ce qui est tortue et ça joue un rôle de nurserie pour tout ce qui est petits poissons, petits crustacés. Aujourd'hui, ils sont en train de se dégrader, donc on essaye, nous, dans la mesure du possible, de limiter tout ce qui est impact mécanique, très souvent tout ce qui est encre de bateau. Le problème, c'est que ces herbiers, ils bougent pas mal et on doit mettre à jour nos mouillages pour qu'ils aient un intérêt et qu'ils continuent à protéger les herbiers qui restent. Donc là, je peux prendre une photo de ça, là? Oui, sans problème. Voilà. Donc ça, à la place de ça, normalement, on serait descendu en plongée, on aurait pris un point GPS. Grâce aux photos prises par le drone, la réserve va pouvoir établir des cartes pour éviter que les bateaux n'aillent mouiller dans ces zones et donc abîmer cette richesse écologique. Quelques kilomètres plus loin, l'équipe atteint les Petits Îlets, une zone de nidification importante d'oiseaux marins. On va aller voir le nombre de nids de fous bruns ou d'autres.
Et on va essayer d'estimer le stade de croissance de chacun des juvéniles. Et il faut pour cela qu'on revienne régulièrement pour suivre les différents stades de croissance et de permettre d'estimer une population. Et c'est là où si on peut enregistrer des points GPS pour chacune des photos, ça permet de le faire facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne le fait aujourd'hui. Pour le moment, ils n'ont pas l'air traumatisés. Ils reviennent sur leur nid. Du coup, ça permet de bien les voir. Et puis les images, elles sont tellement claires. Là, on peut voir, il y en a certains qui sont encore juvéniles, d'autres qui sont à moitié adultes et d'autres complètement adultes. Du coup, il n'y a pas de pélican là? Il serait derrière. Nous, on fait nos suivis quand on se rend sur le terrain, ça les fait partir pour la plupart. Et il n'y a que par ce moyen-là où vraiment on a un inventaire des nids et des zones de nidification sans qu'ils bougent, quoi. Ah, là, on le voit, il est pile là. C'est sur le sommet, là, pour le moment, on a quasiment que des adultes. Photo. Celui qu'on voyait tout à l'heure, le tout jeune, là, en bas, là. On peut descendre dessus, tu le vois qui entraîne ses ailes, là. Première expérience de drone réussie pour la réserve. Dès le mois prochain, Olivier Reynaud a prévu d'aller à nouveau prendre des données GPS pour continuer à protéger cette nature précieuse. À 25 km au nord-ouest de Saint-Barthélemy, voici Saint-Martin, l'autre île du Nord. Avec ses plages paradisiaques, Saint-Martin est devenue elle aussi, depuis les années 80, un haut lieu du tourisme dans les Caraïbes. En 30 ans, la population a triplé. Marigot, la ville principale, s'est dotée d'une marina et de nombreux complexes hôteliers. Derrière cette image de carte postale, l'île a elle aussi su préserver son authenticité et son patrimoine. Stéphanie Dargaud est conservatrice du patrimoine aux archives territoriales. Avec Christophe Enoch, un historien installé depuis 20 ans sur l'île, il prépare un inventaire du patrimoine bâti. Il monte au Fort Louis, l'édifice emblématique de l'île qui domine toute la ville de Marigot. Construit en 1789, il raconte une partie de l'histoire de Saint-Martin. Une histoire étonnante. Français et Hollandais se partagent ce petit territoire de 87 km² depuis le XVIIe siècle. Il y a une légende qui raconte que pour décider de l'emplacement de la frontière, deux soldats, un Français et un Hollandais, sont partis de l'étang d'Oyster Pond, qui se trouve au sud-est de Saint-Martin, et ils devaient courir tout autour de l'île en suivant le littoral, et à l'emplacement où ils se rejoindraient se trouverait l'autre bout de la frontière, on tracerait un trait au milieu de l'île. Et la légende raconte que le Français a fait boire un peu de gin et de vin aux Hollandais la veille de la course, qu'en plus, il a triché, il n'a pas suivi le littoral, il a coupé à travers champs. Et c'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, la partie française de Saint-Martin représente 2/3 de l'île, de la superficie de l'île. Donc là, on a le lagon de Simpson Bay ici. En fait, la frontière passe au milieu du lagon. C'est ça, c'est un des plus grands lagons d'eau salée de la Caraïbe. Et il permettait aux habitants de Marigot de se déplacer rapidement et de communiquer avec les habitants de la partie hollandaise, notamment le village de Simpson Bay, qui est de l'autre côté du lagon et qui a donné son nom au lagon. Et la frontière aujourd'hui, eh bien, elle passe juste entre deux îlets au milieu du lagon, qui était une ressource vraiment à partager 50-50 parce qu'il y a beaucoup de nourriture, de poissons, etc. à l'époque pour les habitants. Comme la majorité des îles des Antilles, les Anglais et les Français se disputent ce territoire au XVIIIe siècle.
Là, les Anglais, ils étaient très près, Christophe, en fait. Oui, en fait, ils étaient juste derrière, à l'île d'Anguilla, qui est une ancienne colonie anglaise et qui est distante de 7 km à peine, dans sa distance la plus courte avec Saint-Martin. En 1808, le fort Saint-Louis est le théâtre d'une des batailles les plus emblématiques de Saint-Martin. Les Anglais sont arrivés d'où, Christophe? En fait, ils arrivent de l'île d'Anguilla, juste en face de Saint-Martin. Ils ont eu qu'à traverser notre channel pour arriver dans la partie française de Saint-Martin. Et il y a 3 goélettes qui ont surgi derrière la pointe des Burgots ou la baie de la Potence. Une goélette a débarqué une centaine de soldats anglais sur la baie de Galisbée. Ils ont commencé à contourner le fort par la terre. Et 2 autres goélettes ont commencé à s'avancer vers l'intérieur de la ville de Marigot, vers l'embarcadère où se trouvaient les marchandises, vers les entrepôts. Il y avait une quarantaine de soldats dans le fort et des hommes de milice. Ils étaient moins d'une centaine de Français alors qu'il y avait 150 Anglais qui commençaient à les encercler. Et la mitraille a mis à terre 7 soldats anglais, dont l'officier principal, et ils l'ont tué directement. Tous les soldats ont commencé à paniquer, ont voulu s'échapper pour rembarquer dans la première goélette qui était à Galisbée. Et les Français ont capturé 120 Anglais au cours de cette bataille. Aucun coup de canon n'a été tiré du fort, ça a été réglé à la mitraille et au mousquet. Et on imagine qu'à l'époque, cette centaine d'Anglais a fini dans la geôle en attendant de discuter avec les Anglais pour faire des échanges de prisonniers ou en tout cas de décider de leur sort. L'histoire de Saint-Martin remonte bien plus loin. Elle commence plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des Amérindiens venus coloniser les Antilles en pirogue depuis le Venezuela et le delta de l'Orénoque. Dominique Bonissant est archéologue. Elle a consacré plus de 15 ans à l'étude de l'histoire précolombienne de Saint-Martin. J'ai découvert une terre, en fait, sur laquelle on avait très peu de connaissances archéologiques. En Europe, on connaît quasiment tout. Tout est plus ou moins décrit, bien sûr, il y a des nouveaux sites qu'on découvre. Mais là, Saint-Martin, c'était un peu presque Indiana Jones, vous voyez. On se retrouve dans un contexte où on se rend compte que dès qu'on fait des sondages sur un site archéologique, on découvre une nouvelle culture à chaque fois. Et c'est vrai que l'optique qui était vraiment passionnante, c'était de se dire, voilà une île sur laquelle on peut faire la chronologie et étudier toute l'occupation humaine. Et en fait, ça aboutit à une chronologie de plus de 5000 ans. Dominique arrive au-dessus de la plage de Baie Orientale à l'est de l'île. L'un des lieux d'habitation des Amérindiens il y a plus de 2000 ans. Ce site est assez intéressant parce qu'il reflète bien les milieux naturels que cherchaient ces populations. Donc là, en l'occurrence, ici dans ce secteur, les fonds marins sont très peu profonds. Il y a des herbiers où vivent les lambites, donc ces gros coquillages qui étaient exploités pour faire des espèces de lames en coquille. Et donc les Amérindiens se sont implantés là sur cette plage. Il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment de grosse faune. Il n'y avait que des petits lézards, des petits oiseaux, des iguanes, ce genre d'espèces. Et c'est surtout le milieu marin qu'exploitaient les Amérindiens pour leur mode, on va dire, leur moyen de subsistance, c'est-à-dire ce qu'ils mangeaient en fait. C'est sur ces aires de campement où il y avait des foyers, des amas de débitage de coquilles, des restes de consommation, tout ça, qu'on a pu mettre en évidence, par exemple, que les objets en calcaire noir qu'on avait découverts provenaient juste de l'île de Saint-Barthélemy. Dominique Bonissant a aussi contribué à monter l'unique musée d'archéologie de l'île. Ici sont entreposés des vestiges précieux du mode de vie des tout premiers habitants de Saint-Martin. Alors ici, vous avez différentes pièces donc, du néo-indien. Vous voyez, ça, ce sont des cuillères. Alors c'est taillé dans un coquillage qu'on appelle une porcelaine. Et on pense que, si vous voulez, ça servait à manger. Vous voyez, comme des cuillères. Et que c'était peut-être emmanché. Vous voyez, ici, on voit une espèce de découpe. Il y avait peut-être un petit manche en bois. Et il y a sur certains sites, on en trouve des dizaines. Donc c'était fabriqué comme ça pour servir probablement à manger.
Nous retrouvons Stéphanie Dargaud qui poursuit son inventaire du patrimoine bâti de Saint-Martin. Bonjour Thierry. Elle a rendez-vous avec Thierry Gons, un collègue natif de Lille. Depuis son enfance, il a vu la ville changer. Ici, moi quand j'étais petit, ça c'était la mer. D'accord. Et là où on roule aujourd'hui, on était les pieds dans l'eau. Et là, après le rond-point, c'était la plage aussi. C'était aussi la plage, donc tout ça a été remblayé pour l'aménagement du front de Marigot. C'était au début des années 90, quand la ville a commencé à avoir besoin de s'agrandir. Effectivement. À Marigot, certaines maisons datent du XVIIe siècle. L'ambition de Stéphanie Dargaud, recenser tout ce patrimoine pour pouvoir un jour le sauver. Donc cette rue, côté gauche, vous avez toutes ces vieilles maisons qui sont toujours là, qui sont plus ou moins entretenues par les familles. Un peu comme ici, une propriété où vous avez ces espèces d'arceaux en métal qui supportent les galeries qui aujourd'hui risquent de s'effondrer. Moi je trouve que cette rue, elle a réussi à garder une certaine homogénéité. Quand on est au bout de la rue et qu'on regarde vers la mer, on voit toutes les lignes de fuite des maisons. Et ça donne vraiment une harmonie à cette rue. Et effectivement, ça relève du patrimoine de Saint-Martin. Tous ces trésors du patrimoine sont souvent ignorés des insulaires et des visiteurs, comme ces murets en pierre sèche qui quadrillent le paysage de l'île. Construits dès le XVIIe siècle, ils servent à délimiter les parcelles et protéger les cultures du vent. Jusqu'aux années 70, avant l'ère du tourisme, Saint-Martin vit principalement de l'agriculture. Ces murets, souvent à l'abandon aujourd'hui, font partie de l'inventaire de Stéphanie. Ce matin, elle a rendez-vous chez Alain Duzan, un propriétaire terrien qui possède ce patrimoine méconnu sur son terrain. Bonjour Alain. Ça va? Ah bien. Bien et toi? Ça va. Ça va? Oui. Monsieur Duzan, voilà. Ok. Des murs en pierre, c'était facile parce que quand ils ont commencé à séparer des parcelles de terrain, il n'y avait pas de barbelé ni quoi que ce soit à cette époque-là. Et ils nettoient les champs de pierre. Ils faisaient des murs en pierre sèche avec. Et comme ça faisait automatiquement des différents champs pour les vaches. Ces murets sont une véritable prouesse technique, de simples pierres empilées les unes sur les autres. Il n'y a pas de mortier, elles sont paliées. C'est vraiment un empilement d'une pierre sur une autre pierre. Ouais. Et là, je vois qu'il y a cette grosse pierre qui est là. En fait, on profite aussi Ils profitent d'intégrer dans la mur. Donc, à cette époque, il n'y avait pas les grosses machines, pelles mécaniques et quoi que ce soit non plus. Donc, il faut vraiment adopter le mur par rapport. On tirait parti du terrain, de ce qu'il y avait déjà, pour placer aussi les murets. Exact. Ouais. C'est plus facile aujourd'hui de construire des murs avec du ciment. C'est très facile. Mais bon, mais esthétiquement, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis même en termes d'eau, de retenue d'eau, de développement d'écosystèmes. Il y a une chose avec des murs en pierre, c'est pour exemple, quand je fais des murs en pierre en bas, dans la vallée, il y a un gros pluie qui arrive. Les filtrations d'eau passent par les murs. Ouais. Quand c'est un mur en pierre, en ciment ou dur, ça ne passe pas, il faut mettre 80% ça tombe quand il n'y a pas de trou là-dedans pour filtrer l'eau. Ouais. Les gens les appellent les murs d'esclaves, mais c'est vraiment pas que les esclaves qui ont construit ces murs, mais aussi des autochtones. Et c'est vraiment quelque chose à faire préserver, à mettre en valeur sur le patrimoine saint-martinais. Thierry et Stéphanie remontent dans le temps et se dirigent vers un autre vestige du passé, situé sur les hauteurs de Marigot, la sucrerie Saint-Jean. Au XVIIIe siècle, Saint-Martin exporte principalement du sucre. Cette sucrerie est alors la plus importante de l'île. Son exploitation cesse en 1860. Ce patrimoine avait quasiment disparu, mais il y a eu un effort de débroussaillage du site pour qu'il soit de plus en plus visible, apparent.
Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait de couper les arbres pour éviter qu'ils n'envahissent encore plus toute la maçonnerie et la fassent complètement exploser. Regardez là ici, on voit une branche qui finalement a pris la place du ciment et qui aujourd'hui tient les pierres. Donc à la fois elle abîme la maçonnerie et en même temps elle réussit à la maintenir, à la structurer. Donc c'est toujours très délicat quand on va désherber un site de cette valeur. La conservatrice du patrimoine doit collecter des informations sur le bâtiment pour pouvoir le réhabiliter au mieux. Quand on observe attentivement la sucrerie de Saint-Jean, on voit que de tout temps, il y a eu une attention vis-à-vis de la maçonnerie et de la construction des bâtiments. Même dans les réparations, lorsqu'on observe les pierres, on voit que le ciment a été rajouté tout en respectant l'appareillage antérieur. Et même les réparations récentes du 19e siècle ont respecté cette harmonie esthétique du site. Là, on va arriver au moulin à bête. Donc en fait, c'est là que la canne elle était broyée pour en extraire le jus de canne. Donc ici, il y avait tout le mécanisme métallique, la grande roue, qui permettait de broyer la canne. Et au-dessus, les bêtes qui permettaient d'enclencher le mécanisme. Donc là, en fait, on est sur la partie haute du domaine. Et de là, tout le jus de canne descendait jusqu'à son traitement dans la distillerie, là en bas. Pour contribuer au sauvetage de l'édifice, une équipe de scouts est venue travailler à la sucrerie. Aujourd'hui, pour nous aider à faire ce travail de rénovation, je dirais, entre parenthèses, vous allez prendre la pioche et la pelle pour commencer le nettoyage. Alors c'est prêt, on y va. Non, plus fort que ça. Pratiquement tous les week-ends, je dirais, avec les jeunes, on vient, on campe sur ce terrain. Et puis, j'essaie de les faire quelque chose de leur temps libre, c'est-à-dire de nettoyer tout ça et de remettre, je dirais, une vie dans ces lieux. C'est un bon intérêt de faire ce genre de travail pour genre, la rénovation qu'on fait ici. Ça nous permet de découvrir en même temps l'histoire de Saint-Martin et tout, alors c'est très bien. Dans le futur, ce que je compte faire avec les jeunes, c'est de faire en sorte que ce lieu soit visité par nos touristes. Pour que ces gens, lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils rentrent, parce qu'il y a ceux qui rentrent également, et ils viennent et puis ils voient ce que le passé de Saint-Martin a encore à offrir. Ces passionnés de patrimoine espèrent à terme ouvrir le site au public. Un autre Saint-Martinois se bat aussi pour conserver l'authenticité de son île. Roland Richardson est peintre. Depuis 50 ans, il couche sur ses toiles les couleurs de Saint-Martin. Le matin tôt, quand la lumière du petit jour traverse les jeunes feuilles et les pétales, c'est comme un vitrail. Ce qu'il enregistre, c'est l'esprit de ce moment. Ce que je veux, c'est de le sentir et dans le sentiment, de le peindre. Et là, il y a un geste qui s'accorde avec le reste. La galerie de Roland est aussi sa maison de famille. Construite en 1840, le peintre l'a entièrement restaurée. C'est aujourd'hui l'une des maisons les mieux conservées de Marigot. C'est aussi l'un des lieux favoris de la conservatrice du patrimoine. La maison a été héritée par mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère. Oui. Et la maison lui-même est très unique. La maison lui-même a traversé toute une grande histoire qui donc est une histoire de l'île. Parce que le même arrière-grand-père en question, M. Fernando Morales, a été élu maire
de Saint-Martin. Et à l'époque, donc ça c'était fin du siècle et début de ce siècle, il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas de lieu physique permanent, gouvernemental. Et donc celui élu prenait le bureau chez lui. Donc la maison a une histoire. Et depuis, nous, on a pris la relève pour la maintenir. Et notre vision, c'est il est accessible maintenant parce qu'il est une galerie. Mais moi et nous, ma femme, on ne va pas toujours être là et en train de gérer une galerie. Et en même temps, ce sera un grand dommage de perdre un trésor tel qui est accessible, gratuit au public et au monde. La maison possède aussi un magnifique jardin intérieur. C'est un trésor caché. Moi, je suis toujours émerveillé par la surprise que ça donne aux gens de le découvrir, tu vois, qui fait que donc j'aime beaucoup inviter les gens à l'explorer, et ainsi que je le peins en tant que sujet, parce que la forme, la couleur, les ombres, tout ça change toute la journée d'une manière ou d'une autre, et le jardin est vraiment exactement comme la mer. Il est en perpétuel mouvement. Au fond du jardin, voici un autre témoin du passé de Saint-Martin, l'ancienne caserne militaire du Fort Saint-Louis. C'est une des plus anciennes constructions sur l'île. Le fort a pris des années à construire, mais il n'a jamais eu de caserne dedans. Non. C'était une forme occupée dans la journée. On allait au travail, on revenait à la maison. Exactement. Et la maison, c'était ici. C'était ici. Les militaires étaient stationnés ici à la fin du XVIIIe siècle. Exact. Et ils ont tout construit avec les matériaux locaux. Absolument. Et on voit qu'ils construisaient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils faisaient une longue et le jour suivant, parce qu'il fallait que ça durcisse avant qu'ils mettent encore un poids dessus. Roland Richardson a pour projet de transformer sa maison et son jardin en musée public pour en faire profiter tous les visiteurs de l'île. Saint-Martin, c'est aussi une nature exceptionnellement préservée. La partie nord-est de l'île est classée réserve naturelle depuis 1998. Elle englobe des îlets inhabités, de véritables sanctuaires pour la faune et la flore. Ils sont une équipe de 7 à veiller sur cet écosystème fragile. Nicolas Maslac est à la tête de la réserve depuis 15 ans. Ce spécialiste de la biodiversité antillaise tente de faire cohabiter dans l'harmonie tourisme et protection de l'environnement. Depuis la création de la réserve, des espèces sont revenues habiter dans ce secteur. Dès que les sites ne sont plus fréquentés, pendant le mois de septembre-octobre, ils sont réinvestis par le milieu naturel et notamment par certains animaux. On avait des espèces qui sont toujours en voie d'extinction, mais dont on voit que les populations, petit à petit, se reconstituent. Moi, je vais faire le brossage pour pouvoir nettoyer la structure et les palets. Si tu peux faire le suivi de croissance avec la GoPro et la plaquette, comme ça on pourra contrôler l'état de santé et voir la progression de chaque petite bouture. Okay. Et puis si tu as fini avant moi, tu viendras m'aider à brosser. Et puis sinon, on voit après. Régulièrement, les gardes de la réserve plongent pour faire des suivis des espèces. Ici, la richesse des fonds marins est exceptionnelle. Sous l'eau, les gardes ont tenté une nouvelle expérience, installer des habitats artificiels à poissons et crustacés. De simples parpaings
qui permettent aux langoustes et autres poissons de se reproduire en toute tranquillité. On a observé assez vite une augmentation franche du nombre d'espèces et du nombre d'individus. Surtout, on avait des densités en langoustes royales qui étaient impressionnantes, bien supérieures à celles qu'on a dans le milieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut observer au niveau densité que sur ce type de structure. Dans un récif à l'heure actuelle, pour trouver autant de langoustes sur une surface si réduite, ça devient impossible. Donc c'est un projet à taille humaine, surtout pour nous. On est assez nombreux, on a le nombre de plongeurs professionnels pour pouvoir installer ces structures au fond de l'eau. C'est peu onéreux, c'est des matériaux qu'on trouve facilement sur l'île. Donc c'est quelque chose de très facile à déployer, très facile à concevoir et qui offre des résultats vraiment impressionnants et qui nous ont bien surpris. Un peu plus loin, ce sont de simples structures en métal qui servent de pépinière à des boutures de corail. C'est bon, je suis là, Julien. Alors, c'est comment? Ça pousse bien, pas de mortalité. Ah ouais? Le gros de la mortalité, c'était les 2 premières semaines et maintenant, ça suit son cours. Et tout va bien. Parfait. La réserve couvre aussi des étangs où l'eau douce se mélange à l'eau salée. Cet écosystème particulier abrite une faune remarquable. On y trouve plus de 80 espèces d'oiseaux. 3 échasses d'Amérique, 4 canards des Bahamas, 2 sarcelles à ailes bleues. Franck Roncuzzi et Caroline Fleury font partie des gardes de la réserve. Ils ont en charge le suivi des oiseaux. Franck a la liste de toutes les espèces qui sont possibles d'observer en fait, sur les étangs de Saint-Martin. Et moi, je retranscris ces données sur une fiche de suivi qui sera après saisie à la réserve sur une base de données. C'est un suivi mensuel, donc ça permet à une échelle plus globale d'observer les espèces migratrices, résidentes, nicheuses. Le fait de faire ce comptage, ça nous donne, c'est un des indicateurs écologiques de bon état des étangs. Cette année, les gardes ont pu observer plus de 55 espèces protégées venues se reproduire sur ces étangs. Grâce à ces pontons de bois, la réserve espère aussi attirer des touristes d'un genre nouveau, des amateurs d'observation d'oiseaux, plus respectueux de l'environnement. Pour les 2 gardes, direction l'une des plus belles plages de Saint-Martin, la baie de l'Embouchure. Un site très intéressant parce qu'on a beaucoup d'herbiers, un récif très intéressant en termes de nurserie et avec un impact très moyen des touristes parce que ce n'est pas la plage favorite des touristes, plus les locaux qui viennent le week-end. Un site typique caribéen avec la haute mer, un frangeant, donc un récif, une barrière de récif, et derrière un grand plateau herbier avec une dune et un étang qui se trouve derrière. Les gens ne viennent plus à Saint-Martin pour se faire dorer sur une plage, ils viennent pour observer la faune et la flore, pour voir les oiseaux, la mangrove, les récifs, les poissons, les baleines en saison des baleines. Saint-Martin, comme sa voisine Saint-Barthélemy, n'ont pas fini de dévoiler toute leur splendeur.